Manuel de la politesse des usages du monde et du savoir-vivre par M. Bontemps prend une soucoupe de vermeil et verse de l'eau spiritueuse sur les mains du roi. Le duc de Beauvilliers présente le bénitier, et sa majesté, après une courte prière, quitte son lit. Le duc lui aide à passer une somptueuse robe de chambre, et de Saint Quentin étale plusieurs perruques aux yeux du roi, qui en choisit une et la juste lui aime. Bontemps lui passe ses chaussons, ses bas, et le duc de Beauvilliers offre de nouveau le bénitier. Le roi sort de la balustrade qui entoure le lit et va s'asseoir dans un fauteuil. Il donne l'ordre de la première entrée, ordre que le duc répète à haute voix. Immédiatement, un page introduit ceux qui, par leur charge ou par une faveur toute spéciale, sont admis au petit lever. En tête figurent les 4 secrétaires, le maréchal de Villeroy, le comte de Gramont, le marquis de Dangeauyen de Burghem, puis viennent Colin et Beaurepas, lecteurs de la chambre, le baron de Breteuil et quelques officiers de la garde, dont ce n'est pas le jour de service. Enfin les gardes de la vaisselle d'or et d'argent, voici l'heure de la barbe. Bontemps tient la glace, Charles de Guigne, le bassin, Saint, ajuste la serviette et procède à l'opération. Il lave ensuite le visage du roi, d'abord avec une éponge trempée dans de l'eau de senteur, puis avec de l'eau pure. Le roi s'essuie, pendant que le marquis de la Salle et le marquis de Louvois, tous deux maîtres de la garde, s'occupent de compléter la toilette, leur ordonne les grandes entrées. Autrement dit le grand lever, on sait combien cet honneur était ambitionné et recherché des gens de cour. À mesure qu'un personnage se présentait dans l'antichambre, un des huissiers, le sieur de Racé, après avoir pris son nom, le transmettait à voix basse au duc de Beauvilliers, qui le répétait au roi. Si sa majesté ne faisait aucune objection, l'introduction avait lieu. Ainsi défilèrent successivement maréchaux de France, cardinaux et évêques, gouverneurs de province, présidents de parlement, etc., etc. Tout à coup l'on entendit frapper discrètement un petit coup, suivi d'un second. Le duc de Beauvilliers s'était à peine détourné pour recevoir le nom du nouveau venu, que la porte s'ouvrait toute large comme pour un prince du sang. Alors, à la stupéfaction générale, l'envie entrait tout de go, sans être le moins du monde annoncer Racine d'abord, puis Boileau, puis Molière, puis enfin l'architecte Jules Mansart. C'était une surprise ménagée par Louis XIV à tous ces grands seigneurs. Si fiers d'être admis en sa présence, il voulait leur faire comprendre que le génie doit marcher de pair avec la naissance et les plus hautes dignités. Cependant le roi se trouvait engagé dans les grands apprêts de sa toilette. Il mit ses bailles agrafes à ses jarretières de diamants. Un officier lui passa le haut chausse, un autre mit les souliers. Puis 2 pages, magnifiquement vêtus, enlevèrent les habits que sa majesté venait de quitter. Le déjeuner prêt, Louis XIV ordonne à Racine de s'asseoir à sa table. 2 officiers du gobelet apportent le service. Le dauphin ôte son chapeau et ses gants, les remet au premier gentilhomme de la chambre et donne la serviette au roi. Alors, sur un signe, l'écuyer tranchant découpe les viandes dont un gentilhomme fait l'essai, avant d'en servir au roi. Quand sa majesté manifeste le désir de boire, l'officier de l'échansonnerie crie aussitôt à boire au roi, et il s'en va prendre au buffet 2 carafes de cristal contenant l'une du vin, l'autre de l'eau, et goûte à ce double breuvage. Le duc de Beauvilliers présentait sa majesté une coupe de vermeil dans laquelle elle versa sa guise de l'eau et du vin. Et, après avoir bu, elle reçoit des mains du dauphin une nouvelle serviette pour essuyer ses lèvres. Le déjeuner fini, le roi, à l'aide du marquis de la Salle et de Bontemps, quitte sa robe de chambre et sa veste de nuit. Il remet sa bourse à Bontemps, qui la transmet à François de Belloc, pour être renfermé dans une boîte, dont celui, à la garde spéciale. Arrivons maintenant à la cérémonie de la chemise. L'honneur de la servir appartient de droit à un fils de François, en son absence. Alors prince du sang, c'est donc le dauphin qui va remplir encore cette fonction. Le duc de la Rochefoucauld est le roi à mettre sa soubre veste, puis on apporte la veste, l'épée et le ruban bleu, avec les croix du sein. Et de Saint, le duc agrafe l'épée, le marquis de la Salle soutient l'habit que sa majesté endosse, et lui passe une riche cravate de dentelle qu'elle attache l'aime. Enfin le sieur de Saint lui présente sur une salve ou plateau d'argent 3 mouchoirs bordés de points, dont elle prend un ou deux. Le roi repasse alors derrière la balustrade, s'agenouille et dit une prière. Les cardinaux et les évêques présents l'accompagnent à voix basse. On jette une courte sur le lit et l'on tire le rideau en avant et au pied. Maintenant Louis XIV est prêt à recevoir ceux des ambassadeurs qui en ont fait la demande. Il se place sur un fauteuil, ayant à ses côtés les princes du sang, et près de lui le duc de Beauvilliers, le duc de la Rochefoucauld et le marquis de la Salle. Ensuite il ordonne qu'on introduise l'ambassadeur d'Espagne. L'ambassadeur, à son entrée, fait un profond salut, après quelques pas, un second salut aussi respectueux. Et une fois arrivé devant sa majesté, un troisième pareil aux 2 autres. Louis XIV se lève, se découvre et salue, puis il remet son chapeau et se rassied. Cependant l'ambassadeur, qui a commencé sa harangue, se couvre à son tour, et les princes du sang font de même. L'audience terminée, l'ambassadeur se retira à reculons, en s'inclinant profondément à 3 reprises différentes. Un lieutenant général, commandant une des provinces du royaume, fut ensuite introduit pour prêter le serment d'office. Ayant remis son épée, son chapeau et ses gants à un officier de la chambre, il s'agenouilla et, les mains placées dans celles du roi, lui jura obéissance et fidélité. Ce fut la fin de la cérémonie des grandes entrées. Louis XIV s'était levé en prononçant à haute voix ces mots. Au conseil, il se dirigea aussitôt vers son cabinet où l'attendaient plusieurs officiers de service et leur donna ses ordres pour le jour. Il dit à l'évêque d'Orléans, premier aumônier, qu'il entendrait la messe à midi, au lieu de 10h30, comme il en avait eu l'intention, au marquis de Civry, son premier maître d'hôtel, qu'il dînerait dans son appartement particulier et sous près au grand couvert, à Bontemps, qui lui présentait sa montre et son reliquaire, qu'il visiterait le jeu de paume à l'officier de la garde, qu'il ferait un tour de promenade après son dîner et qu'il revêtirait son manteau. Sa majesté alla s'asseoir au bout de la table que recouvrait un tapis de velours vert. Le dauphin, les ministres et autres grands personnages se rangèrent à ses côtés dans l'ordre hiérarchique. La discussion commença, et Louis XIV ne laissa passer aucune affaire sans l'avoir mûrement examinée, sans avoir exposé et motivé son avis. Ainsi faisait, pour toutes les ordonnances qu'il discutait article par article, jamais il n'a signé une lettre sans se l'être fait lire. Après le conseil, il se rendit à la chapelle et, en passant, donna le mot d'ordre aux gendarmes, aux dragons et aux mousquetaires. Pendant la messe, les musiciens du roi exécutèrent un motet composé par l'abbé Robert. À 1h, le marquis de Civry, bâton en main, vint annoncer que le dîner était servi. Le roi y fit honneur, selon son habitude, car il était doué d'un robuste appétit. Après le repas, ayant reçu son manteau des mains du maître de la garde, il descendit dans la cour de marbre, au milieu d'une doublée de seigneurs, rangés de chaque côté de l'escalier, monta dans son carrosse et se rendit au jeu de paume, où il s'entretint quelque temps avec les ducs de Chartres, de Bourgogne et du Maine. De la Sa Majesté alla faire sa visite à Madame de Maintenon, et la trouva en grande conversation avec Racine et Boileau. Il s'agissait de l'art théâtral. Racine, qui possédait son sujet à plein fond, l'assaisonnait si bien d'anecdotes piquantes que Louis XIV, pris au charme, faillit oublier l'heure du souper. Il était près de 10h lorsqu'il sortit pour se rendre au grand couvert. À son entrée dans le salon, toutes choses étant disposées, les plats furent dressés à l'instant même. Ayant pris place, le roi dit au dauphin et au prince de Salé Ranger à l'autre extrémité de la table, où chacun des augustes convives trouva, debout derrière son siège, un gentilhomme pour le servir. Après la récitation du bénédicité par le grand aumônier et la présentation de la serviette par le dauphin, le souper commença. On a vu plus haut le cérémonial en usage pour la distribution du manger et du boire. Ces formalités ne variaient pas. Seulement, au grand couvert, le service était fait par un personnel beaucoup plus nombreux et l'on y déployait un luxe, un apparat des plus imposants. Quant au menu, ils étaient toujours composés de même. Pour le dîner, 2 grands potages, 2 moyens potages, 4 petits potages, hors d'œuvre 2 grandes entrées, 2 moyennes entrées 6 petites entrées, hors d'œuvre 2 grands plats d'euros, 2 plats d'euros, hors œuvre. À souper, le même nombre de plats, mais de potages en moins. Plusieurs morceaux de musique furent exécutés pendant le repas auquel assistait un groupe d'hommes de la cour, de seigneurs, se tenant debout ou occupant des sièges autour de la table. Le roi se leva et, après les grâces dites par l'aumônier, passa dans le grand salon. Là, il s'entretint familièrement avec quelques personnes, puis salua les dames et rejoignit sa famille. Cependant les préparatifs se faisaient pour le coucher, on apportait la collation de nuit, on mettait tout en ordre, le fauteuil et la toilette de sa majesté. Minuit sonne, le roi, précédé d'un huissier qui ouvre la foule, entre dans sa chambre, c'est le grand coucher. Il donne son chapeau, ses gants et sa canne au marquis de la Salle, et tandis qu'il détache le ceinturon de son épée par devant, la Salle le détache par derrière. L'épée est placée sur la table de toilette, pendant que l'aumônier récite à voix basse des oraisons. Le roi s'agenouille et prie. Ensuite, précédé toujours d'un huissier qui fait faire place, il s'approche de son fauteuil.
donne sa montresse en reliquaire abondant et désigne le duc de Chartres pour porter le bougeoir, ce qui était, comme on le sait, une très haute faveur. Sa Majesté enlève alors son cordon bleu haut de son juste au corps, puis s'étant assise, Bontemps et Bachelin détachent les jarretières, deux valets des choses chacun un soulier, tirent chacun un bas, un page de la chambre à droite, un page de la chambre à gauche, lui mettent chacun une pantoufle. Le roi retire son chose qu'un valet de chambre enveloppe dans une toilette de taffetas rouge. Le dauphin présente ensuite la chemise de nuit au roi, qui, après avoir endossé sa robe de chambre, fait une révérence à la compagnie. Aussitôt lui s'y écrit: allons, messieurs, passez. La foule s'écoule. Nous voici au petit coucher. Il n'est resté que les princes et ceux qui le matin ont assisté au petit lever. Le roi, assis sur un pliant, est peigné par un valet de chambre. Le duc de la Rochefoucauld lui présente, sur un plat d'argent, un bonnet de nuit avec deux mouchoirs unis. Le duc de Beaulieu lui apporte, entre deux assiettes de vermeil, une serviette dont un coin est mouillé et avec laquelle le roi se lave et s'essuie le visage. Sa Majesté donne ensuite ses ordres pour l'heure du lever. Tout le monde se retire. Seul, le médecin et le chirurgien demeurent quelques instants. Après leur sortie, le roi se couche, Bontemps tire les rideaux, visite les portes et se jette sur le lit préparé pour lui dans la même chambre. Silence profond jusqu'au lendemain. Voilà ce qui a soulevé si fort la colère des beaux, de l'école libérale, ce qui a excité outre mesure leur verve sarcastique. Ils n'ont voulu voir qu'une mascarade, là où se révèle bien clairement une idée politique profonde, un instrument de règne puissant. En effet, c'est grâce à l'étiquette, à cette vaste hiérarchie de rang, de préséance et de fonction, où tout était réglé comme les heures sur un cadran, mais où chaque heure, chaque minute qui s'écoulait rapportait gros au titulaire, que Louis XIV tint en haleine toutes les ambitions, toutes les convoitises, qu'il arriva à avoir toute sa noblesse dans les mains, et par sa noblesse, le royaume, si bien qu'un jour il a pu dire: l'État, c'est moi. Naturellement, cela ne faisait pas le compte de nos égalitaires, aussi quand Louis Courrier eut écrit: l'étiquette est la muraille de Chine des Tuileries et de Versailles, elle sépare le roi de son peuple. La chose fut aussitôt répétée par les journaux, colportée dans toute la France, criée sur tous les toits, l'esprit tout fait si facile à faire, en admettant même que le mot soit spirituel, toujours est, qu'il est faux, complètement faux. L'étiquette n'existait en réalité que pour le cérémonial de cour, elle ne visait que les grands et ne s'appliquait jamais au peuple. Un grand seigneur, un prince du sang, n'aurait pas été admis à adresser la parole au roi, alors qu'il sortait de ses appartements pour se rendre soit à la promenade, soit au conseil des ministres ou ailleurs. Mais voici une pauvre vieille femme qui, un placée à la main, à bord de Louis XIV, se rendant à la chapelle de Versailles. Retirez, fit brusquement un capitaine des gardes. On ne parle pas au roi. Vous avez tort, on parle au roi. Reprit Louis XIV d'un ton sévère. Cette femme a un placé à méprésenter, et la faisant rapprocher, il lui prit des mains sa requête, à laquelle il fut répondu favorablement. Le lendemain même, Voltaire qui rapporte le fait ajoute que Louis XIV renfermait les pétitions qu'on lui adressait dans une cassette dont lui seul avait la clé. Passant seul un matin dans un appartement peu fréquenté du château de Versailles, il vit un ouvrier qui, monté sur une échelle, détachait une magnifique pendule. Le parquet ciré était très glissant et le roi, consultant beaucoup plus les lois de l'équilibre que les règles de l'étiquette, tint le pied de l'échelle pour l'empêcher de tomber. Le plus drôle de l'aventure, c'est que le prétendu ouvrier n'était qu'un hardi voleur, qui emporta la pendule. Le soir, on raconta l'aventure dans les petits appartements, et le roi Henri tout le premier, il ordonna même de ne point poursuivre le coupable. Un jour, le dauphin, fils de Louis XIV, étant à la chasse, vit une pauvre femme qui tâchait de faire sortir son ânesse d'un fossé où elle était tombée. Il descendit de cheval et lui aida à remettre l'animal sur pied. Autre fait, le nôtre, charmé de ce que Louis XIV lui disait de bienveillant et de flatteur pour sa création du jardin des Tuileries, chef-œuvre de grandeur et d'harmonie, sauta au cou du roi et l'embrassa. Ceux dont les courtisans se montrèrent très scandalisés. Laissez faire, dit Louis XIV, le bon le nôtre est heureux de me voir content. Voilà ce qu'était l'étiquette à la cour de Versailles. Aujourd'hui, par ce bienheureux temps de liberté, d'égalité et de fraternité, qui court, nous serions curieux de savoir de quelle façon serait reçu le jardinier de l'Élysée ou le jardinier des Tuileries, s'il s'avisait jamais l'un ou l'autre de sauter au cou de même le président de la République ou de même le préfet de la Seine. Une très jolie histoire qui nous revient à l'occasion de la cassette du roi. Un jour, le 14 mars 1670, Louis XIV reçut un mémoire sur l'utilité qu'il y aurait à convertir l'ancien rempart en un boulevard devant servir de promenade aux Parisiens. L'auteur de ce mémoire, nommé Louis Pasquier, contrôleur au sel, signalait également quelques abus administratifs et en sollicitait le redressement. Le roi que ce rapport avait vivement intéressé, écrivit en marge du mémoire, a renvoyé au prévôt des marchands, Claude Le Pelletier, l'auteur ferait en excel échevin. Malheureusement, Louis Pasquier avait eu la fâcheuse idée d'adresser une copie de son mémoire au lieutenant général de police. Le magistrat qui dirigeait alors cette administration s'appelait Gabriel Nicolas de la Reynie. C'était un homme de grand talent, un administrateur vraiment habile, mais très chatouilleux à l'endroit de ses prérogatives. La reine examina avec la plus grande attention le document administratif qui lui était soumis. La lecture achevée, le lieutenant général de police prit un papier imprimé, dont il remplit les blancs avec rapidité. Voici ce que contenait ce papier. Écriture et imprimée. L'ex en sarrasin conduira aujourd'hui, 17 mars 1670, au fort évêque, le nommé Louis Pasquier, pour avoir insulté le gouvernement du Roy. Le pauvre écrivain qui traitait dans son mémoire des embellissements de Paris n'était pas un conspirateur bien redoutable. Le trône de France n'était pas mis en péril par la franchise spirituelle du contrôleur du grenier à sel, dont toute l'intervention dans la politique s'était bornée à écrire que Paris pouvait être plus heureusement éclairé et mieux assaini. Le lieutenant général n'avait pas été de cet avis, et le contrôleur méditait dans sa prison sur le malheur d'avoir déplu la haine de la Reynie, et l'inconvénient d'avoir mis un peu trop de sel dans un mets administratif que nos magistrats n'assaisonnent guère de cette façon. Heureusement, Louis Pasquier avait pour protecteur et parrain le duc de Gesvres. Étonné de l'absence de son filleul, il en chercha la cause et finit par découvrir qu'il était claquemuré au fort évêque. À l'instant, le gentilhomme alla conter l'affaire à Louis XIV, qui fit mander le lieutenant général de police. Monsieur, qu'avez fait, dit sa majesté, d'un nommé Louis Pasquier. Sire, répliqua le magistrat, j'ai fait conduire en prison cet écrivailleur, pour s'être permis d'insulter le gouvernement de votre majesté. Entendons, monsieur de la Reynie, serait, pour ce mémoire que vous avez emprisonné son auteur. Oui, sire. Monsieur le lieutenant général de police, continua Louis le Grand d'un ton sévère, je vous ai choisi pour faire respecter mon gouvernement, non pour le faire haïr. Le mémoire de Louis Pasquier est l'œuvre d'un fidèle sujet, d'un homme de talent et de cœur. Mon devoir sera de récompenser celui qu'un faux amour vous a fait punir injustement. Allez bien vite réparer votre faute, et gardez, désormais de tirer sur les soldats du roi. De la Reynie s'inclina et sortit. Le lieutenant général de police se fit conduire dans la rue Saint-Auxerrois, où s'élevait le fort évêque. Monsieur Pasquier, vous êtes libre, dit le magistrat au prisonnier. Permettez de vous reconduire dans mon carrosse à votre domicile. Le 16 août 1671, le contrôleur au grenier à sel, l'écrivailleur Louis Pasquier, est élu à l'unanimité, moins sa voix, échevin de la bonne ville de Paris, en récompense du mémoire qu'il avait fait emprisonner. Quelques jours après cette nomination, il y avait fait à l'hôtel de ville, dans le cabinet qui précède la grande salle des prévôts, deux hommes parlaient à voix basse. L'un était le lieutenant général de police, l'autre l'échevin Louis Pasquier. Monsieur de la Reynie, dit l'ancien prisonnier du magistrat, un échevin vaut un lieutenant général de police, n'est pas. C'est selon, maître Pasquier, j'ai à vous réclamer le paiement d'une dette. Tenez, reconnaissez ce billet. Je ne nie jamais ma signature, répliqua le lieutenant général de police. Très bien, monsieur, en ce cas, j'espère que vous viendrez vous acquitter à 7 h du matin, derrière le clos des Chartreux. J'y serai avec ce qu'il faut pour cela. C'est une galanterie dont je vous tiendrai compte. Le lendemain soir, le lieutenant général de police et l'échevin assistaient au souper du roi. Mais qu'a donc de la Reynie pour porter à chaque instant sa main gauche sur son bras droit, demanda Louis XIV au duc de Gesvres. Sire, peu de choses, une légère piqûre que lui a faite l'échevin Pasquier. Maître Louis Pasquier, dit le roi en s'adressant à l'échevin, allez serrer la main du lieutenant général de police, celle que vous n'avez pas endommagée. Rappelez, désormais, l'un et l'autre, que je ne vous ai pas fait magistrat pour tirer l'épée, mais bien uniquement pour utiliser au profit de la ville de Paris votre talent et votre prud'homie, et la politesse. C'est à la cour de Louis XIV, dit Voltaire, à la société qui s'est formée de son temps que l'Europe a de la politesse et l'esprit de sociabilité qu'on y a vu régner depuis. Louis XIV éleva, en effet, la cour de Versailles à un tel degré de splendeur que l'Europe l'a reconnue désormais comme l'arbitre du bon goût, des grâces et des belles manières, comme le type, le prototype des bienséances dans le monde. Aujourd'hui même, après 2 siècles révolus, quand il s'agit de beau langage, de questions de haute élégance, d'étiquette de cour, de cérémonial diplomatique, Versailles fait encore autorité. Nous aurons l'occasion de lui emprunter plus d'un modèle, plus d'un exemple.
La politesse est une façon de s'exprimer ou d'agir qui suppose une culture suivie des qualités de la moularde de l'effindre, beaucoup de bonté et de douceur dans le caractère, de finesse, d'esprit, de délicatesse, afin de pouvoir discerner à l'instant ce qu'il y a de mieux à faire dans telle ou telle circonstance. Être affable et prévenant envers tout le monde, ne montrer ni raideur, ni obséquiosité avec ses supérieurs, ni hauteur, ni familiarité avec ses inférieurs, constitue une des obligations de la politesse. Elle s'impose à nous dans la vie privée comme dans la vie publique, dans les rapports d'intérieur ou de famille, comme dans ceux du dehors. Entre femme et mari, il existe une politesse qui les unit jusqu'à la fin. C'est un échange nécessaire, indispensable, d'égards et de bons procédés. Arriver à la somme possible du bonheur domestique. Il faut alors s'astreindre, de part et d'autre, aux mêmes petits soins qu'avant le mariage. S'il vient à s'élever quelques différends, quelques contestations, que l'on se garde d'en rendre les enfants témoins, ce serait leur donner prise et compromettre le respect et l'obéissance auxquels ils sont tenus. Cultivez leur cœur et leur esprit, inspirez le sentiment des vertus morales, faites marcher de par l'éducation et l'instruction, c'est-à-dire joignez aux connaissances scolastiques celles du savoir, de l'usage de la bonne compagnie, et ainsi formerez-vous des sujets qui vous feront honneur dans le monde. Le tutoiement, c'est une question très controversée que celle du tutoiement. Un mari et une femme, appartenant au grand monde, pourront bien se tutoyer dans l'intimité, mais jamais devant une tierce personne, et encore moins en public. Il y a encore beaucoup de familles qui persistent à repousser cette circonstance atténuante de l'intimité. Autrefois, dans la classe bourgeoise et même parmi le peuple, les enfants ne tutoyaient pas leurs parents, et certes ils ne les aimaient pas moins pour cela, mais vinrent les immortels principes, qui supprimèrent, avec tant d'autres choses, cette marque de respect. Le vous échappa à la guillotine, mais non pas à la proscription. Un traité de politesse présenté à la Convention, portant toutes lettres. Article 1er. La politesse de la République est celle de la nature. Article 2. Il n'y a pas de vous dans la République, tous les citoyens sont des toits. Est assez grotesque, le vaudeville garde de laisser échapper cette occasion de bon rire. Nous nous rappelons avoir vu jouer, sous la Restauration, une pièce intitulée Les Trois Innocents, dans laquelle un des personnages, se jetant aux pieds de sa maîtresse, lui disait avec autant d'esprit que de bonheur: je ne connais à vos genoux que toi de plus joli que vous. Les partisans, les défenseurs du tutoiement auront beau dire, il est tout à moins choquant d'entendre un jeune homme de 20 ans tutoyer son grand-père, vieillard de 60 ou 4 ans, ou bien un oncle, une tante du même âge. L'on rencontre même aujourd'hui des gendres qui poussent l'oubli des convenances jusqu'à tutoyer leur bel-air. Où s'arrêtera le progrès? La politesse entre amis est surtout nécessaire. L'on se voit tous les jours, plusieurs fois même par jour, raison de plus pour apporter dans ces entrevues une certaine réserve de ton et de manière. Le tutoiement conduit à une grande familiarité, laquelle mène à son tour à des bruits plus ou moins fâcheuses. On fera donc bien de ne se point laisser aller à cette privauté de langage qui, du reste, n'est pas une preuve probante d'affection, d'une sincère et solide amitié. Madame de Sévigné n'a jamais tutoyé sa fille, et Dieu sait si elle l'aimait. Ma fille aimée, donc toujours, c'est ma vie, c'est mon âme que votre amitié. Je ne puis m'y représenter d'amitié au-delà de celle que je sens pour vous. Ce sont des terres inconnues. Que d'autres personnages célèbres, qui furent liés entre eux d'une étroite amitié, ne pourraient pas citer à l'appui. Et puis notons qu'il y a danger, et danger sérieux à notre époque, de trop se familiariser. Ce temps est si fertile en naufrages de toutes sortes, que l'on s'y trouve exposé à de terribles avaries. Votre ami du jour peut être reconnu, le lendemain, pour un homme tout à fait indigne d'estime. Quelques conseils pour en finir avec les amis, règle générale et sans exception. Ne prêtez ni n'empruntez jamais d'argent à vos amis. Si vous ne voulez pas vous exposer à de fâcheux mécomptes, conduisez, avec votre ami, dit un sage de l'Antiquité, comme si vous deviez être un jour ennemi, et avec votre ennemi, comme si plus tard vous deviez devenir ami. Tout attaché qu'il nous paraisse, le cœur d'un ami peut changer. Madame de Maintenon devait en avoir fait la douloureuse épreuve. Lorsqu'elle a écrit ces mots, on est souvent trompé par des amis de 30 ans. Le costume ou vêtement, le costume, cette science qui demande tant d'arrêt de goût pour arriver à une simplicité savante, à cette espèce de laisser qui n'est point le négliger, à ce résultat élégant et harmonieux qui est presque du génie. Nos pères en avaient bien compris l'importance. Ils en avaient fait un tout complet jusque dans ses moindres détails. Rappelez, ces somptueux habits de velours ou de soie, ces vestes de drap d'or et de toile d'argent, cette cravate d'un tissu si fin, roulée nonchalamment autour du cou, pour laisser à la tête toute sa grâce, c'est son balancement naturel, et ses manchettes en point d'Angleterre, ses jabots en point de Venise qui coûtaient jusqu'à 1000 écus, et ses chapeaux en panaché de plumes, avec broderie, galons et diamants, et la poudre qui faisait la tête si gracieuse, si odorante, et ses bas de soie à coins brodés, ses souliers à talons rouges et à boucles d'or, et ses riches épées, à la garde étincelante, si artistement travaillées. Nous avons remplacé tout cela par une mesquinerie sans nom, nous avons jeté sur nos épaules un morceau de drap noir et du redingote qui nous sert pour le salon et la rue, le bal et l'enterrement. Nos jambes, nous les insérons dans un double entonnoir noir, afin d'en dissimuler les grosseurs ou les indigences. Nos bottes et bottines, bien gentilles, ma foi, elles nous font un pied en forme de sol. Et le chapeau, ce fameux tuyau de poil, qui n'abrite ni du soleil, ni de la pluie, qui écrase la tête en été, ne la tient pas chaude en hiver, ne dirait pas qu'il a été inventé pour résoudre un problème d'équilibre sur notre occiput. N'oublions pas la cravate blanche qui, jointe à cet accoutrement, nous donne l'air d'un croc, en deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Quand on pense que toutes ces belles choses à nous sont venues en ligne directe de la perfide Albion, on serait tenté de s'écrier comme le vieux Caton. De l'honnête Albion. Heureusement, nos femmes se sont gardées de nous suivre dans cette voie du lait et du ridicule. Elles créent, elles inventent tous les jours et à toute heure. Elles prennent partout, empruntent à tous les siècles et à tous les pays. La soie, le velours, le satin, le cachemire, les dentelles, les étoffes tramées d'or et d'argent, les diamants et les fleurs sont par elles mis à contribution. Il y a de l'imprévu et de la variété dans la toilette des femmes. Notre costume, à nous, est stéréotypé. Toujours le même, à part quelques minces changements et le même pour tous. Avec lui, plus de luxe possible. L'habit d'un millionnaire ou d'un descendant des croisés ressemble à s'y tromper, à l'habit du premier ou du dernier venu. Allez trouver le tailleur le plus en renom, moyennant 100 écus. Il vous fournira un habillement complet, tout pareil à celui de même le baron de Rothschild ou de même le président de la République. Or, quel est le bourgeois, quel est l'ouvrier, qui, pour cette modique somme, ne voudra pas se donner la satisfaction d'être mis comme un archimillionnaire, ou comme le chef de l'État? Oui, avec de l'argent, on peut se passer ce petit luxe de vanité, et mieux encore, se livrer aux fantaisies les plus somptueuses. Mais ce que l'on ne saurait se procurer contre écus, c'est l'élégance et le savoir. Aussi conseilleront aux parvenus de la fortune, ainsi qu'aux parvenus des révolutions, de refaire de fond en comble leur éducation. Ils apprendront, avec le temps, à se familiariser avec cette grande existence qui est venue les surprendre tout à coup. Ils arriveront, à la longue, à façonner leur nature comme une eau délicatesse et aux belles manières, qui sont chez ceux qui les possèdent le résultat des traditions de famille, type de l'élégance parisienne. De tout temps, en France, un nom plus ou moins fantaisiste a servi à désigner ce que l'élégance réelle ou la prétention au succès en ce genre mettait particulièrement en relief. On compte une très longue succession de ces types: les raffinés, les mignons, les muguets sous Charles IX et Henri III, les beaux-fils sous la Fronde, les Ménins sous Louis XIV, les roués pendant la Régence, les hommes à bonne fortune sous Louis XV. Et Louis XVI, les incroyables, les merveilleux du Directoire, les fashionables et les bandits de la Restauration, sous Louis, les lions et les tigres dont nous allons nous occuper. Puis vint, après la Révolution de février, les daims, les gandins, puis les coccodets, puis enfin les gommeux, qui forment aujourd'hui la dynastie régnante. Cette dynastie se partage en deux branches, branche aînée haute gomme, branche cadette gomme. Jusqu'à présent, elles n'ont produit aucune célébrité marquante. Nous ne nous y arrêterons donc pas plus longtemps, et nous passons aux lions et tigres civilisés. Lion et tigre civilisé, le mot lion, venu du monde anglais, indique un personnage sorti de la ligne ordinaire par ses aventures, ses excentricités, sa beauté, ou simplement par un faste bizarre et hardiment exceptionnel. Le tigre se distingue par un luxe effréné, par sa mise, par son langage, et des manières qui ne sont qu'à lui. C'est un fantaisiste de haute volée, qui se met au de toutes les convenances sociales. Bien que l'aristocratie anglaise ait été féconde en tigre, le roi George IV et Brummel, surnommé le roi de Bath, sont encore cités comme les spécimens les plus remarquables de l'espèce. Il luttait entre d'excentricités les plus extravagantes. Le roi s'avisait de porter un pantalon de dentelle collant, qu'il fallait deux domestiques pour le précipiter dans ce double entonnoir, où il ne pénétrait que par la force d'impulsion. Brummel se faisait coudre le sien, son pantalon, sur place. Si le tigre royal ornait son parc de temples et de mosquées, le tigre domestique mettait le feu à son château pour en chasser les rats. L'un dépensait des milliers de livres sterling pour entretenir des poissons dans un ruisseau bourbeux, l'autre, pour pêcher plus commodément les siens, lâchait les écluses de ses étangs et inondait des lieux de pays. Le roi d'Angleterre attachait des fausses queues à ses chevaux. Le roi de Bath coupait les oreilles aux siens. George IV s'habillait en chef écossais. Le beau Brummel arriva à ne pas s'habiller du tout et se promena un jour dans ce costume à Danica Saint-Parc. Cette excentricité fut la dernière.
À quelques jours de là, dans une orgie, le tigre domestique osa dire au tigre royal: Georges, sonnez pour avoir ma voiture, soit que le tigre royal eût pris, ce soir, plus que sa pâture habituelle, soit par toute autre raison. Il accueillit fort mal cette innocente familiarité, lui qui en avait toléré d'autres que l'on oserait raconter. Sa majesté Féline rompit avec son ami, et quand il devint officiel que le brillant Brumel n'était plus l'heure émule du roi, la faveur publique l'abandonna. À cette funeste nouvelle, ses créanciers le menacèrent de faire saisir ses revenus. Devant un commencement d'exécution, il s'enfuit à Boulogne-Mer, mettant ainsi les manches entre lui et les poursuites de cette sotte espèce d'individu qui s'imagine que les dettes sont faites pour être payées. C'est là que s'est éteint le vieux beau, cet astre de la fashion britannique, entouré encore à son coucher d'admiration de la foule. Le tigre s'était fait lion. Après la mort de Brumel et celle de George IV, le trône de la mode demeura vide. Ce fut Lord Byron qui s'en empara. Le dandysme anglais conserve encore ses belles tradition de luxe et le cite comme l'un des plus grands novateurs, l'un des puissants génies en matière de goût et d'élégance. De 1830 à 1845, 3 ou 4 tigres se disputèrent le sceptre, parmi lesquels monsieur tint le premier rang. Jeunesse, beauté, fortune. Il avait tout pour lui. Les journaux n'étaient occupés que de son luxe et de ses prodigalités. On parlait de sa toilette en palissandre qu'il paya 40 000 francs. Il a longtemps brillé à Paris, où nous le vîmes porter un habit vert, au printemps de 1825, et un habit feuille, pendant l'automne de la même année. Il fut remplacé par monsieur Bailly, que la trop grande splendeur de son luxe rejeta bientôt sur le continent, quand vint le dernier jour de cette magnifique excentricité, lorsque les membres du jury furent appelés à prononcer sur les droits des parfumeurs, des tailleurs, etc., dont il avait usé et abusé pendant son règne. Des mystères incroyables se révélèrent. Un seul tailleur, et il en occupait 6, produisit un compte d'une année sur lequel figurait 4 habits 120, pantalon 350, gilet blanc 316 de fantaisie et 2350 cravates. Mais le tigre par excellence, celui auquel toutes les cours de l'Europe ont accordé des lettres de naturalisation, fut assurément le comte d'Orsay, notre compatriote. D'un consentement unanime, on l'a proclamé le plus parfait modèle de l'espèce. Il n'appartenait à aucune école, ses créations, ses inventions fantastiques, déroutaient ses émules aussi bien que ses imitateurs, quoi qu'ils fissent, il était toujours en avance sur eux. Surpris un jour par un violent orage, il n'eut d'autre ressource pour s'en préserver un peu que d'emprunter une lourde capote à un invalide de la marine. Il sut si bien assouplir à ses mouvements ce gras grossier et rebelle, et lui imprimer le cachet de sa propre distinction, qu'il en fit un vêtement à la mode. Le véritable élégant procède de lui-même, il n'attend pas les inspirations de son tailleur. La vie du tigre est impossible en France, indépendamment de la fortune fabuleuse qu'en fin de compte il faut se résoudre à y engloutir. Elle a des exigences de mouvement et de plaisir, des obligations forcées qui ne permettent pas de distraire la moindre parcelle de son temps pour se livrer à d'autres occupations, à d'autres préoccupations que les siennes. On lui appartient corps et âme, on s'absorbe, on s'identifie complètement en elle. Confessons donc en toute humilité que le tigre pur sang n'existe pas en France. Contentons des variétés ou souhaitées de l'espèce et des lions que l'on y a vu fleurir depuis les dernières années du XVIIIe siècle. En voici une esquisse assez complète. Nous avons eu David en costume romain, Gara avec ses cravates monstres, ses gilets microscopiques et ses bottes jaunes, peut-être Orion, une autre tigre royale, dans la personne de Murat. Si Napoléon eût réprimé ses goûts de parure somptueuse et théâtrale. Allez mettre votre habit de maréchal de France, lui dit. Le jour de l'entrevue des deux empereurs sur le Niéman, vous ressemblez à Franconi. Murat s'était présenté, ruisselant d'or sur toutes les coutures. Le chef surmonté d'une toque, avec force plumes éclatantes et une grosse perle par devant. Chabruc, dans sa jeunesse, fut un instant assez bon tigre, mais son règne fut court. Il passa bientôt au lion et conserva ce titre jusqu'à sa mort. Balzac essaya de se classer parmi les tigres, à l'aide de sa fameuse canette d'un habit bleu à boutons d'or. Il voiture et groom, il donne à des déjeuners fabuleux, endossa 30 gilets différents en un mois. Tout cela en pure perte. La loge des lions, cette loge, qui a fait tant de bruit, c'est d'abord appelée la loge des mauvais sujets. Les dames en particulier ne la désignaient pas autrement, ce qui ne les empêchait pas de lorgner avec beaucoup d'attention tous ceux qui s'y montraient. Or ces jeunes gens, au nombre de 8, ne méritaient pas cette qualification, bien qu'ils affectassent des airs tout à fait régence. Venus parfois au théâtre, après une orgie de limonade d'eau sucrée, ils interrompaient la représentation par leur rire ou leur conversation à haute voix, mais le public se montrait si mal disposé à leur égard qu'ils durent changer de rôle. C'est alors qu'ils affichèrent la prétention de remplacer le coin du roi et le coin de la reine, qu'ils se posèrent en juger arbitre du bon goût. C'est de ce moment-là aussi que les figurantes du corps de ballet leur donnèrent ce nom de lion qui leur est resté. Ils arrivaient pimpants et frais, tirés à 4 épingles, les cheveux artistement bouclés, la fleur à la boutonnière, étalant avec affectation leurs gants sur le devant de la loge. Gants glacés, jaune serein, jaune citron, jaune jonquille, jaune patinard pour les petits jours. Parmi eux figurait un journaliste du petit format, Lautour, nous le signalons en toutes lettres, car ce fut un bien grand coupable. C'est lui qui mit à la mode ses pantalons d'une longueur et d'une ampleur si disgracieuse. Il est mort préfet d'Alger, sous l'Empire. Dieu veuille avoir son âme et ses pantalons. Le comte Gilbert des voisins était un des habitués les plus assidus de la loge. Gentilhomme parfait et de haute élégance, dont un aussi heureux que prodigue, il savait répondre alors avec une délicatesse exquise. Un jour, ou plutôt un soir, qu'il offrit un bal à ses amis au premier sujet du chant et de la danse, au foyer de l'opéra. Il fit circuler sur des plateaux, en guise de glace, de boissons chaudes ou froides, de gâteaux et de bonbons, tout un assortiment de riches bijoux, broches, boucles d'oreilles, bagues, bracelets. Il y en avait pour 40 000 francs. Vous pensez quel bruit cela a dû faire le lendemain? Il n'était question que de cela dans Paris. Une autre fois, il assistait à une soirée chez un honnête bourgeois du Marais. Dans ce monde, les choses ne se pratiquent pas précisément comme au Faubourg Saint. Quand l'heure de se retirer est venue, on n'entend pas crier les gens de monsieur le comte, les gens de madame la duchesse. De grands valets de pied ne se présentent pas, tenant sur leurs bras la sortie de balcon pose sur les épaules, en attendant que la voiture soit avancée. Non, tout se fait beaucoup plus simplement. La bonne de la maison apporte les chapeaux, les châles, les sacs ou même les chaussons que l'on a déposés au vestiaire, et chacun reprend son bien. S'il le trouve, on se couvre, on s'en mitoufle de son mieux, pendant que le maître ou la maîtresse de la maison vous recommande suprême attention de son hospitalité de prendre garde au chaud et froid. Les 3 quarts des invités s'envoient à pied, surtout si le temps est beau. Par les temps douteux, il y a des files de parapluie en guise de files de voiture. Les plus épais s'en retournent en fiacre. Cette simplicité n'empêche pas la grisse et la séduction de s'épanouir en ces modestes logis, tout aussi bien que dans les salons les plus distingués. La beauté a des duchesses dans tous les quartiers et à tous les étages. C'est sans doute en vertu de ce principe égalitaire que le comte Gilbert des voisins se trouvait dans l'antichambre de cette maison bourgeoise, où il avait été prié à un concert d'amateurs. Il venait d'offrir son bras à une jeune et jolie femme qui ne pouvait retrouver son châle. Le mari s'impatientait, elle attendait de belle sorte, c'était toujours la même chose. Elle ne savait jamais où elle mettait ses affaires, son étourderie serait cause qu'il faudrait payer une heure de fiacre, quand une simple course aurait pu suffire. Et patati et patata, la pauvre dame Schlegel, ou plutôt Sanchel, souffrait péniblement de ses reproches de mauvaise humeur. Fait en présence du cavalier accompli qui l'honorait de ses soins, et le trouble où la jetait son mari paralysé d'autant ses recherches. On y voyait d'ailleurs fort mal. Dans ces réunions à la bonne franquette, le salon n'est pas éclairé à giorno et l'antichambre ne possède souvent qu'un quinquet fumeux. Madame n'y voit pas bien, dit le comte Gilbert, au moment où le mari sans vergogne déplorait les quelques sous de dépenses en plus que sa femme allait lui occasionner. Là, dessus, sortant de son portefeuille un billet de 500 francs, le gentilhomme le roula entre ses doigts, puis, l'ayant allumé, il éclaira, de cette torche en miniature, la dame qui retrouvait son châle. Cette allumette de vin, Louis, brûlait à son intention, éblouit la candide bourgeoise, elle se sentit superbement vengée de l'humeur parcimonieuse de son mari. Aussi, en descendant l'escalier, la main qui avait tenu l'allumette fut récompensée par la pression reconnaissante et émue d'une petite main qui tremblait. La loge des lions s'ouvrait rarement pour des dames. Or il advint qu'un jour c'était un mardi gras, elle se trouvait exclusivement occupée par des femmes, qui étaient devenues ses hôtes habituels. Où diable avait passé mystère et chuchotement général. Cependant la représentation de Gustave III n'en poursuivait pas moins son cours.
Tout à coup, au cinquième acte, voilà qu'apparaissent 8 ours se tenant gravement par la main, ou plutôt par la patte. Ils s'avancent vers la rampe et saluent le public, puis, se mêlant au groupe des danseurs. Ils prennent part assez gauchement au galop général. De temps à autre, on voyait un lever brusquement la patte de derrière. Cette patte, qui n'était pas toujours lancée en mesure, avait subi le contact un peu rude d'un pied de figurant. La plaisanterie n'eût pas été complète si le public n'avait pas su à qui il avait affaire. Voici donc que nos ours se réunissent en troupe, prennent leur tête sous le bras, et, tirant de leur manche un énorme éventail, se mettent à en jouer avec toute la désinvolture d'une marquise de l'ancien régime. Les lions s'étaient fait ours. Jamais acteurs ne furent accueillis par de plus vifs applaudissements. Revenons au tigre, l'espèce la plus vivace dans le genre. C'est encore celle des auteurs et des artistes, mais bien qu'elle réunisse les physionomies les plus tranchées, les penchants les plus bizarres, les barbes les plus splendides, elle n'offre aucun type complet. On peut citer Feu Pradier, le sculpteur, que tout Paris a pu voir en pantalon de tricot blanc et en habit de velours bleu de ciel, ou verser l'adon, pêcher des goujons sur les bateaux amarrés le long du quai Voltaire. Eugène ne soutint ses prétentions au titre de tigre qu'à l'aide de nombreuses chaînes d'or et de boutons plus nombreux encore, égarés dans les volutes d'une chemise fantastique. Il ressemblait à un nom d'or de l'ancien répertoire. Parlerons maintenant de ceux qui essayèrent de se singulariser par un déguisement perpétuel. Horace Vernet, qui s'efforçait de ressembler à un vieux de la vieille, Duret à un arabe, etc., etc. Ces nuances échappent à la foule, qui a besoin d'être frappée profondément par une façon d'être et d'agir tout à fait exceptionnelle, par des procédés qui s'adressent à son imagination, la soulèvent d'étonnement, la séduisent et l'entraînent d'admiration. Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut se hisser à la hauteur du tigre britannique, du salut et de son importance. Le salut a une haute importance dans les relations sociales, c'est la pierre de touche qui sert à reconnaître l'homme de bon ton, de l'homme sans éducation. Le salut se règle d'après l'âge, la condition et le sexe des personnes auxquelles il s'adresse. Dans la rue, sur les boulevards ou toute autre promenade, saluez le premier les gens de votre connaissance, et n'allez pas calculer la valeur de votre salut. Laissez au féquin, à l'enrichi, au nouveau venu. Toutes ces distinctions, ces façons de s'y prendre, qui sont d'un homme mal élevé, avaient été prévenues dans cet acte de politesse. Répondez, avec empressement, quand bien même il émanerait d'une personne inconnue, que vous ne vous rappelez pas avoir rencontré dans le monde. Le prince de Condé avait pour principe que l'on doit toujours rendre politesse pour politesse. Comme il entrait dans Avignon et qu'il traversait ce beau pont dont la ville est si fière qu'elle en a fait une chanson, sur le pont d'Avignon l'on y danse tout en rond. Le prince reçut de belles révérences de quelques demoiselles qui le regardaient passer, et il répondit par un salut plein de courtoisie. Un de ses compagnons lui ayant dit: il me semble, monseigneur, que vous saluez là des femmes bien légères. Monsieur, répondit le prince, un salut envoie un autre, et de la sorte je ne suis pas exposé à ne pas saluer les honnêtes femmes, c'était bien dire, et en ceci il suivait l'exemple du roi Louis XIV qui ne passa jamais devant une femme fût, de la domesticité du château, sans se découvrir. Voilà ce qui s'appelle un grand roi, s'écriait madame de Sévigné, voulant dire par là un roi bien élevé, en fait de royauté, c'est la même chose. La question du salut a donné lieu à de nombreuses controverses. On s'en est occupé au jockey, et voici comment elle fut résolue d'un commun accord. À Quincombe, disait, l'initiative du salut lorsque deux hommes, accompagnés chacun d'une dame, se rencontrent sur les degrés d'un escalier. C'est évidemment à celui des deux qui tient à passer pour le mieux élevé. C'est de ce principe, à l'époque où nous sommes, qu'il faut nécessairement s'inspirer dans les relations du monde. Il n'existe plus de hiérarchie sociale que dans les corps constitués. Il ne peut donc résulter pour personne, en dehors des fonctions officielles, l'obligation de saluer le premier. L'initiative du salut résulte du désir de manifester tout à la fois le respect d'autrui et l'oubli de soi. Autrefois, il était de règle que l'homme d'un rang modeste salua le premier celui qui appartenait à une classe supérieure. Aujourd'hui, aucune prééminence n'est imposée par l'organisation sociale. Il n'y a plus que la supériorité individuelle qui établisse une différence. Mais comment la déterminer, par exemple, entre un avocat, un médecin, un professeur, un millionnaire honnête, un manufacturier, un armateur, un grand artiste, un écrivain de renom ou un homme de naissance indépendant par caractère et par position? Nul n'oserait prononcer, tous sont également honorables. Le manant d'autrefois était tenu de se découvrir devant son seigneur. Aujourd'hui, il n'y a plus de seigneur, plus on a de valeur. Moins on doit paraître le savoir. Saluer le premier, c'est faire acte de dignité et de modestie. C'est faire preuve d'une certaine abnégation de fierté, et même souvent d'orgueil, ce qui est de bon goût. Remarquez bien que sur 10 personnes qui s'opposaient à tant comprennent à leur égard l'initiative du salut, 9 c'est à des prétentions non justifiées, ou bien ce sont des parvenus, des enrichis d'hier, des gens de conditions douteuses et qui veulent se donner de rang, une importance qu'ils n'ont pas. Jamais cette restriction ne se rencontre chez un homme de race et de grande éducation. Il existe des procédés de convenance entre gens comme il faut, que le simple bon sens indiqué explique sans avoir besoin d'étudier le cérémonial. Ainsi, lorsque deux personnes se croisent dans un escalier, l'une montant, l'autre descendant, celle qui, après avoir pris sa droite, se trouve du côté de la muraille, devra se ranger pour laisser passer l'autre, plus empêché, qui est du côté de la rampe. Pour nous résumer, disons que, si deux hommes qui se connaissent et se rencontrent, le mieux élevé sera toujours le plus empressé à saluer le premier. Si un homme rencontre une femme qui est de sa société habituelle, il saluera le premier. S'il n'est pour elle qu'une simple connaissance, il attendra au contraire qu'elle le salue. Et maintenant que cette question du salut est vidée, rappelons quelques faits historiques où il a joué un rôle considérable. En Suisse, le tyran Geisler fait placer son chapeau sur un poteau portant une inscription qu'ordonne, sous peine de mort, à tout passant de s'incliner et de se découvrir devant cet emblème du pouvoir. Guillaume Tell, indigné, se révolte et refuse le salut. Il en appelle aux armes, renverse le tyran et assure ainsi par son courage refus la liberté de l'Helvétie. 500 après, Rossini, qui s'est emparé du sujet, lui a dû son plus beau chef d'œuvre. Il était famille, riche et puissante aujourd'hui dont la fortune a pour origine un coup de chapeau donné par un de ses aïeux. Un roi d'Espagne, son nom nous échappait un jour à la chasse avec un de ses courtisans, fut contraint de se retirer dans une chaumière pour éviter la pluie qui tombait à torrent. Le toit de la chaumière était en si mauvais état que le passait à travers. Touché de la situation désagréable de son compagnon, situation à laquelle s'ajoutait encore un rhume très violent, le roi lui dit: couvrez. Le courtisan se couvrit, et, au retour de la chasse, un décret royal lui conféra le titre de Grand d'Espagne, afin qu'il ne fût pas dit qu'un sujet de sa majesté catholique manquait à la majesté du trône. Avec l'assentiment du roi, l'on sait jusqu'à quel point Louis XIV poussait la politesse du salut. Le sort lui devait bien de l'en récompenser dignement un jour, c'est ce qui arriva dans les dernières années de son règne. Les finances étaient alors complètement épuisées, la France ruinée aux abois. Déjà la noblesse avait dû vendre son argenterie, et le roi, le grand roi lui-même, était sur le point d'envoyer la sienne à la monnaie pour subvenir aux frais de sa maison. Le contrôleur général n'ignorait pas la présence à Paris d'un fameux banquier, nommé Samuel Bernard, le Rothschild de ce temps et qui jouissait d'un crédit illimité en Europe. Lui seul pouvait sauver le roi et le royaume, mais on lui avait si souvent manqué de parole, qu'il ne voulait plus donner ni fonds, ni papier. En vain Desmarets lui représentait l'urgence, l'excès des besoins de l'État. En vain essaya, de le toucher au cœur avec les grands mots de patrie, du salut du royaume, etc. Un financier ne connaît que les chiffres, il n'est sensible qu'aux signatures et aux ondes de bonne loi. Samuel demeure inébranlable. Cependant, disait Desmarets au roi, il n'y a que lui seul, qui puisse nous tirer de là. Mais il faudrait peut-être que votre majesté lui parle à Telem. Eh bien, finit par répondre le roi, invité, de ma part à venir m'y trouver à Marly, je lui parlerai. Le lendemain Samuel était présenté au roi. À la promenade, Louis XIV, du plus loin qu'il le vit, lui ôta son chapeau et lui dit: vous êtes bien homme à n'avoir jamais vu Marly. Venez, nous allons le visiter ensemble. Le banquier rentrait chez lui, ne pouvait trouver d'expression capable d'exalter un prince si bon, si grand, si affable, si généreux, etc. Il courut offrir au contrôleur général ses caisses, ses billets, son crédit et sa signature sur toutes les banques de l'Europe, ne cessant de répéter à tout venant: le grand roi. Il m'a ôté son chapeau. Ma vie, mes trésors, tous mes biens sont à lui. Il m'a ôté son chapeau. Et la France fut sauvée par un coup de chapeau. La poignée de main, tandis que le salut s'envoie respectueusement à distance, la poignée de main, familière de sa nature, se distribue à bout portant et à bout de champ. Elle a cela de commun avec le tutoiement, qu'elle est comme lui un vrai trompe-œil. Elle semble dire: je suis votre ami tout dévoué. Eh bien, ne vous fiez pas trop à cette affirmation, vous pourriez avoir à vous en repentir. Autrefois, dans les relations de la vie, la poignée de main jouissait d'une juste considération. Elle avait la force d'un contrat réputé inviolable. L'on se montrait plus fidèle à un engagement pris de la sorte qu'à un engagement par écrit. Molière lui reconnaissait ce pouvoir lorsqu'il fait dire à gros accent aigu, dans le dépit amoureux: un hymen qu'on souhaite entre gens comme nous est chose bientôt faite. Je te veux, mais veux à, avec plaisir. Touche, il suffit. Marinette, GROS René, pendant la main, Marinette touche et le mariage est conclu. Et cette étreinte l'emportera sur la paille qu'ils veulent rompre et qu'ils ne rompront pas. Mais alors la poignée de main n'avait rien de commun avec cette chose banale, importée en France par les Anglais, et qui, par sa prodigalité même, a perdu toute valeur.
Dans un certain monde, cet usage envahit jusqu'au beau sexe, et c'est d'autant plus à regretter qu'en dehors de sa familiarité de mauvais goût, il se traduit par un geste très disgracieux. Il est tout au plus tolérable chez une femme d'un certain âge. Au moins peut-il avoir l'air, en pareille circonstance, d'être une preuve de bienveillance et d'affection véritable. Bonne et vigilante mère qui, dans un bal, couvrez votre fille bien et peu de votre sauvegarde, qui suivait avec une attentive sollicitude tous ses mouvements, veillez bien au contact magnétique, à cette étreinte de deux mains qui se parlent et se répondent à la muette, qui, grâce à l'agitation de la contredanse, et surtout à l'emportement du galop, peuvent se dire sans que personne n'entende. Je vous aime méméa, mère prudente, surveillez le langage des mains, LES visite. Les visites sont un des devoirs les plus importants de la société. Il y a deux sortes de visites, les unes obligatoires, les autres que l'on rend de son plein gré à ses heures. Au nombre des premières il faut ranger, une les visites de digestion qui ont lieu dans la huitaine, à la suite d'un déjeuner ou d'un dîner prié. Si un motif quelconque vous empêchez de remplir ce devoir, excusez, par lettre. 2 avez accepté une invitation à un grand bal ou à une grande soirée. Vous êtes tenu à rendre visite, dans les 8 jours, à la personne qui vous a fait cette politesse. 3 apprenez qu'un événement heureux est arrivé à un de vos amis ou une personne de votre connaissance. Visite de félicitations. Le plus tôt est le mieux. 4 les visites de condoléances pour témoigner de la part qu'on prend à la mort de quelqu'un, se font aux amis intimes, le jour même de l'enterrement, pour toute autre personne, 15 jours au plus. 5 les visites de noces doivent être rendues dans la quinzaine au père et à la mère qui vous ont invité à la bénédiction nuptiale de leur enfant. Vous attendrez la visite des nouveaux mariés pour la leur rendre. Si les visites du jour de l'an ont lieu le jour même, pour les pères et mères, oncles et tantes, frères et sœurs aînés, c'est la veille que l'on va voir les grands-parents. Inscrivez votre nom chez vos supérieurs, ou déposez votre carte. On a les 8 premiers jours de janvier pour faire sa visite à ses amis, et la quinzaine pour les personnes moins intimes. Telles sont les règles à suivre si l'on veut conserver de bonnes relations. Maintenant, est nécessaire de dire qu'une toilette soignée, pour les hommes comme pour les femmes, est de rigueur. Assurez donc bien de celle qui est adoptée pour le quart d'heure, sans quoi vous vous exposeriez à vous trouver en faute. L'on est si friand d'innovations en France que tout y change souvent, du soir au matin mode des gouvernements. Il est généralement reçu dans la société de ne pas faire de visite avant 3 heures et après 6 heures. Arriver trop tôt, ce serait courir le risque de gêner la maîtresse de la maison dans les apprêts de sa toilette, et trop tard, de la déranger également. Un peu de répit est toujours nécessaire avant le dîner. En outre, il est bon de ne pas se donner l'air d'un parasite en quête. Règle générale, ne dérangeons jamais personne à l'heure de son dîner, et encore moins pendant son dîner. Le maréchal de Témin en fit l'épreuve un jour qu'il était au lieu accent aigu rendre visite à un surintendant des finances. Il fut reçu de fort mauvaise grâce et à peine reconduit. Vous m'excuserez, monsieur le maréchal, lui dit le financier, si je ne vous accompagne pas jusqu'à votre carrosse, mais vous savez, il est l'ordinatoire. Il est vrai, monsieur, répliqua le maréchal, et de plus, la rue est fort tentatoire. Autre preuve, Henri II, prince de Condé, père du grand Condé, s'était rendu à la Ferté-Milon pour y affermer une de ses terres, la terre de Muret. Il était midi, quand le prince se présenta en habit de voyage chez le tabellion de l'endroit, me Arnoul Coco. Arnoul dînait, et sa femme, qui était sortie de table, se trouvait sur le pas de la porte, attendant que le garde ne fini son repas. Le prince demanda maître Arnoul. Iden, répondit la chère femme, mais ne pourrait pas lui parler. Iden, et quand Arnoul den, on ne lui parle pas. Le prince insiste. Je vous dis que non, encore une fois, il faut qu'Arnoul den, assisé, sur ses bancs, en attendant. Le dîner terminé. Le prince est enfin introduit et dit au tabellion de dresser un bail pour la terre de Muret. Vous êtes le fondé de pouvoir. Oui, vos noms et prénoms. Henri de Bourbon vocalité, prince de Condé, premier prince du sang, seigneur de Muret. Le tabellion, tout abasourdi, se jeta aux pieds de son Altesse, excusant de son mieux sa femme et lui, de leur ignorance et de leur erreur. Il n'y a pas de mal, s'écria le prince en riant. Il faut qu'Arnoul den. L'aventure passa de bouche en bouche, et donna lieu au proverbe qui est encore resté dans le pays. Quand on est forcé d'attendre, on se dit en manière de consolation. Il faut qu'Arnoul den. Revenons à notre sujet, vous vous présentez dans un salon. Le maître et la maîtresse, ou seulement l'un des deux, vous reçoivent. Après les salutations d'usage, vous vous informez de leur santé et de celle de la famille. C'est le préliminaire obligé de toute visite comme de toute rencontre à la ville, formule banale, si l'on veut, mais très commode évidemment pour entrer en conversation. Si, au contraire, lorsque vous arrivez, plusieurs personnes sont déjà réunies au salon, faites une très légère inclination de tête et allez droit au maître ou à la maîtresse de logis, vous leur adressez un salut particulier et vous tournant aussitôt vers le demi, formé par la compagnie, vous vous inclinez de nouveau, mais silencieusement. Ne quittez pas votre chapeau à moins d'une nécessité absolue, auquel cas vous le poserez à terre ou sur une chaise, jamais sur un meuble. Vous pouvez être déganté d'une main, mais ne partez pas sans avoir remis votre gant. Lorsqu'après un laps de temps convenable, vous jugez à propos de prendre congé, retirez, discrètement et sans attirer l'attention. Dans une réunion quelconque où la foule est nombreuse, on peut à la rigueur s'éclipser, le procédé est un peu liste, mais il est toléré, grâce à son estampille britannique. Cela s'appelle le départ à l'anglaise. À l'anglaise, mot véritablement magique, qui comprend tout, qui explique tout, qui dispense de tout aujourd'hui. Déjà, sous Louis XV, le prononçait. Un jour que le roi se rendait à Marly, un jeune seigneur de sa suite trottait à la portière. Sur un cheval très fringant, la bête, avec ses soubresauts, lançait de la boue jusque dans l'intérieur de la voiture. Alors sa majesté se penchant quelque peu en dehors, cria à l'écuyer. Vous me crottez, monsieur? Mais notre anglomane, tout entier à sa nouvelle manière de monter à cheval, crut que le roi l'en félicitait et répondit aussitôt, oui, sire, à l'anglaise. Quand vous vous levez pour prendre congé, si vous êtes seul, laissez reconduire jusqu'à la porte du salon, mais pas au-delà. Dans le cas où votre hôte insisterait, cédez de bonne grâce, afin de couper court à ces façons cérémonieuses, ne vous exposez pas à renouveler quoique dans des proportions minuscules la lutte que soutint le duc de Queslin. Le duc passait à juste titre pour le modèle le plus complet de l'homme de cour. Sous Louis XIV, c'est à ce point que sa politesse était devenue proverbiale. Il arriva cependant qu'il lui affaire un jour à quelqu'un de même force que lui. Un ambassadeur étant venu lui rendre visite. Le duc le voulut reconduire jusqu'à la rue, refus et prière de l'ambassadeur. Insistance acharnée du duc, si bien que l'ambassadeur, voyant qu'il n'aurait pas le dernier mot, prit le parti de fermer à double tour la porte du vestibule et d'empêcher Ancienne de Queslin d'aller plus loin. Jamais renard pris au piège ne fut plus stupéfait. Comment se sortir de là? Le duc s'y perdait lorsqu'une idée lui traversa le cerveau. Il ouvre la fenêtre de l'antichambre et ne trouvant pas l'espace à franchir trop considérable, il saute dans la rue, court au carrosse de l'étranger et s'y présente encore assez à temps pour le saluer une dernière fois avant qu'il ne soit monté sur le marchepied. Et, monsieur le duc, c'est donc le diable qui vous a porté ici. C'est le respect que je vous dois. Monsieur l'ambassadeur, répondit Anne de Queslin, et pas autre chose. Mais vous avez déchiré vos chausses. Hélas, vous seriez blessé. N'y prenez pas garde, je vous prie. Il suffit que je vous ai rendu mes devoirs. Mais souvenez, une autre fois de ne plus vous opposer à mes désirs. Et Anne de Queslin s'était démis le pouce de la main droite en sautant par la fenêtre. Louis XIV ayant appris la chose, envoya son chirurgien Félix. Après un pansement assez douloureux, le duc voulut faire honneur au praticien et le reconduire jusqu'au escalier. Celui s'y refusa naturellement, et les voilà aux prises, tirant la porte, l'un par la clé, l'autre par la serrure. Anne de Queslin se démit de nouveau le pouce, et il fallut procéder immédiatement à une seconde opération, plus douloureuse que la première. L'excès en tout état défaut, comme le dit un vieil adage, la carte de visite, cette petite monnaie de convention, qui sert à nous alléger dans nos obligations si nombreuses, ne laisse pas que d'avoir une importance relative très réelle. Il faut donc savoir la placer à propos. Dans les occasions où la carte peut tenir lieu d'une visite personnelle, on devra la remettre soi-même, en la marquant d'une petite corne au coin. Immédiatement après avoir reçu une invitation pour un bal ou une grande soirée, on portera sa carte, ou on l'enverra par un domestique, chez la personne qui nous a fait cette gracieuseté. Ce n'est qu'au nouvel an qu'il est permis d'adresser sa carte par la poste, sous enveloppe. Les uns en mettent autant qu'il y a de personnes dans la famille, d'autres se contentent d'une seule, d'autres enfin plient la carte par le milieu, ce qui veut dire qu'elle est pour toute la famille. À cette époque du renouvellement de l'année, il faut envoyer sa carte non seulement à ses amis, mais à tous ceux avec qui l'on a entretenu des rapports dont on n'a eu qu'à se louer. Cela ne vous dispensera pas, pour la plupart d'entre eux, de la visite de rigueur, mais on vous en sera très bon gré. Rappelons toujours que si l'on fait attention aux cartes qu'on reçoit, on fait beaucoup plus encore attention à celles qu'on ne reçoit pas. Bien des gens ont eu à se repentir de l'avoir oublié, et il est de bonne pratique, en toutes circonstances, d'observer les obligations consacrées par l'usage, à la présentation.
Encore un usage qui nous vient de l'Angleterre, couste tandem, etc. On sait que nos aimables voisins ne se parleraient pas de toute une soirée avant d'avoir été l'un à l'autre présentés, plutôt mourir, plutôt sécher d'ennui sur place, que de manquer à cette cérémonie. Étonné, après cela des ravages du spleen, du nombre des victimes qu'il fait chaque année à Londres, ce sont autant de présentations manquées, autant de présentations rentrées. Voici le rite suivi en pareille circonstance. Un élégant, un homme appelé, comme vous voudrez arrive, flanqué d'anciens amis. Après les salutations d'usage, il le présente à la maîtresse de la maison. Madame la baronne, mon ami intime. Monsieur 2, la baronne s'incline gracieusement et avec un sourire aimable. Monsieur. Nouvelle révérence respectueuse du récipiendaire, qui répond. Madame. Quelquefois, on allonge ce discours, on l'agrémente d'une formule banale empruntée à la civilité puérile et honnête. Je suis enchanté, ou je suis très reconnaissant madame, de l'honneur que vous voulez bien me faire, etc. Elle répondra. Votre nom, monsieur, ne m'est pas inconnu, je l'ai souvent entendu prononcer chez madame de, etc. Et tout est dit. Voilà qui est fait, il n'en allait pas ainsi autrefois. Un gentilhomme se présentait bien différemment. Tout d'abord, il avait envoyé un message pour solliciter la faveur d'être reçu. Puis, au jour fixé, il arrivait en habit de gala. Après une révérence des plus décentes et des plus gracieuses car l'on apprenait alors la politesse du corps, des bras et des jambes, de la tête et des yeux, il s'approchait de la dame, lui prenait la main, qu'il portait respectueusement à ses lèvres. Puis il lui adressait un compliment des mieux tournés. Alors, c'était une affaire d'état que le compliment. Chacun s'y exprimait de son mieux, chacun y voulait raffiner. Convenons que les messieurs et madame d'aujourd'hui sont bien plus expéditifs et surtout plus faciles à débiter. Cela met la présentation à la portée de tout le monde. Et par ce temps de démocratie qui déborde, de très prochains avènements des nouvelles couches, la précaution n'est pas inutile. En attendant, il faut se conformer aux règles établies. Si donc, après votre réception, on vous a invité à revenir, remettez ou faites remettre votre carte, le lendemain même, en ayant soin de la marquer d'une petite corne, ou de la plier par le milieu. Une présentation qui eut dans le monde un grand succès d'esprit, est celle du marquis de Jaucourt à Louis XVIII. Elle se rattache à une aventure tragique, arrivée quelque temps avant la première révolution, et qui caractérise bien la différence des mœurs galantes de l'ancien régime avec celle de nos jours. Le marquis de Jaucourt était beau et très aimable de sa personne, mais de cette beauté mélancolique et douce qu'il avait fait surnommer à la cour claire de lune, bienvenue de la duchesse de la Châtre, dont il était le chevalier assidu. Un soir, à une heure assez avancée de la nuit, il dut la quitter par suite du retour inopiné du duc, pour ne pas déranger les gens de la duchesse. Le marquis avait appris à manœuvrer le ressort d'une petite porte située au bout du parc, mais pressé comme il l'était de disparaître au plus vite, il négligea la précaution indispensable, et la porte en se refermant, saisit et arrêta net au passage un de ses doigts. Quelque vive que fut la douleur, elle n'était rien comparativement au cruel embarras où se trouvait placé le marquis, impossible d'appeler à son aide, c'eût été compromettre là. Duchesse. Que faire alors? M de Jaucourt se posa la question et l'eut bientôt résolue. Quand on ne peut pas dénouer le nœud, se dit, il ne reste qu'à le trancher, et tirant aussitôt son épée, il se coupa le doigt à la jointure demeurée prisonnière, grâce à ce sacrifice. Le marquis croyait bien avoir sauvé la situation moralement, mais il avait compté sans le jardinier, qui, en faisant sa tournée du matin, aperçut et ramassa ce débris sanguinolent. Mon Dieu, s'écria notre homme tout effaré. Qu'a-il bien pu se passer séant? Quelques luttes assurément, entre voleurs et assassins qui n'auront pas pu s'entendre. Et tout aussitôt il courut, la pièce de conviction en main, compter la chose au duc de la Châtre, à la vue de ce doigt bien blanc, à ongles rosés. Le duc comprit tout de suite que ce n'était ni à sa bourse, ni à sa vie, qu'on en voulait, mais pour ne point se trahir aux yeux du jardinier, il abonda dans son sens, exagéra même sa frayeur, et après l'avoir généreusement récompensé, il le congédia en lui recommandant le secret le plus absolu. Le duc tenait à garder pour lui le mot de l'énigme qu'il avait parfaitement deviné. La révolution éclata. Le duc et la duchesse émigrèrent et convinrent entre eux de divorcer. M de Jaucourt, qui était resté leur ami, épousa la duchesse. Puis vint la Restauration. Le marquis ayant sollicité d'être présenté à Louis XVIII. Le hasard voulut que, le jour même de la présentation, le duc de la Châtre fût de service auprès de sa majesté. C'était donc à lui qu'incombait les fonctions d'introducteur, et voici la façon spirituelle dont il s'y prit. Sire, dit, je présente au roi le mari de ma femme. Louis XVIII, malgré son humeur peu joviale, ne put s'empêcher de rire, et les assistants firent de même. Le mot eut un grand succès et fut répété le soir, de bouche en bouche, au cercle du roi et des princes. C'est que l'esprit était tenu alors en grande estime, à la cour aussi bien que dans la haute société. Les salons jadis et aujourd'hui, de l'esprit, il y en a toujours beaucoup en France, mais il est dispersé, abandonné à lui-même. Il se dépense en petite monnaie, ce qui lui manque, ce sont ses centres de réunion, ses foyers d'autrefois, où il venait se former, se polir au contact de l'intelligence, du génie et de la beauté, et où il rencontrait des modèles de perfection en tout genre. Depuis bientôt un siècle, nous assistons à la ruine continue de toutes les distinctions sociales, et les femmes, malheureusement, n'ont pas été épargnées dans le naufrage. Le glas de la haute société a sonné, disait un jour le prince de Talleyrand à un personnage de l'Empire, et le premier coup qui a tenté est votre mot moderne de femme comme il faut. Le prince avait raison. En effet, cette femme, venue de la noblesse ou de la bourgeoisie, pourra bien réunir le bon goût, la grâce et la distinction, en être proclamée l'oracle, et donner ce que l'on appelle le ton, mais il lui manquera toujours ce cachet particulier, ce parfum de délicatesse, qui ne se rencontrait que dans le monde de la cour. Il en est de même pour les hommes. Demandez au vieillard à qui il a été donné de voir les derniers types du grand seigneur et de la grande dame de Versailles, et dites, bien que leur admiration n'est pas exagérée. Un des salons où se réunissaient de préférence ces débris de l'ancienne cour était celui de la princesse de Vaudemont, si spirituelle, si bonne, si parfaitement distinguée, que ses qualités morales faisaient oublier en elle les disgrâces physiques. Elle portait, en Montmorency, dans sa personne aussi bien que dans ses armes, la Venelle et Montmorency, les Noailles, les Gramont, les Vaudreuil, les Mouchy, les Polignac, les Louvois, les Mahé, les Lachâtre, les Jaucourt, etc. Tous les grands noms de la monarchie. Il y avait le salon de Madame la comtesse de Vaudreuil, où se trouvaient la plupart de ces personnages. Le comte de Vaudreuil, malgré son âge, rappelait on ne peut mieux le type de l'homme de l'ancienne cour. D'un dévouement à toute épreuve. Il eut un jour une discussion assez vive avec le comte d'Artois. Il lui écrivit presque aussitôt pour lui exprimer la peine qu'il ressentait d'être ainsi brouillé après 30 ans d'amitié. T'es vieux fou, lui répondit le prince, tu as perdu la mémoire. Car il y a 40 ans que je suis ton meilleur ami. Il y avait aussi le salon de Madame de Montcalm, sœur du duc de Richelieu. C'était le rendez de l'aristocratie intelligente, ce groupe modéré et pratique de l'aristocratie qui acceptait les conquêtes de la Révolution dans ce qu'elles avaient de bon et de raisonnable, qui prenait l'honneur national pour drapeau et pour devise l'égalité par le talent. Là se rencontraient presque tous les jours messieurs Lenné, Mollet, Pasquier, Pozzo, Borgo, l'ambassadeur de Russie, l'abbé de Félix, Villemain, etc., etc. Chez Madame la Duchesse de Duras, l'élément aristocratique dominait, mais toutes les sommités de l'intelligence y étaient parfaitement accueillies. C'était un temple où brûlait sans cesse une cassolette en l'honneur de Chateaubriand. Madame de Duras s'était fait en quelque sorte le machiniste passionné de la politique et de la gloire de son ami. Dans le salon de Madame de Saint, la littérature tenait plus de place que la politique. Toutes les intelligences, toutes les célébrités y avaient accès, sans exception de parti. Le duc de Cazes, le comte Beugnot, messieurs Villemain, cousins, de Barante, les amis du prince de Talleyrand et la belle duchesse de Dino. Des libéraux, des doctrinaires étaient les hôtes habituels de ce salon, où affluaient aussi un grand nombre de jeunes et jolies femmes, élégantes et lettrées. Citons également le salon de la duchesse de Broglie, fille de Madame de Staël. C'était le foyer de l'opposition parlementaire et des sympathies orléanistes. L'on y coudoyait Lafayette, Benjamin Constant, des tribuns, des publicistes, des pamphlétaires. On eût dit d'un salon de la Ligue où l'on jouait à la popularité, comme les enfants jouent avec le feu. On recevait chez Madame Gay, où trônait déjà sa fille, la belle Delphine, qui fut plus tard Madame Émile de Girardin, et dont vers ce temps et à son insu, quelques personnages de la cour voulaient unir, par un mariage secret, l'éblouissante jeunesse à la vieillesse mélancolique du comte d'Artois, resté fidèle à la mémoire de la marquise de Polastron, et même de Lamartine, Victor Hugo, Balzac, Nodier, Alfred de Vigny, Mérimée, Sainte, Beuve, de Girardin nous en passons s'y rencontrer côte à côte avec les débris du directoire, dont les entretiens n'étaient pas moins curieux qu'instructifs. Le salon de Madame Récamier mérite une place à part, en raison de sa célébrité et du rôle considérable qu'il a tenu pendant près de 40 ans. Pour s'en rendre compte, il faut lire dans Lamartine le récit des soirées de l'abbaye Bois. En voici un fragment qui, certes, est un des beaux morceaux de la langue française.
Après avoir passé en revue la vie de son héroïne, l'auteur conclut par les réflexions suivantes. Ainsi tout fini, et l'étoile d'araignée tapisse maintenant les salons vides où brillèrent naguère toute la grâce, toute la passion, tout le génie de la moitié d'un siècle. Quand je repasse par hasard dans cette grande rue suburbaine et tumultuaire de Sèvres, devant la petite porte de la maison où vécut et mourut Balanche, je m'arrête machinalement devant la grille de fer de la cour silencieuse de l'abbaye, sur laquelle ouvre l'escalier de Julienne. Je regarde et j'écoute si personne ne monte ou ne descend encore les marches de cet escalier. Voilà pourtant, Mehdi, à moi-même, ce seuil confoulé tous les jours, pendant tant d'années, les pas de tant de femmes charmantes, de tant d'hommes illustres, aimables ou lettrés, dont les noms, groupés par l'histoire, formeront bientôt la gloire intellectuelle des 5 règnes sous lesquels la France a saigné, pleuré, gémi, chanté, parlé, écrit, tantôt libre, tantôt esclave, mais toujours la France, les coprécurseurs de l'Europe, le réveil, matin du monde. Voilà ce seuil que Chateaubriand, vieilli et infirme de corps, mais valide d'esprit et devenu tendre de cœur, foula 2 fois par jour pendant 30 années de sa vie, ce seuil qu'abordèrent tour à tour Victor Hugo, d'autant plus respectueux pour les gloires étant qu'il se sentait plus confiant dans sa renommée future, Béranger qui souriait trop malignement des aristocraties sociales, mais qui s'inclinait plus bas qu'aucun autre devant les aristocraties de Dieu, la vertu, les talents, la beauté. Mathieu de Montmorency, le prince de Léon, le duc de Doudeville, Sostène de la Rochefoucauld, son fils, Camille Jordan, leur ami, et de Genoude, une de leurs plumes apportant dans ses salons les piétés actives de leur foi, Lamennais, dévoré de la fièvre intermittente des idées contradictoires, mais sincères, dans lesquelles il vécut et mourut, du oui et du non, sans cessant lutte sur ses lèvres, et de Fraissinou, prêtre politique, ennemi de tous les excès prêchant la modération dans ses vérités, pour que la foi ne scandalisât jamais sa raison, Madame Swetchine, maîtresse d'un salon religieux tout voisin de ce salon profane, élève du comte de Mestre, femme virile, mais douce, dont la bonté tempérait l'orthodoxie, dont l'agrément attique amollissait les controverses, et qui pardonnait de croire autrement qu'elle, pourvu qu'on fût par l'amour au diapason de ses vertus, l'empereur Alexandre de Russie, vainqueur demandant pardon de son triomphe à Paris, comme le premier Alexandre demandait pardon à Athènes ou à Thèbes, la reine Hortense, jouait de fortune contraire, favorite d'un premier Bonaparte, mais alors bientôt prévu d'un second, la reine détrônée de Naples, Caroline Murat, descendue d'un trône, luttant de glisse avec Madame Récamier dans son salon, la marquise de la Grange, amie de cette reine, quoique ornement d'une autre cour, écrivant dans l'intimité, comme la duchesse de Duras, des nouvelles, des poèmes féminins, qui ne cherchent leur publicité que dans le cœur. Madame Desbordes, femme saphique et pandarique, trempant sa plume dans ses larmes et chantée par Béranger, le poète du rire amer. Madame Tastu, aux beaux et maintenant aveuglés, auquel il ne reste que la voix de mère qui fait son inspiration. Madame Delphine de Girardin, ne disputant d'esprit qu'avec sa mère, disputant de poésie avec tout le siècle. Hélas, morte avant la première ride sur son beau visage et sur son esprit. La duchesse de Maillé, âme sérieuse, qui faisait penser en l'écoutant, son amie inséparable. La duchesse de la Rochefoucauld, d'une trempe aussi forte, mais plus souple de conversation. La princesse de Belge Joso, belle et tragique comme la Saint-Cyr du Guide, éloquente et patricienne comme une héroïne du Moyen Âge de Rome ou de Milan. Mademoiselle Rachel, ressuscitant Corneille devant Hugo et Racine devant Chateaubriand. Liszt, ce Beethoven du clavier, jetant sa poésie à gerbe de notes dans l'oreille et dans l'imagination d'un auditoire ivre de son, Vigny, rêveur comme son génie trop entre ciel et terre, sainte, caprice flottant et charmant que tout le monde se flattait d'avoir fixé et qui ne se fixait pour personne, Émile de Champ, écrivain exquis, improvisateur léger quand il était debout, poète pathétique quand il s'asseyait, véritable pendant homme de Madame de Girardin en femme, seul capable de donner la réplique aux femmes de cour, aux femmes d'esprit, comme aux hommes de génie, haine de Fresnel, modeste comme le silence, mais roulant déjà à des hauteurs où l'art et la politique se confondent dans son jeune fond de la politique et de l'art, Balanche, le dieu terme de ce salon, Aimé Martin, son compatriote de Lyon et son ami, qui conduisait sa femme, veuve de Bernardin de Saint et modèle de l'immortelle Virginie, il était le plus cher de mes amis, un de ces amis qui vous comprennent tout entier, et dont le souvenir est une providence que vous invoquez, après leur disposition d'ici, dans le ciel, Ampère, savant aussi profond que brillant écrivain, Briffaut, esprit gâté par des succès précoces et par des femmes de cour, qui étaient devenus morts et grondeurs contre le siècle, mais dont les épigrammes émoussaient amusaient et ne blessaient pas, de la touche, esprit républicain qui exhumait André Chénier, esprit grec en France, et qui jouait, dans sa retraite de la Vallée-Loup, tantôt avec Anacréon, tantôt avec Béranger, tantôt avec Chateaubriand, insoucieux de tout, hormis de renommée, mais incapable de dompter le monstre, c'est-à-dire la gloire. Enfin, une ou deux fois, le prince Louis-Léon, entre deux fortunes, esprit qui ne se révélait qu'en énigme, et qui offrait avec bon goût l'hommage d'un neveu de Napoléon à Chateaubriand, l'anti-ionien converti par popularité, l'oppresseur, l'opprimé non que même asile, moi-même enfin, de temps en temps, quand le hasard m'est ramené à Paris. À ces hommes retentissants du passé et de l'avenir se joignaient, comme un fond de tableau de cheminée, quelques hommes assidus, quotidiens, modestes, tels que le marquis de Sérac, le comte de Belisle, ceux à personnages de conversation et non de littérature, apportant dans ce salon le plus facile des caractères, une amabilité réelle et désintéressée, ce que l'on appelle les hommes sans prétention. C'était la tapisserie des célébrités, le parterre, juge intelligent de la scène, souvent plus digne d'y figurer que les acteurs. Et maintenant, célébrité politique, célébrité littéraire, homme de gloire, homme d'agrément, femme illustre et charmante, acteur de cette scène ou parterre de ce salon, que tout cela est devenu, depuis le jour où un modeste cercueil, couvert d'un linceul blanc et suivi d'un cortège d'amis, est sorti de cette grille de l'abbaye. Bois, Chateaubriand, qui s'était préparé depuis longtemps son tombeau, comme une scène éternelle de sa mémoire, sur un écueil de la rade de Saint, dort dans son lit de granit battu par l'écume venait par le murmure aussi fin de l'océan breton. Balanche repose, comme un serviteur fidèle, dans le caveau de famille des Récamier, couché au pied de la mort à laquelle il n'aurait pas voulu survivre, en père voyage, pareil à l'esprit errant, des déserts d'Amérique au désert d'Égypte, sans trouver le repos dans le silence ni l'oubli dans la foule, et rapportant de loin en loin dans sa patrie de la science, de la poésie, de l'histoire, qu'il jette comme les fleurs de la vie, sur le cercueil de son ami. Les Mathieu de Montmorency dorment dans une terre jonchée des débris du trône qu'ils ont tant aimé. Le sauvage sainte, écrit, dans une retraite de faubourg qu'il a refermé jeune sur lui, des critiques quelquefois amères d'humeur, toujours étincelantes de bile, splendide Billy, Horace, il étudie l'envers des événements et des hommes, en se moquant souvent de l'endroit, et il n'a pas toujours tort, car dans la vie humaine l'endroit est le côté des hommes, l'envers est le côté de Dieu. Hugo, exilé volontaire et enveloppé, comme César mourant, du manteau de sa renommée, écrit dans une île de l'océan l'épopée des siècles auquel il assiste du haut de son génie, Béranger a été enseveli, comme il avait vécu, dans l'apothéose ambiguë du peuple et de l'armée, de la République et de l'Empire, le prince Louis-Léon, rapporté par le refus d'une orageuse liberté qui a eu lâchement peur d'Hélène, règne sur le pays qui s'était confié à son nom qui est devenu depuis Marengo jusqu'à Waterloo, le dé de la fortune avec lequel les soldats des Gaules jouent sur leur tambour le sort du monde, la veille des batailles, et moi, comme un ouvrier levé avant le jour pour gagner le salaire quotidien de ceux qu'il doit nourrir de son travail, écrasé d'angoisse et d'humiliation par la justice ou l'injustice de ma patrie, je cherche en vain quelqu'un qui veuille mettre un prix à mes dépouilles, et j'écris ceci avec ma sueur, non pour la gloire, mais pour le pain. Avril 1869. À cette liste des salons marquants de la Restauration, l'on pourrait en ajouter bien d'autres qui furent, pour la jeunesse d'alors, autant d'écoles vivantes où elles se formaient à la vie politique et littéraire, en même temps qu'aux traditions élégantes du monde, toutes les supériorités s'y rencontraient, sans exception de parti, de conditions sociales. Le mérite et le talent y marchaient de pair avec le blason. C'est ainsi qu'aux soirées du comte de Chabrol, préfet de la Seine, et au fait de l'Hôtel-Ville, on voyait les écrivains en renom, les hommes éminents dans les arts et dans les sciences, mais les confondus avec les premiers personnages de l'État. Il en était de même chez le duc de Mont, un des 4 premiers gentilshommes de la chambre du roi, Cordon, Grand d'Espagne, etc. Ces bals et ces concerts réunissaient l'élite de la population parisienne. Une particularité de très bon goût les faisait rechercher avec fureur. Ainsi, à côté des grandes dames de la cour et de la ville, on voyait figurer les grandes dames du théâtre, Mesdames Malibran, Pradé, de l'opéra, Mademoiselle Noblet, à la danse si suave et si décente, Mademoiselle Sainty, qui fut depuis Madame Sainty, Damoreau, etc. s'y montraient dans tout l'éclat de leur beauté et de leur talent. Et les femmes les plus titrées les accueillaient les traitaient d'égal à égal.
Si nous insistons de nouveau sur ce point, c'est à cause des accusations sans cesse renouvelées contre la prétendue arrogance de l'ancienne aristocratie et contre l'étiquette de cour. Voici un dernier fait qui fera justice de ces attaques ridicules. Le duc de Berry avait contracté l'habitude, pendant l'immigration, de souper tous les ans, le soir de sa fête, chez le comte de Vaudreuil. Cette habitude continua après le retour de la famille royale en France, et chaque année la comtesse prenait soin d'arranger une soirée qui pût amuser le prince. Sachant qu'il désirait entendre Gara, elle invita l'artiste à venir chanter chez elle. À cette époque, Gara, qui commençait à vieillir, avait épousé une jeune personne dont la voix était fort belle, et tous deux, étant sans fortune, vivaient de leur talent. En conséquence, il est inutile de dire qu'ils avaient été rémunérés d'avance très largement, et plus inutile encore d'ajouter qu'ils chantèrent l'un et l'autre. Le concert fini, le duc s'aperçut que Gara se disposait à partir. Est-ce que Gara ne soupe pas avec nous? Demanda-il à la comtesse. Monseigneur, répondit, je n'ai pas osé prendre sur moi de l'inviter à la table de votre Altesse royale. Allons donc, reprit vivement le prince, je ne veux point de ces choses-là, je vais l'inviter moi-même, et s'approchant de Gara, qui tenait son chapeau à la main, est-ce que vous ne nous restez pas, monsieur Gara, lui dit, avec une aimable familiarité. Quand on chante comme vous venez de le faire, avec une voix aussi jeune, on est loin de l'âge où c'est un besoin de se coucher de bonne heure. Et puis, je vous avertis que nous garderions madame. Gara et sa femme prirent place à table, et furent pendant tout le repas, l'objet des attentions les plus courtoises de la part du prince. Gara s'en montra profondément touché, il rappelait souvent le fait dans ses conversations, et toujours avec une émotion nouvelle. La révolution de juillet vint jeter une grande perturbation dans le monde parisien. Elle lui enleva toutes ses notabilités, toutes les personnes de distinction qui se faisaient remarquer par cette délicatesse de ton élégante, par cette dignité simple et naturelle qu'on ne rencontrait qu'à la cour des Bourbons de la branche aînée. Les héros de juillet n'étaient pas précisément des héros de salon, ils ne brillaient ni par l'élégance, ni par le savoir. C'est à ce point que, dans les premiers temps, on en vit beaucoup se présenter aux Tuileries dans un négligé de toilette singulier vraiment remarquable. Ils y venaient en redingote, pantalons de couleur, cravate item et bottes crottées. Les attendants de Louis, qui remplissaient alors les fonctions de chambellan, furent obligés ceci à la lettre d'établir au bas du grand escalier des décrotteurs en permanence. Et ce n'est pas sans peine qu'on obtenait de ces étranges visiteurs de se laisser approprier, tout au moins par les pieds. Disons, à leur décharge, qu'ils pouvaient en quelque sorte se croire autorisés à se laisser aller par l'exemple même de Louis, sans parler des poignées de main devenues légendaires, le roi, dans ses façons d'être et d'agir, poussait la simplicité jusqu'à l'oubli complet de la majesté royale. Il se donnait en spectacle sur le balcon du palais, il s'y montrait, entouré de ses enfants, jeune fille vêtue de blanc, jeune prince revenant du collège. Puis, comme intermède, il chantait la parisienne ou la marseillaise, aux applaudissements réitérés de la multitude. Dans la rue, on le rencontrait, coiffé d'un chapeau gris émaillé d'une cocarde tricolore, portant son parapluie sous le bras, comme un bon bourgeois du Marais, ce qui fit dire à l'ambassadeur d'une grande puissance étrangère qu'il eût mieux valu abolir tout de suite la royauté que de la rabaisser ainsi aux yeux du peuple. Il faut bien le reconnaître, un gouvernement a quelque ressemblance avec le théâtre, il commet toujours une faute en négligeant la mise en scène. Du reste, toutes ces concessions faites en vue de flatter la vanité des masses, de conquérir leur sympathie et leur appui, ne servira à rien. Elles ne sauvèrent pas plus le trône de juillet, aujourd'hui danger, que le développement donné par lui aux intérêts matériels et à la prospérité publique. C'est de cette époque que date l'ère des affaires et de l'agiotage, un goût de luxe et de bien-être excessif, et par contre un besoin impérieux d'argent, se répandirent dans toutes les classes. Enrichissez, avait dit, dans un banquet fameux, le ministre dirigeant du règne. Le mot fut à l'ordre du jour, il devint le guide des consciences, le but de tous les efforts. Nos mœurs, déjà fort entamées, en reçurent une funeste atteinte, elles s'altérèrent profondément sous l'action dissolvante de cette fièvre de l'or. Puis éclata la révolution de février, qui livrait la société aux mains de la démocratie. L'air malsain de la rue pénétra dans les appartements, et en chassa ce qui restait encore de l'élégance et de la courtoisie française. Muselée par Napoléon III, la démocratie reparut triomphante au 4 septembre. Depuis lors, elle n'a cessé de grandir, de s'étendre comme une lèpre. C'est assez dire où en est aujourd'hui la politesse. En vain quelques Zendelites ont tenté de lui ouvrir un dernier refuge. Les lundis de Madame de Bloqueville, les jeudis académiques de Madame de Sanville, les ragoutantines de Madame de Janzé, les réceptions de Madame de Rouen de lui et de la princesse Lise de Troubetskoy n'avaient pas d'autre but que de recueillir les épaves de ceux qui furent autrefois le monde. On sait le sort qu'ont eu ces tentatives. La démocratie a tué le règne des femmes et des salons. Elle n'a que faire d'élégance et de belles manières, qui la gênerait dans ses allures, pourrait le savoir, consistant ceci, s'affranchir de toutes les bienséances publiques et privées, par un langage qui n'est rien moins que parfumé, en un mot agir à sa guise, sans le moindre égard pour les convenances d'autrui. Telle est la note dominante du jour. Cependant, les grandes traditions de l'ancienne société subsistent encore chez quelques familles, qui les gardent très soigneusement, comme ces conserves de fruits excellents qu'on renferme dans des boîtes, pour les soustraire à l'influence de l'air du dehors. Et la conversation, en tuant les salons. La démocratie a tué du même coup la conversation, et privé la société de son charme le plus puissant. Le mélange de toutes les classes a fait du monde un assemblage confus, hétérogène, un palais inextricable. Quel rapprochement, quel entretien sont possibles désormais entre gens de conditions toutes différentes, qui n'ont reçu ni la même instruction, ni la même éducation? Il n'en peut résulter que des contacts, des froissements d'amour, tout à fait désagréables témoin l'aventure suivante arrivée dans un bal de la cour, en 1834 ou 1835. Une jeune femme charmante, mariée depuis peu à un lieutenant général, avait été invitée à valser par un capitaine de la garde nationale. Elle venait de lui donner la main, lorsqu'elle reconnut en lui un de ses fournisseurs attitrés. Une subite rougeur couvrit son visage, mais il était trop tard pour dégager sa parole. Déjà le coup d'archet avait retenti, et les groupes tourbillonnaient. Piquée au vif d'un tel manque de savoir, elle résolut d'en punir l'auteur. En conséquence, après quelques tours de valse, elle feignit de se trouver indisposée, et demanda à son cavalier de vouloir bien la reconduire à sa place. Quelle fâche contre, tant pour la vanité de notre homme, en vain s'efforça-il de retenir sa charmante partenaire, de lui prouver que l'agitation même de la valse ferait disparaître ce malaise passager. Non, répondit, je souffre trop. Mais où souffrez, madame? Eh, mon Dieu, capitaine, ne voyez pas que vous m'avez fait ma chaussure beaucoup trop juste. Après l'aventure du cordonnier pour dame, celle du changeur du palais. Un sergent de la garde nationale avait été invité au château, à son tour de légion. Il ne manquait jamais, quand cette bonne fortune lui arrivait, de se poser gracieusement devant le maître de la maison et de lui sourire avec une bienveillance affectée. Ce manège s'étant renouvelé à diverses reprises, pendant la soirée, l'auguste amphitryon voulut en avoir le cœur net. Il s'approche du sergent et l'interroge sur ce qui peut lui valoir ses politesses réitérées. Celui, sans se déconcerter, répond aussitôt: Sire, nous sommes de vieilles connaissances. C'est chez moi que, depuis 10 ans, Altesse royale ou Majesté, vous envoyez chaque mois changer vos pièces d'or contre des pièces de 100 sous. Le roi se mordit les lèvres et tourna le dos. Que si l'on demande maintenant comment en vit l'argent leur pur se changeait, nous dirons que le trésor public avait l'habitude de payer en hors la liste civile, et comme il y avait à réaliser sur le change un bénéfice à ses rondelets, le roi des Français n'avait garde d'y manquer tous les 30 ou 31 du mois. Ce fut à l'hôtel de Rambouillet, dit l'historien de Madame de Maintenon, que naquit réellement la conversation, cet art si charmant, dont les règles ne peuvent se dire, qui s'apprend à la fois par la tradition et par un sentiment de l'exquis et de l'agréable, ou la bienveillance, la simplicité, la politesse nuancée, s'étiquette même et la science des usages, la variété des tons et des sujets, le choc des idées différentes, les récits piquants et animés, une certaine forme de dire et de compter, les bons mots qui se répètent, la finesse, la grâce, la malice, l'abandon, l'imprévu, se trouvent sans cesse mêlés et forment un des plaisirs les plus vifs que les esprits délicats peuvent goûter. Essayons d'indiquer, tout au moins par aperçu, ce qu'était la conversation du XVIIe siècle. Généralement, on s'en fait une fausse idée. On croit que, soumise aux exigences d'une inflexible étiquette, elle était gourmée et solennelle. On va voir qu'il n'en est rien et qu'elle se distingue, au contraire, par une grande liberté d'allure et de mouvement. Le marquis de Vardet rappelé de son gouvernement d'Aigues, à la suite d'un exil de 20 ans, après une première entrevue, raconte Madame de Sévigné. Le roi fit appeler le dauphin et le présenta comme un jeune courtisan. Et de Vardes le reconnut et le salua. Le roi lui dit en riant: Vardes, voilà une sottise. Vous savez bien qu'on ne salue personne devant moi. Sire, je ne sais plus rien, j'ai tout oublié, il faut que votre majesté me pardonne jusqu'à 30 sottises. Eh bien, je le veux, dit le roi, reste à 29. Et tout se passe sur ce ton de liberté et d'agrément. Partons maintenant pour Saint. Allons voir jouer Esther. Nous voici dans la compagnie du roi, de Madame de Maintenon, de Madame de Sévigné, du maréchal de Belfond, etc., etc. Il s'agit d'une première représentation, et l'on peut juger à la manière dont en parlent ces augustes auditeurs, combien leur langage diffère de celui des feuilletons d'aujourd'hui, du ton du monde actuel.
J'en fus charmé, écrit Madame de Sévigné, et le maréchal de Bellefonds aussi, qui sortit de sa place pour aller dire au roi combien il était content, et qu'il se trouvait auprès d'une dame qui était bien digne d'avoir vu Esther. Le roi vint vers nos placés, après avoir tourné, il s'adressa à moi et me dit: Madame, je suis assuré que vous avez été contente. Moi, sans m'étonner, je répondis: Sire, je suis charmé, ce que je ressens est des paroles. Le roi me dit: Racine a bien de l'esprit. Sire, il en a beaucoup, mais en vérité les jeunes personnes en ont beaucoup aussi, elles entrent dans le sujet comme si elles n'avaient jamais fait autre chose. Ah, pour cela, repris, il est vrai. Et puis sa majesté s'en alla, et me laissa l'objet de l'envie, comme il n'y avait que moi de nouvelles venues. Le roi eut plaisir de voir mes sincères admirations s'embrouiller sans éclat. Aime le prince et madame la princesse vint me dire un mot. Madame de maintenant en éclair, elle s'en allait avec le roi. Quel goût dans cette admiration s'embrouiller sans éclat. Remarquons d'abord que l'auteur de ce délicieux conte ne se livre à aucune théorie sur la tragédie ou sur l'arsenic. Rien n'empêchait, cependant, madame de Sévigné de citer, avec toute l'autorité voulue, Sophocle, Euripide ou Lopez de Vega. Ensuite, pas d'exclamation, pas d'épithète admirative, elle est charmée, c'est tout. Ça fait environ 0,8333. Racine a bien de l'esprit, dit le roi, il en a beaucoup, répond madame de Sévigné. Pas d'étonnement de leur part, pas parce qu'ils se sentent naturellement de plein pied avec le génie, nous soupçonnerions fort Racine, s'il ressuscitait, d'être plus flatté de cet éloge c'est que des dissertations prolixes et exaltées faites depuis sur ses œuvres. Aujourd'hui, veut complimenter un notaire sur le succès de sa pièce, on y dépense plus de transport que n'en expert de leur temps Corneille et Racine. Et les artistes donc, comparez les applaudissements frénétiques et les couronnes dont on les accable, avec cet éloge si simple, si concis, et qui pourtant dit tout. Les jeunes personnes entrent dans le sujet, comme si elles n'avaient jamais fait autre chose, pas à nous, plutôt qu'au XVIIe siècle, qu'on pourrait adresser le reproche dans phrase. Ce langage simple et naturel était tellement dans les habitudes de la société d'alors qu'on ne s'en départait même pas en traitant les affaires les plus sérieuses. Écoutons ce récit. Le roi fit appeler dans son cabinet le maréchal de Bellefonds, dont il connaissait les embarras extrêmes. Monsieur le maréchal, lui dit, je veux savoir pourquoi vous voulez m'équiter. Est dévotion, envie de vous retirer à la trappe, ou bien serait l'accablement de vos dettes. Si c'est ce dernier motif, j'y veux donner ordre et entrer dans le détail de vos affaires. Le maréchal fut sensiblement touché de cette générosité. Sire, répondit, ce sont mes dettes, je suis abîmé, je ne puis voir souffrir quelqu'un de mes amis qui m'ont assisté que je ne puis satisfaire. Eh bien, ajouta le roi, il faut assurer leur créance, je vous donne, etc. Voilà certes qui fait honneur à la bonté de Louis XIV, mais voici qui n'est pas moins à l'honneur du caractère du maréchal, chargé du point de sa reconnaissance. Quelque temps après, le roi parla de nouveau au maréchal. Il lui dit que son intention était que dans la prochaine campagne, il obéirait à M de Turenne, sans que cela toutefois pût tirer à conséquence. Le maréchal, sans demander du temps et chercher à voiler son refus, répondit qu'il ne serait point digne de la haute faveur que sa majesté avait bien voulu lui conférer antérieurement, s'il se déshonorait par une obéissance sans exemple. Le roi le pria fort bonnement de bien peser ses paroles, ajoutant qu'il attendait cette preuve de son amitié, et qu'il la désirait d'autant plus vivement qu'il y allait de sa disgrâce. Le maréchal répliqua qu'il voyait bien qu'il perdait les bonnes grâces de sa majesté et sa fortune, mais qu'il s'y résignait plutôt que de perdre son estime. Il ne pouvait se placer sous les ordres d'Anne de Turenne, sans compromettre la dignité dont le roi avait daigné l'investir. Alors, monsieur le maréchal, il faut se séparer. Le maréchal fit une profonde révérence et sortit. Il est abîmé, mais il est content, ajoute madame de Sévigné, et l'on ne doute pas qu'il ne se retire à la trappe. En présence de ce sentiment de la dignité personnelle poussé jusqu'à l'abnégation complète de la fortune, les réflexions naissent en foule, que la balle serait belle à renvoyer à tous ces gens qui, prosternés et aplatis au pied de la plèbe, osent parler encore de la servilité des courtisans. Nous ne pouvons mieux finir ce court exposé de la conversation au XVIIe siècle que par le passage suivant extrait d'une étude de Sainte sur le maréchal de Villars. C'est un modèle achevé de ce beau langage de la cour dans lequel Louis XIV était passé maître. Villars, en 1712, n'allait plus avoir affaire qu'au seul prince Eugène, et la cour aussi devait lui laisser plus de liberté d'action. Louis XIV, en le recevant à Marly, dans le courant de mars, au plus fort de tous ses deuils de famille, lui avait dit ces paroles qu'il faut savoir gré au maréchal de nous avoir textuellement conservés. Vous voyez mon état, monsieur le maréchal, il y a peu d'exemples de ce qui m'arrive, et que l'on perde dans la même semaine son petit, sa petite fille et leur fils, tous de grande espérance et très aimés. Dieu m'ait puni, je l'ai bien mérité. J'en souffrirai moins dans l'autre monde. Mais suspendons mes douleurs sur les malheurs domestiques, et voyons ce qui se peut faire pour prévenir ceux du royaume. La confiance que j'ai en vous est bien marquée, puisque je vous remets les forces et le salut de l'État. Je connais votre zèle et la valeur de mes troupes, mais enfin la fortune peut vous être contraire. S'il arrivait ce malheur à l'armée que vous commandez, quel serait votre sentiment sur le parti que j'aurais à prendre pour ma personne? Je sais les raisonnements des courtisans, presque tous veulent que je me retire à Douai et que je n'attende pas que l'armée ennemie s'approche de Paris, ce qui lui serait possible si la mienne était battue. Pour moi je sais que des armées aussi considérables ne sont jamais assez défaites pour que la grande partie de la mienne ne puisse se retirer sur la Somme. Je connais cette rivière, elle est très difficile à passer. Il y a des places qu'on peut rendre bonnes. Je compterai aller taper Renoissin et ramasser tout ce que j'aurai de troupes, faire un dernier effort avec vous, et périr ensemble ou sauver l'État, car je ne consentirai jamais à laisser approcher l'ennemi de ma capitale. Voilà comme je raisonne. Dites, présentement votre avis. Sainte fait suivre ces paroles de Louis XIV, aussi touchantes qu'ironiques, des observations qui suivent. Notez bien une distinction très essentielle, selon moi. Si Louis XIV nous paraît un peu auguste et solennel, il était naturel aussi, il n'était jamais emphatique, il ne visait pas à l'effet. Dans le cas présent, ces paroles du grand roi sont d'autant plus belles qu'elles lui sortaient du cœur et n'étaient pas faites pour être redites. Et on en a la preuve particulière. Lorsqu'en 1714 Villars fut nommé de l'Académie française et qu'il fit son discours de réception, il eut l'idée de l'orner de ces paroles généreuses de Louis XIV, à lui adresser avant la campagne de Denain et qu'il y avait enhardi. Il demanda au roi la permission de les citer et de s'en décorer. Le roi rêva un moment et lui répondit: on ne croira jamais que, sans m'en avoir demandé la permission, vous parliez de ce qui s'est passé entre vous et moi, vous le permettre et vous l'ordonner serait la même chose, et je ne veux pas que l'on puisse penser ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas Louis XIV, ajoute Sainte, dont certes le jugement n'est pas suspect, qui manquera jamais à une noble et délicate convenance, tout s'ajoute donc, et même une sorte de modestie, pour rendre plus respectable et plus digne de mémoire le sentiment qui dicte à ses royales et patriotiques paroles. Nous accusera de partialité quand nous dirons à notre tour que rien n'est plus noble et plus véritablement patriotique que ce langage de Louis XIV. Il y a des sentiments et des idées que l'on ne commande pas, parce qu'ils parlent à ces deux hommes à tous les cœurs, à tous les esprits. Bornon a ajouté que Louis XIV avait 60 ans quand il manifestait ainsi sa résolution de combattre avec Villars et de périr avec lui. S'il ne se fait l'État, le grand roi avait donc bien raison de dire: l'État, c'est moi. Il prouve en cette mémorable circonstance qu'il ne faisait qu'un avec la nation, qu'il s'était complètement identifié avec son honneur et sa gloire. De là, la propos tient une place brillante dans la conversation. C'est une fusée qui part soudain et illumine le discours ou la situation d'une douce et agréable lumière. Vauge l'a travaillé au dictionnaire de l'Académie, lorsque le cardinal de Richelieu lui accorda une pension. Il vint pour l'en remercier. J'espère, dit le cardinal en l'apercevant, que vous n'oublierez pas le mot pension dans votre dictionnaire. Non, monseigneur, répliqua l'académicien, et encore moins celui de reconnaissance. Un jour à la suite d'un grand dîner, où Fontenelle avait déployé toutes les grâces de son esprit pour faire sa cour à Madame Helvétius, il passa par inadvertance devant elle sans s'arrêter. Eh bien, monsieur le galant, lui dit, quel cas voulez donc que je fasse de vos déclarations? Vous passez devant moi, sans même me regarder. Madame, répondit aussitôt Fontenelle, si je vous avais regardé, je ne serais pas passé. Personne n'a jamais su mieux que Louis XIV s'identifier à la situation du moment, et personne n'a jamais exprimé en de meilleurs termes ce qu'il avait à dire. Il incrustait en quelque sorte ses pensées et ses sentiments dans des paroles en relief et faites pour l'histoire. C'est ainsi qu'après la victoire de Senef, voyant le prince de Condé monter l'escalier de Versailles, le roi qui l'attendait en démarche, lui dit avec cette présence d'esprit et cette politesse toute royale qui ne l'abandonnait jamais: mon cousin, quand on est chargé de laurier comme vous, on ne peut marcher bien vite. Plus tard, dans des temps malheureux, Louis XIV trouvera un de ces mots partis du cœur pour consoler le maréchal de Villeroy de ses défaites successives. Monsieur le maréchal, à notre âge, on est plus heureux. Racine fut très bien inspiré le jour où, accompagné de Boileau, il causait du passage du Rhin avec le roi. Louis XIV leur ayant dit: je suis fâché que vous ne soyez point venu à cette dernière campagne. Vous auriez vu la guerre et votre voyage n'eût pas été long. Racine répondit aussitôt: sire, nous ne sommes que deux bourgeois qui n'avons que des habits de ville. Nous en commandâmes de campagne, mais les places que vous attaquiez furent plutôt prises que nos habits ne furent faits.
Cela fut reçu très agréablement. Et la réplique, venant à propos, la réplique est d'autant plus piquante qu'elle répond à une attaque imprévue. Notre tempérament national veut que nous nous portions de préférence du côté de celui qui est attaqué. Voici, par exemple, deux poètes Lebrun et Couchard, et Baour qui croisent la plume. C'est Lebrun qui porte le premier coup, sottise entretient la santé. Baour s'est toujours bien porté. Touché, s'écrient les témoins. Mais la riposte ne se fait pas attendre. Le brin de gloire se nourrit. Aussi voyez comme il maigrit. Bravo. Fait la galerie qui se range en riant du côté de Baour. Et de Talleyrand lui à son tour à regretter de s'être lancé à la légère, sans provocation aucune. Contre Fouché, on parlait de la police générale, de son rôle si compliqué, si ardu. Fouché faisait observer que pour le bien remplir, il y faudrait un coquin devenu honnête homme. Voilà pourquoi, dit aussitôt Talleyrand, monsieur le duc d'Otrante est un excellent ministre de la police générale. Et voilà comme quoi, reprit Fouché, monsieur le prince de Bénévent n'aurait pas encore toutes les qualités requises pour faire un bon ministre de la police. La Fontaine, dans ses fables les plus hardies, n'avait jamais osé mettre de renard en présence. LS nuance. Les nuances consistent à régler ses manières et son langage sur le degré d'estime et de considération que l'on doit aux personnes avec lesquelles l'on se trouve en rapport. L'art des nuances ne s'apprend pas. On en saurait fixer la pratique. C'est une chose d'instinct et d'appréciation. L'on a souvent cité à ce propos la leçon du bœuf les 5 ou 6 manières imaginées par M de Talleyrand pour offrir du bœuf à ses convives. Un de monseigneur disait, avec une grande déférence, et en choisissant le meilleur morceau, aurait l'honneur d'offrir du bœuf à votre Altesse. 2 au monsieur le marquis, avec un sourire plein de grâce, aurait le plaisir de vous offrir du bœuf. 3 au cher comte, avec un signe d'affabilité familière, vous offrirez du bœuf. 4 au baron, avec bienveillance, accepterait du bœuf. 5 au monsieur le conseiller non titré et de noblesse de robe voulait du bœuf. 6 enfin le prince, en indiquant le plat avec son couteau, disait à un monsieur placé au bout de la table, un peu de bœuf, et il accompagnait ces 4 mots d'un petit signe de tête et d'un léger sourire. N'en déplaise à leurs admirateurs. Ces sortes de nuances nous ont toujours paru d'un ridicule achevé. Si c'est un honneur d'offrir du bœuf, que sera, quand vous aurez à présenter quelqu'un, et de quelle expression vous servirez? Alors, cette assimilation d'un morceau de bœuf bouilli ou rôti à être vivant est d'une bouffonnerie exhilarante. Quant au plaisir d'offrir du bœuf, c'est un comble que le proverbe, chacun prend son plaisir où il le trouve, pourrait seul expliquer, mais voici qui va nous dédommager des nuances de M de Talleyrand et qui, en même temps, aura l'avantage de faire ressortir jusqu'à quel point extrême Napoléon portait le sentiment de la dignité impériale. C'était à Montre raconte Balzac, l'empereur fut obligé de donner personnellement pour se dégager d'une place où il pouvait être surpris. Il regarde ceux qui l'entouraient, il aperçoit les débris d'un régiment de la vieille et les restes de cette brillante garde d'honneur, commandée par M de Maintenant. Cette garde fut alors la dernière goutte de sang de la France, ces derniers fils de famille, ces derniers chevaux. Malheureusement, il n'y en eut pas encore assez. S'il y avait eu alors plus de dévouement, les immenses efforts de Botzan et de Lutzen n'eussent pas été nulle faute de cavalerie. On ne comptait que des gens comme il faut dans les gardes d'honneur. Napoléon vit encore près de lui son escorte. Elle était heureusement complète. Après avoir mesuré le danger par un coup d'œil d'aigle, il sent la nécessité d'encourager ses 3 masses d'hommes. Soldats, cria-il à ses grenadiers, sauvons la France. Compagnons, cria-il à son escorte, faisons notre devoir. Puis, se tournant vers les gardes d'honneur, il leur dit, et vous, messieurs, suivez. Assurément, trouver de pareilles nuances au milieu de la mitraille et du feu, c'est être à la fois un homme de génie et parler en Louis XIV. Des cueils à éviter. L'esprit de la conversation, dit la Bruyère, consiste bien moins à montrer beaucoup d'esprit qu'à en faire trouver aux autres. Il ne suffit donc pas de mêler l'utile à l'agréable. Selon le précepte d'Horace, il faut encore intéresser l'amour de ses auditeurs, de manière qu'en nous quittant, ils soient aussi satisfaits d'eux que de nous. Les hommes cherchent moins à s'amuser et à s'instruire qu'à être goûtés et applaudis. La première règle à observer dans la conversation, c'est de s'abstenir de tout sujet irritant, de toute discussion politique ou religieuse. Ces controverses amènent presque toujours des scissions fâcheuses, même entre amis, sans aboutir jamais à convaincre l'adversaire auquel on s'adresse. Évitez de vous prononcer pour l'un ou pour l'autre des discoureurs. Si l'on vous prend pour juge, apportez dans cette tâche délicate tous les ménagements possibles, cherchez à concilier le différend plutôt qu'à le trancher. Laissez le dé de la conversation aux mains des virtuoses de la parole. Ne le ramassez qu'autant que vous vous sentez en passe de le tenir avec avantage. Si toutefois vous êtes forcé de rompre le silence, renfermé autant que possible dans les généralités. C'est encore faire preuve de savoir que de parler sans rien dire. On a même vu des gens rompus à ce métier arriver à n'en penser pas plus qu'ils n'en disent. Lorsque quelqu'un a la parole, gardez de l'interrompre. Si c'est un vieillard surtout, écoutez avec attention ou tout au moins ayez l'air. Le prince K, conteur fort agréable, adressait un jour des compliments au marquis de Custine sur la manière avec laquelle il semblait prendre plaisir à entendre ses récits. On reconnaît, lui disait, l'homme bien élevé à l'air dont vous paraissez écouter. Prince, répliqua-il avec autant d'esprit que de politesse, la meilleure façon de paraître écouté, c'est d'écouter. Une dernière recommandation. Un homme d'honneur s'abstiendra de tout propos léger, inconsidéré, qui pourrait compromettre la réputation d'autrui. Celle d'une femme surtout devra toujours trouver en lui un défenseur. C'est ainsi que se montra le colonel d'Entragues dans l'occasion suivante. Entendant un jour dénigrer l'honnêteté d'une femme à qui on donnait pour amant un homme qu'elle recevait habituellement chez elle, il demanda à celui qui tenait cet imprudent propos s'il avait été témoin du fait. Non. Mais, alors, répliqua le colonel, vous nous mettez à l'aise en nous permettant de croire que ceux qui vous l'ont dit s'en sont rapportés, comme cela arrive trop fréquemment, à de fausses apparences, ou qu'ils ont eu quelque intérêt à vous tromper dans une circonstance qui touche d'aussi près à la réputation d'une femme. Un peu confus. Notre homme crut pouvoir se tirer de ce mauvais pas en affirmant la chose. Et si je vous disais, colonel, que je l'ai vu? En ce cas, répondit celui, cette femme a dû compter sur la discrétion d'un galant homme, et nous ne pouvons que vous savoir très bon gré d'avoir la même confiance en la nôtre. Des lettres diverses des pétitions, billets, etc. Une lettre n'est pas autre chose qu'une conversation par écrit entre deux personnes que l'éloignement empêche de communiquer de vive voix, abstention mutuus sermo, comme disaient les anciens. Il faut donc prendre ce ton aisé et naturel qui fait le charme des entretiens, en se réglant toutefois d'après les circonstances et la position de la personne à laquelle on écrit. Cette facilité de style s'acquiert par la fréquentation de la bonne compagnie, et aussi par la lecture des écrivains dans le genre, tels que les Sévigné, les Maintenon, les Voltaire, etc. Lettre de demande. Une lettre de demande doit être très courte, exposer les faits d'une manière simple et concise, en même temps que respectueuse. Quelque juste et fondée que soit votre requête. Laissez toujours entrevoir à la personne à qui vous l'adressez que le mérite du succès lui en reviendra. Bussy écrivit plus de 50 lettres à Louis XIV pour qu'il lui permît d'aller se faire tuer à l'armée, au lieu de le laisser se morfondre dans un exil stérile. Il rappelait son dévouement, il parlait de sa condition, il vantait son esprit. Il n'obtint rien. C'est que l'amour demande à être flatté. Celui qui rend un service tient à ce qui lui soit compté comme une grâce, comme une faveur, et non pas comme une chose due. Louez donc avec finesse ceux à qui vous avez recours. Intéressez leur vanité. Pour obtenir quelque chose d'homme, le plus sûr moyen est de parler à leur passion. Nous sommes tout un peu comme Monsieur Jourdain du bourgeois gentilhomme, qui se serait fait un scrupule de laisser sans récompense les termes obligeants que lui prodiguait son tailleur. Ce serait une impolitesse marquée que de ne rien dire à quelqu'un qui nous adresserait la parole dans une réunion. C'en serait une non moins grande que de ne pas répondre à une lettre. Il y a même impolitesse à trop tarder, à moins de motifs sérieux, et alors on doit les faire connaître et s'en excuser. Une seule chose peut dispenser d'une réponse, c'est quand la lettre reçue est inconvenante. Le silence est ce qu'il y a de mieux à poser, c'est un blague tacite qui en dit plus que tout ce que l'on pourrait écrire. Si dans une affaire quelconque, vous avez à répondre d'une manière entièrement contraire à ce que l'on attendait de vous, rejetez la faute sur les circonstances, sur les entraves que vous avez rencontrées. Témoignez enfin tous vos regrets de la non-réussite. S'agit d'un emprunt d'argent auquel on ne peut ou l'on ne veut pas satisfaire. Opposé, dans le premier cas, votre bonne volonté malheureusement impuissante, dans l'autre, colore est votre refus des raisons les plus vraisemblables. C'est bien le moins que d'accorder cette fiche de consolation et de s'abstenir de la franchise par trop franche de feu le marquis d'Aligre. En pareille occurrence, le marquis ne manquait jamais de prendre dans son secrétaire un livre de comptes dont les feuilles étaient couverts de chiffres et de signatures. Puis, il pria l'emprunteur d'y ajouter son nom et la somme qu'il désirait. Ses préliminaires accomplis, il serrait le livre en disant, cette somme ajoutée aux autres, forme un total de. Ce total était énorme. Eh bien, reprenez, c'est ce qui m'a été demandé depuis un an. Si j'avais souscrit à toutes ces demandes, il y a longtemps que je serais ruiné. J'ai donc été obligé de faire pour les autres ce que je fais pour vous de refuser nettement. Et le marquis vous reconduisait, avec une extrême politesse, jusqu'à l'escalier.
Des pétitions. Les pétitions ne diffèrent des lettres de demande que par les formules et les formalités auxquelles elles sont astreintes. Elles doivent être écrites sur grand papier ou papier ministre, que l'on plie en deux dans toute sa longueur. Tout en haut de la page se place le nom du personnage auquel on s'adresse, puis, au milieu, sur le côté droit, et en vedette, sire ou madame, quand c'est à une tête couronnée. Entre la vedette et le commencement de la pétition, il faut laisser un espace assez grand, n'écrire que 3 ou 4 lignes pour laisser un blanc au bas de la page. La première ligne du verset ne doit venir qu'au-dessous de la vedette. L'adresse se place au bas de la page, et, de l'autre côté sur la même ligne, la date, le jour, le mois et l'année. On plie alors la pétition en 4, et on la met sous enveloppe que l'on cachette avec de la cire. Voici le protocole suivi de nos jours par la République française. Aux souverains étrangers, sur papier carré, doré sur S. Je suis avec respect, S. Une femme ne doit jamais écrire directement au pape. Continuons à faire connaître le formulaire en usage dans la chancellerie française. Inscription en vedette, traitement, aux cardinaux. Monsieur le cardinal. Courtoisie, date réclame. Votre éminence, agréez les assurances de la respectueuse considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, monsieur le cardinal, de votre éminence, le très humble et très obéissant serviteur, à Paris, à son éminence monsieur le cardinal N. Si les cardinaux sont princes, on écrira Votre Altesse éminentissime, et, dans le courant de la lettre ou de la pétition, Monseigneur, la République a supprimé le Monseigneur, aux archevêques évêques, elle les appelle. Monsieur, c'est plus court de 3 lettres, elle leur a enlevé aussi la grandeur. La République n'admet pas la grandeur. En fait de courtoisie, les archevêques évêques n'ont droit qu'à la haute considération. Du reste, comme les maréchaux, les amiraux, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les sénateurs et les députés, ce qui n'empêche pas les particuliers, dans leur rapport intime avec les archevêques évêques, de continuer à leur donner du Monseigneur et de la grandeur. Le mot excellence, ayant paru juré par 3 avec l'air, F, le protocole l'a supprimé. Dans ses formules de courtoisie, le protocole accorde du profond respect au président de la République, de la très haute considération, au président du Sénat et de la Chambre des députés. Le chef du cabinet du président a la considération la plus distinguée, de même que les conseillers d'État et les préfets, les maires des grandes villes et les premiers secrétaires d'ambassade longs, très distingués, et les simples particuliers longs. Parfaite. C'est parfait. Ce qui ne l'est pas moins, c'est le sentiment de convenance de la République envers les dames. À Athènes, l'on ne devait pas être plus galant. Aux dames, hein. En vedette madame, courtoisie agréée, madame, l'hommage de mon respect, ou en ligne madame, vous, courtoisie j'ai l'honneur d'être, madame, votre très humble serviteur. Hein, pour les dames, les titres héraldiques à la réclamer sur l'adresse seulement. Vous avez bien lu, les titres héraldiques, la République a daigné les conserver. On pourrait même l'accuser de quelques faiblesses à ce sujet. On pourrait lui reprocher de laisser prendre des titres à des gens qui n'y ont aucun droit, de les y encourager, pourvu toutefois qu'ils endossent la livrée républicaine. Jamais, en effet, on ne vit autant de faux nobles, autant d'usurpation, de fabrication de noms que de nos jours. Néanmoins, il faut savoir gré au gouvernement d'avoir retenu quelques formules de l'ancien protocole, quelques des égards de la vieille courtoisie française. Lors donc que vous écrirez à une personne qui a un titre nobiliaire, n'oubliez pas de le mentionner dans votre lettre. Monsieur le duc, monsieur le comte, etc. Pour les personnages de très haute dignité, il était d'usage en France, et il l'est encore à l'étranger, de substituer à la seconde personne vous, une périphrase, comme par exemple, j'ai obéi aux ordres que votre éminence, que votre excellence, m'a donné. Ce cérémonial n'est pas de mise dans les lettres ordinaires. Leur rédaction varie selon le rang, la position des destinataires, leur formulaire est calqué sur ce qu'on a vu plus haut. Quand on ne donne pas la ligne, il est essentiel de placer le nom de monsieur ou madame le plus tôt possible, et de le rappeler dans le courant de la lettre. C'est une impolitesse que de le trop reculer. Exemple, je regrette bien, monsieur, etc. madame, vous avez 1000 fois raison, etc. Vous adressez à une personne avec laquelle vous entretenez des rapports familiers, à un collègue, un camarade de classe ou de régiment, supprimez le mot monsieur et remplacez le par mon cher collègue, mon cher camarade, etc. Un homme qui écrit à une femme, même d'un rang inférieur au sien, doit toujours le faire avec une forme respectueuse. Une femme, quand elle écrit ou parle à un homme, ne doit jamais se servir des expressions suivantes, avoir l'honneur, etc. ou de vouloir bien lui faire l'honneur, etc. Dans une lettre, comme dans une visite ou une rencontre, l'on ne chargera la personne à laquelle on s'adresse de présenter ses hommages ou ses compliments à un tiers, que s'il appartient à sa famille, et encore fera un bien de se servir dans la lettre d'un correctif. Permettez que madame reçoive ici les assurances de mon respect, etc. Abstenez de poste, à moins d'une circonstance imprévue et subite qui vous y force. Autrefois, l'on se donnait beaucoup de peine pour amener avec esprit la fin d'une lettre. Aujourd'hui, l'on n'y fait pas tant de façon, et l'on finit en mettant à la linéa, je suis, ou j'ai l'honneur d'être, etc. On y joint l'expression de quelques sentiments, je suis avec respect, ou avec le plus profond respect, etc. Ou encore, recevez, monsieur, ou veuillez recevoir, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée, à un supérieur, on dirait, de ma haute, ou selon son caractère sacerdotal ou magistral, ou même son âge, de ma respectueuse considération, ou encore, de mes sentiments les plus respectueux. Ce sont là autant de formules, autant de règles, consacrées par la politesse, qu'il faut observer. Lettre de remerciement, c'est au cœur à parler dans ces sortes de lettres, puisque le remerciement n'est autre chose, comme l'observe Bossuet, qu'un acte de reconnaissance. Le service rendu, les circonstances qui l'ont accompagné, la générosité de celui qui oblige, la sensibilité de celui qui reçoit, sa profonde gratitude, sont autant de thèmes à développer dans une lettre de remerciement. Quelques fragments de lettres à l'appui. Le maréchal de Tallard à madame de Maintenon. Madame. Recevez, s'il vous plaît, ici mes très humbles remerciements du mot que vous me fîtes l'honneur de me dire hier. Rien n'égale vos bontés, rien n'égale ma reconnaissance, etc. Lettre de Saint, je suis un serviteur si inutile que je n'oserais même parler de reconnaissance, mais je ne suis pas moins sensible à l'obligation, etc. Lettre de madame de Maintenon. Vous ne serez pas remercié, puisque vous ne voulez pas l'être, mais la reconnaissance ne paie rien au silence que vous m'imposez. Lettre du comte de Bussy. Je suis pénétré du service que vous m'avez rendu, et ce qui m'écharme dans votre procédé, c'est que vous m'ayez accordé votre protection sans me l'avoir promise, par la noblesse de votre action, jugez, madame, de ma reconnaissance et de mon respect. Des lettres de félicitations. Elles s'adressent soit à des amis, soit à des supérieurs ou à des égaux. L'on se réjouit avec ses amis, parce que l'on s'intéresse sincèrement à tout ce qui peut leur arriver d'heureux, et il n'est besoin, pour cela, que de laisser courir la plume. Il n'en est pas de même des félicitations adressées à ses supérieurs ou à ses égaux. Comme les convenances en font presque tous les frais, que le sentiment n'y est pour rien, forcé de se rejeter sur ces lieux comme un que la politesse place chaque jour sur nos lèvres, de les tourner et retourner jusqu'à ce que l'on puisse amener décemment le je suis, ou j'ai l'honneur d'être, etc. Un peu d'enjouement ne gâte rien dans une lettre de félicitations, il ne fait que donner une saveur plus piquante au compliment. Madame de Sévigné écrit au duc de Chaulnes, ambassadeur à Rome. Mais, mon Dieu, quel homme vous êtes, mon cher duc. On ne pourra plus vivre avec vous, vous êtes d'une difficulté pour le pas qui nous jettera dans de furieux embarras. Quelle peine d'honnête, point l'autre jour à ce pauvre ambassadeur d'Espagne. Pensez que ce soit une chose bien agréable de reculer tout le long d'une rue. Et quelle tracasserie faite, encore à celui de l'empereur sur ses franchises, vous êtes devenu tellement pointilleux que l'Europe songera à 2 fois comme elle se devra conduire avec votre excellence, etc. Lettre de condoléances, on se borne généralement, dans ces lettres, à témoigner la part que l'on prend à la perte qui en fait le sujet. Si celui ou celle à qui vous adressez vos compliments pleure une personne qui lui était chère à plus d'un titre, ne craignez pas de lui en parler longuement. La tristesse aime à se replier sur elle-même, à se nourrir de sa douleur. Quelques courtes réflexions de piété font très bien dans une lettre de condoléances. La religion, cette grande chose, a seule des consolations qui nous élèvent tôt, des regrets et des misères humaines. Madame la duchesse de Ventadour, gouvernante des enfants de France, venait d'écrire à Louis XV, qui était tombé malade à Metz, pour le féliciter sur sa convalescence. Au même moment, elle reçoit un courrier qui lui annonce la mort de Madame VIe à Fontevraud, où Mesdames étaient élevées. Il devenait donc indispensable de joindre à la lettre de félicitations, une lettre de condoléances. Madame de Ventadour trouva une façon fort ingénieuse de les réunir en une seule. Sire, après la grâce que le Seigneur vient d'accorder à la France, en lui conservant votre majesté, il ne fallait rien moins qu'un genre d'ambassade pour l'en aller remercier. DES billet, ce qui distingue un billet d'une lettre, c'est sa contexture. Son façon, il n'y a qu'une supériorité bien marquée ou une familiarité bien établie qui puisse s'autoriser à écrire un billet.
On a souvent cité celui de Louis XIV, duc de la Rochefoucauld qu'il venait de nommer grand maître de la garde. Je me réjouis avec vous, comme votre ami, du présent que je vous ai fait comme votre maître. En voici un très spirituel qui écrit à la troisième personne. Il fut adressé par monsieur Villemain à une dame qui lui avait prêté les poésies d'André Chénier et qui lui renvoyait. Tous deux demeuraient porte à porte. Madame, un académicien malade, qui ne lit plus de vers et ne sait plus par cœur que les vôtres, se fait scrupule de garder ce volume que vous lui avez prêté il y a quelques mois. Il a l'honneur de le faire remettre à votre porte, inutilement voisine de la sienne, et il saisit cette occasion de vous offrir l'hommage de son respect et l'assurance qu'il n'est mort ou imbécile qu'officiellement. Pour comprendre ce dernier trait, il faut se rappeler que monsieur Villemain relevait alors d'une longue maladie pendant laquelle on avait essayé, à la cour de Louis, de le faire passer pour fou. Cette façon d'écrire à la troisième personne a donné lieu par son ambiguïté à plus d'une méprise assez drôle. Témoin l'anecdote suivante. C'était un dîner où se trouvaient réunis plusieurs hommes de lettres. On causait style épistolaire, et l'un d'eux attaquait vivement les billets écrits à la troisième personne. Un autre les défendait, prétendant qu'ils étaient plus cérémonieux, plus polis. Bah, reprit le premier, un des mérites de la politesse, c'est d'être clair, et rien ne l'est moins que vos diables de billets à la troisième personne. Tenez, voici ce qui m'est arrivé à moi qui vous parle. Il y a quelques années, je reçus un beau matin de mon ami D, chef de division au ministère de un petit mot conscient ces termes. M. D. Chef de division, sans presse d'informer son ami A, votre très humble, qu'il vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur. Vous jugez de ma joie, continua. Si j'étais l'homme le plus heureux du monde, je courus chez mon graveur, et lui commandai des cartes portant la flatteuse mention. M. A. Chevalier de la Légion d'honneur. Je courus chez mon bijoutier, et je choisis une croix du plus élégant module. Je courus chez un marchand de rubans et lui achetai une pièce du plus beau moiré rouge. Je courus chez tous mes amis pour recevoir leurs félicitations. Enfin, je courus au ministère pour remercier mon ami D, et je me jetai dans ses bras. Ah, mon ami, que je suis heureux, et combien je vous remercie de la bonne nouvelle. C'est excellent, s'écria D. Quel part il prend à mon bonheur. Merci pour le mot, c'est moi qu'on décore, et le bonheur est pour vous. Comment? C'est vous qu'on décore? Mais oui, n'est pas. Mais non, mon ami, c'est moi qui suis décoré. Vous? Oui, vous le méritez sans aucun doute plus que moi, mais enfin, c'est moi qui le suis. Je compris alors quel sens il fallait donner à la phrase ambiguë, que le diable vous emporte avec votre troisième personne, ne pouviez pas me tout simplement. Mon cher ami, j'ai le plaisir de vous annoncer que je viens d'être décoré, je le quittai, furieux, et ne le revis que 2 ans après, lorsque je fus réellement décoré, et voilà cependant les conséquences que peut amener cette prétentieuse troisième personne. Lettre d'invitation, les invitations à dîner, à une soirée, à un bal, peuvent se faire de vive voix ou par écrit. Dans ce dernier cas, il faut varier la rédaction des billets, selon le degré d'intimité qui nous lie aux personnes, et d'après le rang et la position qu'elles occupent dans le monde. 3 ou 4 brouillons que l'on fera recopier y suffiront. On ajoute au bas, vous êtes prié de répondre. Ces invitations devront être envoyées 4 ou 5 jours d'avance afin que l'invité ne prenne pas d'autre engagement. S'il ne peut accepter, il ira le jour même ou le lendemain, au plus tard, s'en excuser, ou bien il s'en excusera par lettre. Ne pas répondre équivaut à une acceptation. Il est de très bon ton, alors, de remettre ou de faire remettre sa carte chez l'amphitryon, l'avant, du jour désigné pour le dîner ou la soirée. Du temps de nos pères, on avait quelquefois recours à la poésie pour les invitations. Voltaire, chargé par madame la duchesse du Maine de prier à souper chez elle l'auteur de l'art d'aimer, lui écrivit cet ingénieux quatrain, au nom du pain des deux citerres, gentil, et averti que l'art d'aimer doit samedi venir souper chez l'art de plaire. Lettres de faire part, les lettres de faire part pour un mariage, un enterrement ont une formule adoptée que connaissent les imprimeurs ou lithographes. Il sera bon toutefois d'en revoir le contexte pour s'assurer qu'il ne s'y a rien glissé contre les convenances. Il faut se garder d'étaler avec complaisance les titres et décorations des personnes qui figurent dans ces billets, ce n'est pas le lieu de faire argent de sa vanité, lorsqu'on doit être tout entier à sa douleur. La qualité de parent suffit en pareille circonstance. Les lettres d'avis pour la naissance d'un enfant doivent être envoyées au nom du père, à l'exclusion de la mère et des grands-parents. Des dîners en général, de même qu'il y a fagot et fagot, il y a dîner et dîner, depuis le dîner d'apparat, dîner grand seigneur, haute banque, ministre, etc. Dont le coût varie de 100 à 150 francs par personne jusqu'au repas frugal à 0,fr, 80 ou 90 c. Menu, potage au pain ou julienne, bouillie, beefsteak, lapin sauté, pommes de terre ou haricots, fromage ou pruneau, pain à discrétion, vin carafon, le cru n'est pas indiqué. Par cachet, 0,fr, 5 c de diminution, café avec petit verre, 0,fr, 30 c. Entre ces deux extrêmes 100 à 150 francs, et 4 ou 4, 10 centimes il y a bien de la marge, bien des intermédiaires, voyons, le repas de noces, le repas de corps, qui se font l'un et l'autre sur commande, et où l'on mange formal, le dîner en ville, également de commande, première, deuxième, troisième classe, etc. Comme pour les enterrements, les menus ne varient pas. Potage julienne ou purée cressy turbo, sauce au capre, ou sauce genevoise filet de bœuf aux champignons poularde truffée, à la périgueux, etc. Toujours et toujours les mêmes mets, avec ce goût d'étuvée bien prononcé qui accuse leur cuisson au four, les mêmes sauces banales, les mêmes vins frelatés, les mêmes verres, les mêmes plats, car dans ces usines culinaires ont fourni tout ce dont on peut avoir besoin, linge de table, ruols, porcelaine, etc. On prétend même que ces honnêtes industriels tiennent en réserve un stock de 14e, prêt à toute heure, pour les cas où l'absence accidentelle d'un invité réduit les convives au nombre fatidique de 13. Personne n'ignore à quel point ces repas confectionnés sur mesure. Horripiles roqueplan, aussi les ailes flétries de bonne encre. Une des plus grandes douleurs du dîner en ville, c'est l'uniformité de l'organisation de son menu, qui en a mangé un, en a mangé 100. Après cette soupe ridicule, composée d'un bouillon pâle et sans yeux, et dans lequel s'entrechoquent de petits losanges blancs. Madère s'écrie, sans rire, un valet de pied qui fait semblant de croire qu'il tient à la main du vin de Madère, et non pas une décoction de fleurs de sureau étendu d'eau vide de pommes de terre. Château, 47, s'écrie un autre mystificateur, comme s'il ne savait pas qu'il verse du petit vin de lunel coupé de grave. Turbo, sauce au capre, sauce genevoise. La rage vous saisit, nous sommes pincés, disent les gens d'expérience. Nous n'éviterons pas le filet de bœuf aux champignons. Puis, le délire vous prend, on mange de tout un peu, on s'empoisonne avec variété, on grignote sa mort. Dans la généralité, le dîner en ville est mauvais et pernicieux, par cette première raison que presque personne n'a parina de cave, et que la plupart des donneurs de dîner achètent du vin pour la circonstance. Comme certains érudits ne prennent que d'embouiller la science dont ils ont besoin pour le jour même, c'est la cave bouillée. Pauvre Roqueplan, lui qui recevait jusqu'à 2 et 3 invitations par jour, il a fini par succomber à la peine. Les dîners en ville et le faux Madère l'ont tué avant le temps, ainsi qu'il l'affirmait à ses amis la veille de sa mort. Reprenons l'énumération des dîners. Le dîner de famille, où l'on mange comme l'on veut, quelquefois même comme l'on peut. Le dîner sans façon, ou à la fortune du pot. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les gourmands de la terre, gardez, en comme de la peste, souvenez, toujours, dans le cours de la vie, qu'un dîner sans façon est une perfidie. C'est le législateur du Parnasse français qui le dit. Le banquet populaire, à l'usage des Robert Macaire et des gogottes de la politique, où l'on se repaît de veau et de salade, où l'on s'abreuve de petits bleus, passons à des sujets plus relevés. Paul Major à Canamus. Les grands dîners, les gens qui ont un grand état de maison, qui font ce que l'on appelle figure dans le monde, peuvent seuls donner de ces dîners. Tout d'abord, il faut avoir un hôtel à soi, un chef de cuisine de premier ordre, avec une armée de marmitons, une cave bien fournie, une cave vécue, puis quelque chose comme 300 ou 400 000 livres de rente, et même davantage, ce ne sera pas de trop. Vous avez tout cela très bien, parfait, mais si vous n'y joignez l'éducation, l'esprit, le tact et le goût, si vous n'avez pas été initié en famille au secret de la grande existence, aux délicatesses, au raffinement qu'elle comporte, c'est comme si vous n'aviez rien. Vous aurez beau tenir table ouverte, déployer tout le luxe possible, ce ne sera pas ça, l'on mangera vos dîners, mais on se moquera de vous en arrière, on vous traitera de Californien. Sans doute les lingots pèsent dans la balance, mais ils ne sont pas tout, ce n'est qu'un accessoire. La fortune, dit la Rochefoucauld, est un piédestal qui montre mieux nos mérites et dévoile davantage nos défauts.
L'on ne s'imagine pas ce qu'il faut d'intelligence et d'art pour composer et dresser un dîner parfait. Un de ces dîners dont tous les détails sont étudiés, pesés avec soin. Le prince de Talleyrand qui, pendant 40 ans, a reçu et traité à sa table toute l'Europe politique, militaire, savante, artistique, conférait chaque matin avec son maître d'hôtel et son cuisinier. Il discutait avec eux la composition du dîner, car il ne déjeunait jamais. Il prenait 2 ou 3 tasses de camomille avant de se mettre au travail. Ces grands dîners sont restés légendaires dans le monde diplomatique, et l'on consulte encore aujourd'hui leur menu. Peut-être ne lira-on pas sans intérêt la description de son ordinaire pour une table de 10 à 12 couverts. Il se composait de 2 potages, de 2 relevés, dont un de poisson, de 4 entrées, de 2 rots, de 4 entremets et du dessert. Le prince mangeait avec appétit du potage, du poisson, d'une entrée de boucherie, qui était presque toujours une noix de veau, ou de côtelettes de mouton braisées, ou un peu de poulet, ou de la poularde consommée. Il mangeait parfois un peu de rôti. Ses entremets habituels étaient les épinards ou les cardons, les œufs ou les légumes de primeur, et comme entremets de sucreries, les pommes ou poires gratinées. Un autre jour, c'était un peu de crème au café. Il ne buvait que d'excellent vin de Bordeaux, légèrement trempé d'eau, et un peu de xérès, à son dessert. Il demandait un petit verre de vieux Malaga, rentrait au salon, on lui présentait une grande tasse qu'il emplissait lui-même de morceaux de sucre, puis on lui versait le café. Avec ce régime, le prince a vécu 4 ans, que ceux qui veulent arriver jusqu'à observer la recette, nous la leur livrons gratis. Les dîners se sont servis tour à tour à la française et à la russe. Aujourd'hui, le service russe a prévalu. Cependant, le service français était encore en usage dans quelques bonnes maisons de la capitale, mais surtout en province, parmi les familles de vieilles souches. Écoutons ce que dit à ce sujet le carnet mondain. La mode française ne plaçait pas le dessert sur la table, on en disposait les friandises sur un dressoir. Un surtout d'argenterie, de vieux saxe, de cristal de Venise ou de biscuits de Sèvres avec des montures ciselées composait le seul ornement de la table, sur laquelle on plaçait des réchauds dont le nombre augmentait suivant l'importance du dîner. Cette vieille mode avait bien son mérite, elle exigeait un plus grand nombre de plats et un soin plus attentif dans la manière de les monter. Elle indiquait une hospitalité plus large. Aujourd'hui, les fruits, les fleurs, les bombes remplacent les antiques réchauds. C'est peut-être plus agréable, plus flatteur à l'œil, mais à quel prix? Au détriment des mecs qui veulent être servis et manger aussitôt qu'on les retire du feu. On a sacrifié aussi les hors-œuvres, qu'on passait après le potage et qui stimulaient, qui préparaient si bien l'estomac. Espérons qu'on y reviendra. Quelques plats nouveaux ou renouvelés du XVIIIe siècle ont apparu cette année sur la table de quelques maisons du Haï. Voici la nomenclature qu'en donne le carnet. Les laitances de carpe à l'indienne, les padois bottés à l'intendant, les oreilles de cerf en menu, les crêtes de coq à la gauloise. Les glaces au pain biais au beurre frais, les trains de lièvre à la saint, à la gelée de confiture de bar. Les 2 menus qui suivent sont également empruntés au carnet. Le premier est celui du dîner du jour de l'an, offert au grand Constantin à l'ambassade de Russie. L'autre est le menu d'un dîner intime de 10 personnes chez un grand financier. GRN des dîners. Potage crème d'orge au quenelle, soupe tortue à l'anglaise, petite croustade régence, sterlet à la russe, celle de chevreuil garni, filet de poulard de petits pois nouveaux, aspic de crustacés à la bagration, sorbet au kirsch, faisant truffé, pâté de foie gras de Strasbourg, asperge en branche, gâteau de Compiègne aux cerises, glace d'ananas. Dîner intime, huîtres, potage princesse et tortue, laitance de carpe aux truffes, côtelettes de chevreuil pur et sous bise, faisant à la godard, chauffe-froid de caillé de bécasse, rôti d'ortelan, d'un truffé, salade d'impératrice, bombe royale, dessert. Le dîner entre gastronomes, le gastronome n'aime pas les grands dîners. Ces repas solennels, où l'on donne plus à l'étiquette qu'à l'art, où l'on s'attache plus à charmer les yeux qu'à flatter le goût, ces réunions nombreuses de gens inconnus pour la plupart les uns aux autres, où règne la froideur et la contrainte, non pour lui aucun attrait. Le gastronome par excellence pousse l'amour de la table jusqu'à l'exclusion de toute autre passion. Il n'admet pas l'élément féminin à ses agapes. À tort ou à raison, il prétend que la plus belle moitié du genre humain veut être censée s'admirer, et il ne saurait distraire la moindre parcelle de son admiration, il la réserve tout entière pour les délicats. Le marquis de Cussy, un des derniers représentants de l'exquise politesse de l'ancienne cour, partageait cette doctrine de l'exclusion des femmes au dîner des gastronomes. Il est vrai que nous ne l'avons connu que dans les derniers temps de sa vie. Peut-être n'avait pas toujours pensé de même. Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses mœurs. C'était bien le type du gastronome le plus accompli, le plus parfait de tout point, ruiné par les événements politiques, après avoir une immense fortune. Il lui restait à peine cette médiocrité dont parle Horace, elle lui suffisait cependant pour vivre avec dignité et recevoir quelques amis. Il donnait un dîner toutes les semaines et faisait lui-même son marché. Ce jour-là, il était à la halle dès 4 heures du matin. Ces dîners duraient 3 heures. Jamais plus de 11 convives, jamais moins de 5, puis 7, puis 9. Pourquoi ces nombres impairs? Étaient pour se conformer au vieil adage romain. Numéro Deus par Godet. On ne sait pas. M de Cussy a emporté son secret dans la tombe. Voici quelques de ses aphorismes. Ne réunissez à dîner que les gens qui s'affilient en morale et en pensée. Mangez avec mesure. Buvez à petits traits. Ne faites rien de trop pour votre estomac, ou il vous abandonnera, car il est ingrat. En hiver, votre salle à manger sera chaude, 13 degrés. Baignade de lumière. C'était un aimable gai causeur, et mentassait la controverse. Il s'attaquait volontiers à Bria. Il le considérait comme un gros mangeur et ne lui reconnaissait pas les qualités qui constituent le gastronome fin et délicat. L'entendant, un jour, demandait 2 douzaines d'huîtres par couvert, détachées et placées d'avance. Professeur, lui dit, vous n'y songez pas. Des huîtres ouvertes et détachées, je ne vous excuse que parce que vous êtes né dans le département de l'Ain. Bria soutenait qu'une salle à manger devait être ornée de glace, et M de Cussy résistait, parce que ce n'est qu'à jeun qu'on doit s'étudier dans son miroir. Le professeur conseillait la musique pendant le dîner, et M de Cussy l'admettait, mais à la condition que les instruments avant y domineraient. Aussi passionné pour la musique que pour la bonne chair. Il passa 3 heures, la veille de sa mort, à répéter avec sa fille des scènes entières d'opéra, et le jour même où il expira, il avait mangé et digéré un perdreau rouge en entier. C'était mourir au champ d'honneur. Le dîner bourgeois, c'est le dîner d'autrefois, le dîner du vieux temps, lorsqu'il existait une haute bourgeoisie, composée de l'élite des citoyens voués aux professions libérales, qu'ils honoraient de leur mérite et de leur vertu. Bien habile qui pourrait dire aujourd'hui où commençait ou finit ce que l'on nomme la bourgeoisie. Il était d'usage, dans cette ancienne bourgeoisie, de donner tous les uns ou plusieurs dîners qu'on appelait de cérémonie. Cela se pratique toujours en province, de même que dans certaines familles parisiennes, pour qui ces dîners sont une obligation d'État, de position de fortune. Le nombre des convives varie de 10 à 10, au maximum, en ayant soin de ne s'arrêter jamais au chiffre redouté de 13, qui n'est cependant à craindre, comme le remarque Grimaud de la Reynière, qu'autant qu'il n'y aurait à manger que pour 12. C'est un dîner de cérémonie que vous êtes invité. La tenue de rigueur est l'habit noir, la cravate blanche, les gants blancs ou pareil. Déjà quelques personnes sont réunies. À votre entrée dans le salon, vous faites les salutations d'usage et vous restez debout, en causant avec vos voisins, jusqu'au moment où le maître d'hôtel ou le domestique qui en tient lieu ouvre les 2 battants de la porte et prononce les mots sacramentels. Madame est servie. Le maître de la maison offre alors le bras à la femme qui, en raison de son âge ou de sa position sociale, a droit à cette marque de respect ou de déférence. Il passe le premier. La maîtresse de la maison donne le bras à l'homme le plus âgé ou le plus considérable. Elle vient en second. Les invités prennent la file, en se conformant aux règles prescrites par l'étiquette. C'est le bras droit que le cavalier doit toujours offrir. Au passage d'une porte, il s'avancera en s'effaçant un peu à gauche, afin de laisser plus d'espace à sa dame, et de ne point amener de rencontres fâcheuses avec la traîne ou les garnitures de la robe. Arrivés tous deux dans la salle à manger, il saluera sa compagne qui répondra par une légère inclination. Ils attendront qu'on leur désigne leur place, à moins que celles ne soient indiquées par des cartes posées sur les serviettes. Le cavalier ne s'assiera que lorsque ses voisines de droite et de gauche se seront parfaitement installées toujours en vertu de cette extrême attention que commande l'agencement et les ondulations coquettes des robes. Le maître et la maîtresse de la maison occupent le milieu de la table, en face l'un de l'autre. Les places d'honneur sont à leur droite d'abord, puis à la gauche. Les convives se rangent à la suite, de chaque côté, en observant toujours les prescriptions des diverses hiérarchies sociales. C'est un très grand art de savoir placer son monde, que de bien assortir les âges, les positions et les sympathies, de manière à ne froisser personne, à ne blesser aucun amour propre. Nous avons entendu un maître dans la science du savoir magistère élégant Tiaron critiquer cette façon de numéroter les convives, de les mesurer à la toise hiérarchique. À son avis, tous les invités étant gens d'éducation devraient être traités sur le pied d'égalité. Il n'admettait de préséance que pour les ministres de Dieu et les vieillards des 2 sexes. Cette préséance de l'habit ecclésiastique est du reste consacrée par l'usage. Quand il se trouve un prêtre parmi les assistants, c'est à lui que revient de droit la première place d'honneur à côté de la maîtresse de la maison, de même qu'elle appartient de droit aussi, dans le corps diplomatique, au nom du pape. Vous voilà donc parfaitement installé.
Vous vous êtes incliné à droite et à gauche en échangeant quelques paroles banales. N'oubliez pas que votre position de cavalier servant vous oblige à rendre à la personne que vous avez accompagnée tous les petits services possibles. Vous lui verserez à boire, si les vins sont sur la table, vous veillerez attentivement à ce que rien ne lui manque. Soyez aimable et prévenant, mais sans familiarité. Pesez bien vos paroles, et pour plus de sûreté, renfermez dans les généralités. Si le maître de la maison offre lui-même d'un plat, ou la maîtresse de la maison d'une pâtisserie, d'une friandise quelconque confectionnée par elle, on est tenu de faire honneur à cette attention toute gracieuse. Quand la conversation devient générale, si vous tenez à y prendre part, faites en homme de bon ton. N'interrompez pas et surtout n'interpellez jamais personne d'un bout de la table à l'autre. Assez ordinairement, l'amphitryon a eu soin d'inviter un de ces beaux esprits, joyeux conteurs, qui ont toujours quelques nouvelles et merveilleuses histoires. Mais s'était fait une réputation hors ligne en ce genre. Nous nous rappelons qu'à une certaine époque, un grand nombre de lettres d'invitation à dîner se terminaient invariablement par cette formule alléchante. Nous aurons Méry. Le procédé était des plus cavaliers. Mais à qui la faute? Méry se vantait de devoir à Dieu et au diable. C'était les seuls peut-être qui n'eût pas fait contribuer. Par ses emprunts réitérés, il s'était mis à la discrétion de ses créanciers, et ce était excusable, et même à tout prendre, très louable, de consentir à se rembourser en racontard. Est beaucoup de gens aujourd'hui qui se contenteraient d'une pareille monnaie. Il lui arrive un jour d'emprunter contre signature une somme relativement assez forte à un banquier qui fut depuis député de l'arrondissement de Saint, bien entendu qu'à l'échéance le suisse du billet sans être payé. C'était une habitude à laquelle Méry ne dérogeait guère, mais il eut le tort de ne point reparaître chez son créancier. Celui donna ordre à son huissier de poursuivre à outrance, si bien que, de petit papier en petit papier, le débiteur un beau matin fut appréhendé au corps et conduit à la prison pour dette non pas, mais bellement chez son créancier. Monsieur, fit celui, d'un air courroucé, vous êtes mon prisonnier de par la loi, cependant, en faveur de nos anciennes relations. Je veux bien vous laisser libre sur parole, à la condition expresse que vous comparaîtrez à ma table, toutes les fois que vous en serez requis, et ce jusqu'au jour où vous m'aurez remboursé intégralement capital et intérêt. Accepté, répliqua Méry. Au fait, vous me devez les aliments. À peu près à la même époque, dut ma père, ayant appris que, dans une maison où il n'allait que fort rarement, l'on s'était servi de son nom, au bas des invitations. Imagina cette vengeance spirituelle de n'ouvrir la bouche que pour manger. À toutes les questions qu'on lui adressait, il répondait par des oui, des non, ou quelques mots des plus laconiques. Vivement contrarié de ce mutisme auquel il ne s'attendait pas, l'amphitryon prit le parti d'interpeller directement son hôte. Monsieur Dumas, lui dit, et que vous n'allez pas nous raconter quelque chose? Très volontiers, cher monsieur, mais à la condition que chacun y mettra du sien et servira un plat de son métier. Mon voisin, par exemple, qui est capitaine d'artillerie, tirera d'abord un coup de canon, et aussitôt je commencerai une histoire. Revenons à notre dîner, une gaieté expansive circule avec les vins de dessert. La joie rayonne sur tous les visages. Aujourd'hui, l'on ne porte plus guère de toast que dans les banquets politiques. Pourtant, si l'amphitryon offrait une santé, tous les convives s'inclineraient pour saluer la personne à qui elle est adressée et videraient entièrement leur verre. Mais voici que le signal de quitter la table est donné. Chacun se lève en déposant sa serviette sur son assiette et offre le bras à sa voisine de droite. Le retour au salon s'effectue de la même manière que pour la sortie, à cette différence près que la maîtresse de maison laisse passer tout le monde devant elle. Son mari ouvre la marche comme avant le dîner, les convives le suivent et chacun de ramène à sa place la dame qui l'a conduit à table. Un instant après, on apporte le café. C'est la maîtresse de la maison qui en fait les honneurs. Ne versez pas votre café dans votre soucoupe, laissez votre cuillère dans la tasse. Et du nombre de ceux qui ne peuvent se priver du cigare ou de la cigarette après avoir mangé. Suivez le maître de la maison au fumoir et rentrez au salon le plus tôt possible. La politesse exige que vous contribuiez pour votre part à l'agrément du reste de la soirée. Si la maîtresse de la maison parle de faire un peu de musique, les amateurs s'empresseront de déférer à son désir. C'est à elle à ne point abuser de leur complaisance. On n'a pas oublié la piquante réponse de Chopin à son amphitryon qui se croyait en quelque sorte en droit de tenir le grand artiste au piano pendant toute la soirée. Ah, monsieur, dit Chopin, après avoir joué une mazurka, j'ai si peu mangé. Il faut pourvoir à tout, quand on s'est chargé, comme le dit Bria, du bonheur de ses invités durant 5-6 heures. En conséquence, des tables de jeu ont été dressées dans un petit salon, pour les personnes dont c'est la passion favorite, et même l'unique amusement, de remuer les cartes. Le maître ou la maîtresse de la maison engageront les parties entre les amateurs qui ne se mettront au jeu qu'après en avoir été priés. Les dames choisissent leur place. Les hommes attendent pour s'asseoir qu'elles aient fait ce choix. Il est d'usage que la personne qui distribue les cartes pour la première fois s'incline et que chacun lui rende son salut avant de relever son jeu. Les jeunes gens doivent s'abstenir de jouer. Une jeune femme ne paraîtra à une table de jeu que tant que sa présence sera nécessaire pour remplir une place vacante. Pendant que chacun est à ses plaisirs, on a servi le thé dont la maîtresse de la maison a fait les honneurs comme pour le café. La soirée s'avance, et déjà quelques personnes se sont levées, bien que la maîtresse de la maison cherche à les retenir. Il est l'heure, plus que l'heure de se retirer. Vous prenez alors congé de vos hôtes auxquels vous devez une visite dans les 8 jours. N'oubliez pas, au cours de cette visite, de faire l'éloge du dîner et des convives, appuyez surtout sur la gracieuse hospitalité du maître et de la maîtresse de la maison. Elle laisse déjeuner. Les déjeuners dits à la fourchette sont peu usités à Paris, en raison de l'heure qu'il faudrait leur consacrer, et qui est dû forcément aux affaires. Il n'en est pas de même en province, où l'on a beaucoup plus de temps à soi. Là, les déjeuners natoires sont en grand honneur. L'on se met à table à midi et l'on y reste jusqu'à 3 ou 4 heures. La bonne chère fait les délices de ses repas, l'on y mange une cuisine excellente confectionnée par un véritable cordon bleu, des sauces qui ne sont point frelatées, des viandes qui sont rôties à la broche et n'ont rien à démêler avec cette ignoble fourche en contredit la plus désastreuse conquête de la civilisation moderne. Ajoutez à cela qu'en province il n'est pas de propriétaire, de rentier un peu riche, qui n'est un caveau réservé, avec ses vins bien rangés et étiquetés par récolte. Toutes choses fort rares à Paris et qui tendent à le devenir davantage chaque jour. À bien dire, les déjeuners pris à Paris sont des déjeuners d'affaires, entre hommes, haussiers, reçus qu'après le dessert les dames quittent la table pour laisser ces messieurs à leur conversation sérieuse et à leur cigare. Les hommes y assistent en redingote noire, cravate item, les femmes en toilette mixte, ou toilette d'intérieur. Le tabac, soit qu'on le prenne en poudre ou qu'on l'aspire en fumée, occupe une si large place dans nos habitudes, il y a opéré un changement si considérable, si funeste à l'existence même de la bonne compagnie, qu'il nous est impossible de n'en pas dire quelques mots. Le tabac en poudre, malgré Aristote et sa dot cabale, est resté divin pour les priseurs. Il est à remarquer toutefois que sa consommation tend à diminuer, tandis que celle du tabac à fumer va sans cesse en progressant. Cela tient à ce que la clientèle des priseurs qui se compose en très grande majorité de vieillards des deux sexes est loin de se recruter en proportion des vies qu'elle éprouve. Depuis que la tabatière a cessé d'être un objet de luxe et d'ostentation, depuis qu'elle n'est plus à la mode, la fameuse poudre à la reine a été frappée de discrédit. Elle a perdu 100% dans l'estime des nez à priser, ou, pour éviter un mauvais jeu de mots, des nez qui prisent. Le tabac à fumer a vu, au contraire, s'accroître son empire. Chaque jour il fait de nouvelles conquêtes. C'est aussi il flatte et caresse bien mieux les appétences de l'homme, chez qui tout est fumé. Fumé de la gloire, fumé des richesses, fumé des honneurs, etc., etc. Chacun poursuit ici sa fumée avec la même ardeur que ce pauvre Ixion poursuivait sa nue. On fume partout au dehors et au dedans, dans la rue comme chez soi, à la ville et au champ. C'est une épidémie qui prend les générations presque au sortir du berceau et s'étend sur elle comme une plaie incurable. En vain des sociétés se sont fondées, des médecins, des savants, des académiciens, des journalistes se sont réunis pour conjurer le mal. En vain, fait paraître brochure sur brochure, article sur article, pour signaler les dangers du tabac, ce poison aussi fatal à la santé de l'homme que préjudiciable à sa bourse. Le tabac, écrivait Charles Fourier, est l'opium de l'esprit humain, peuple qui fume, peuple qui périt. Stendhal, Bell, cet esprit si fin et en même temps si profond, a poussé plus avant et surtout plus en avant ses observations. Si la Turquie, dit, porte la nuit sur son visage, si l'Allemagne rêve dans l'espace, si l'Espagne dort d'un sommeil entrecoupé de somnambulisme, si la Hollande étouffe dans son embonpoint, si la France enfin laisse flotter son regard, nous devons désormais accuser de ce mystérieux suicide national, le chibouk, la pipe, le cigare et la cigarette. Pour peu que la chose dure encore un siècle ou deux, l'intelligence du monde finira en fumée, et le singe pourra traiter avec l'homme d'égal à égal. Ces sages avertissements n'ont servi à rien. Les fumeurs n'en ont tenu aucun compte, ils ont allumé leur tabac avec les feuilles et des brochures, avec les articles des journaux, et le feu des cigarettes de la cigarette a continué sur toute la ligne avec plus d'intensité que jamais. Aujourd'hui, le cigare règne gouvernement maître absolu, de Paris à Pékin, de Londres à Philadelphie, de Lisbonne à Pétersbourg, de Brest à Stamboul, c'est à qui se rangera, sous le sceptre cendré de ce tyran en feu. Il est devenu le commensal de tous les logis, et s'assied à tous les foyers, se mêle à tous les propos même aux entretiens les plus doux. Il est l'ami, le confident de nos pensées, le compagnon de nos travaux. Il a sa part de toutes nos peines, de tous nos plaisirs.
Comme les lettres de Pline, il nous suit à la ville, à la campagne, aux eaux, il est de tous les voyages, monte en chemin de fer et secoue sa cendre sur la robe des dames. Parfois, il veut bien encore leur demander la permission de s'allumer, mais c'est pour la forme, et il le fait de façon à n'être pas refusé. Encore un peu de temps, et le cigare s'allumera tout seul, ou cela s'arrêtera-il? Cela ne s'arrêtera pas. Les choses prendront même un développement que les circonstances n'ont pas permis jusqu'à présent. À l'aide du progrès, n'en doutez pas, les écoles, les collèges, un peu bien situés dans l'université, finiront par posséder des professeurs assermentés de fumerie. On fumera partout et toujours, en se couchant, en se levant, en mangeant, en vaquant à toutes ces occupations. Le cigare deviendra le flambeau de l'hyménée. On se mariera le cigare à la bouche, le monde enfin ne sera plus qu'un vaste appareil fumivore, et le feu du tabac nous consumerons, ainsi qu'il est dit dans l'Apocalypse. Et cire comme d'habitants fumus et purbains, et la fumée envahira les nations, et elles périront. Cette fumée aperçue à travers les âges par Saint Jean ne peut être que la fumée du tabac, à moins pourtant que ce ne soit celle de la dynamite. Cérémonie du baptême, du mariage et de l'enterrement. Nous n'avons pas à entrer ici dans tous les détails de ces diverses cérémonies. Nous nous bornerons à rappeler les principaux usages que l'étiquette prescrit pour chacune d'elles. Le baptême est une cérémonie purement religieuse. C'est l'entrée dans le giron de l'église de l'enfant qui vient de naître et à qui son parrain et sa marraine servent d'introducteur. Le grand-père paternel et la grand-mère maternelle sont de droit parrain et marraine du premier-né. On alterne pour le second. Le père de la jeune femme en est le parrain et la mère du mari la marraine. À défaut de l'un ou de l'autre, ou de tous les deux, on choisit toujours l'ascendant le plus proche et le plus âgé dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle. Il a d'usage de laisser à la marraine le choix de son compère. Quelquefois cependant on lui désigne la personne qu'on désirerait donner pour parrain à l'enfant, mais elle est libre de refuser. Avant d'offrir le parrainage à une personne, les parents auront soin de s'assurer si cette proposition lui agrée. Dans le cas où il ne vous conviendrait pas d'accepter une pareille demande, apportez dans votre refus toutes les formes et la bonne grâce possible. On ne doit pas refuser de servir de parrain ou de marraine à l'enfant d'une personne qui est dans une situation peu aisée. Ce serait manquer tout à la fois de charité et de savoir vivre. Ne vous offrez jamais personnellement pour être parrain ou marraine dans une famille d'une condition égale à la vôtre, et encore moins d'une condition supérieure. La qualité de parrain et de marraine implique une sorte de responsabilité presque paternelle. Elle est tout à la fois une charge matérielle et morale. Ainsi elle oblige à des frais de cérémonie, à des dépenses diverses pour cadeaux. Nous ne parlerons pas des cadeaux qui varient selon les localités et qui sont en outre subordonnés à la position de fortune de ceux qui donnent et de ceux qui reçoivent. Le parrain est le grand dispensateur de dragées. La veille du jour du baptême, il envoie à sa commère une ou plusieurs douzaines de boîtes, selon qu'il tient à faire les choses plus ou moins largement. Il distribue des cornets de bonbons avec pièces d'argent à la garde et aux domestiques. Voici comment se règlent les choses. Le jour de la cérémonie, le père se charge du service des voitures. Il envoie une parrain qui va lui chercher la marraine et la fait monter avec lui. Le père, la nourrice ou la garde, occupe une seconde voiture, mais à la rigueur, une seule peut suffire. Dans ce cas, la marraine occupe le fond de la voiture avec l'enfant et la nourrice. Le père et le parrain se placent sur la banquette du devant. Si c'est l'enfant d'un au personnage que l'on va faire baptiser, l'enfant occupera le fond de la voiture avec la marraine, et même on lui donnera la droite comme place d'honneur. En arrivant à l'église, la femme qui porte l'enfant entre la première, le parrain et la marraine la suivent sans se donner le bras, puis viennent le père, les parents et les amis de la famille. Quand la cérémonie commence, le parrain se place à droite de l'enfant, la marraine à gauche, la nourrice tient la tête de l'enfant appuyée sur le bras droit. Le prêtre fait les questions voulues et exorcise le nouveau accent aigu. Le parrain et la marraine récitent à voix basse, et en français, le pater et le credo, et prennent des engagements chrétiens pour le compte du bébé. De l'obligation qu'il contracte de surveiller la façon dont il sera élevé et de le suivre dans le développement graduel de son existence. L'enfant a reçu 3 noms, un de sa marraine, un autre du parrain, et le troisième choisi par la mère, et c'est sous ces 3 noms qui doivent se trouver dans le calendrier des saints que le prêtre baptise l'enfant. On se rend alors à la sacristie pour y signer l'acte de baptême. Il faut veiller très attentivement à ce que les noms donnés à l'enfant soient les mêmes que ceux qui figurent sur les registres de la mairie, sans quoi il serait exposé par la suite à toutes sortes d'embarras. Chaque fois qu'il aurait à se servir de ces 2 actes, le père envoie une boîte de bonbons à l'ecclésiastique qui a administré le baptême et ajoute quelques pièces d'or ou d'argent, selon sa fortune. Il y a encore le Suisse, le sacristain, l'enfant de cœur ainsi que les pauvres, qui vous attendent à la sortie de l'église et auquel il est d'usage de distribuer quelque argent, c'est l'affaire du parrain. Le parrain et la marraine reconduisent l'enfant à sa mère et reçoivent ses remerciements en échange de leurs félicitations. Généralement, un repas de gala a lieu après la cérémonie. Si la mère est encore trop faible pour y assister, l'on se borne à une collation et l'on attend son rétablissement afin qu'elle puisse participer au repas et en faire les honneurs. À partir de ce jour, le parrain et la marraine sont considérés comme membres de la famille. Ils s'occuperont de leur filleul ou filleule qui, de leur côté, n'oublieront jamais le respect et la reconnaissance qu'ils doivent à l'un et à l'autre. Le mariage. Mariage à la mairie. Passons sur les préliminaires pour arriver tout de suite aux cérémonies civiles et religieuses. Le contrat a été signé par les 2 parties, le sacrifice est fait, d'un côté comme de l'autre, le notariat passé. Comme on le dit encore dans certaines provinces, en d'autres termes, il n'y a plus à y revenir. La publication des bans se fait à l'église, en même temps que le mariage est affiché à la mairie. Il ne peut avoir lieu que dans la commune où l'un des 2 contractants a son domicile, lequel s'établit par 6 mois de résidence continue. Les pièces à fournir à la mairie sont 1. Un certificat constatant que la publication des bans a été faite dans les localités où la loi l'exige, 2. Les extraits de naissance des conjoints, et en cas d'impossibilité, un acte de notoriété délivré sur le lieu de leur naissance ou de leur domicile. Cet acte devra être légalisé sans le moindre vice de forme. 3. Le consentement par acte notarié des père-mères, dans le cas où ils ne pourraient assister à la célébration du mariage, et dans le cas où ils auraient refusé ce consentement. La preuve légale que les soumissions respectueuses ont été faites suivant les prescriptions de la loi. 4. Le futur est tenu de fournir son acte de libération du service militaire, ça aussi appartient à l'armée. L'autorisation du ministre de la Guerre. À Paris, le mariage à la mairie a presque toujours lieu la veille du jour de sa célébration à l'église. Cependant, la célébration à l'église peut être retardée de plusieurs jours. Aujourd'hui, il n'y a guère que les parents des futurs et leurs témoins qui assistent au mariage civil. Ces témoins au nombre de 4, 2 pour le marié, 2 pour la mariée sont pris parmi les plus proches parents. Quelquefois aussi ce sont des personnages dont on désire se faire honneur et appui. On se rend à la mairie en voiture ordinaire et en toilette de ville, qui est laissée au goût de chacun. Le maire ou l'adjoint lisent la loi au futur et leur font prononcer le oui sacramental, après quoi, ils sont déclarés unis devant la loi. C'est la mariée qui signe la première, puis elle passe la plume à son mari qui, en la recevant, ça lui est dit: merci, madame. À partir de ce moment, chacun l'appelle madame, l'époux et ses parents reconduisent la mariée à son domicile. Le soir, un dîner auquel les témoins seul assistent, réunit les 2 familles. Le mariage à l'église. Pour se marier à l'église, on devra fournir un certificat constatant la publication des bans dans les églises où elle est exigible, 2. Extrait de l'acte de baptême, ou à son défaut, une attestation que l'on a fait sa première communion, 3. Ou un billet de confession. Le marié et sa famille vont chercher la mariée et les siens à leur domicile. Le marié offre à celle le bouquet de noces qui doit être entièrement blanc. Il porte également avec lui l'anneau et la pièce de mariage, laquelle peut être de roue d'argent, selon la fortune des conjoints. Les lettres d'invitation faites en double ont dû être envoyées 8 jours au moins avant le mariage. Les lettres de faire part ne s'envoient que dans la quinzaine qui suit. Elles sont destinées aux personnes habitant une autre résidence, à celles avec qui l'on n'a pas de relation suivie, à tous ceux enfin dont on n'espère pas, ou même dont on ne désire pas la présence à la cérémonie. On expédie ces lettres dans de grandes enveloppes, en ayant soin de placer en dessus la lettre des parents ou tuteurs qui en font l'envoi. Voici dans quel ordre le cortège se rend à l'église. La première voiture est occupée par la mariée qui s'installe au fond et à droite, ayant sa mère à sa gauche. Le père s'assied sur la banquette du devant. Dans la seconde voiture, prennent place le marié et sa famille. Il occupe le fond, à gauche, sa mère à sa droite, et le père sur le devant. Puis vient la voiture de la demoiselle d'honneur, et après celle des témoins et des autres membres de la famille. C'est une sœur de la mariée, ou une des plus proches parentes, ou encore une amie intime qui remplit le rôle de la demoiselle d'honneur. De même pour le marié, c'est son frère ou un ami qui lui sert de garçon d'honneur. La demoiselle et le garçon d'honneur doivent être célibataires. La quête est toujours faite par la demoiselle d'honneur. S'il y a 2 quêteuses, cette fonction en double revient à la plus jeune parente du marié, et le plus jeune parent de la mariée lui donne la main pour quêter. Il est de bon goût d'indiquer très exactement sur les lettres lors de la cérémonie, afin de ne pas faire attendre les invités. Ceux doivent être rendus à l'église pour le moment de l'entrée des jeunes époux. Quand les voitures arrivent devant le portail, le Suisse dispose aussitôt le cortège sur 2 rangs, de manière que la jeune mariée, en passant au milieu, soit protégée contre les regards indiscrets des curieux.
Le père de la mariée lui offre la main pour la conduire à l'hôtel. Le marié la suit avec sa mère, la mère de la mariée est au bras du père du jeune homme. Puis viennent la demoiselle et le garçon d'honneur, les témoins avec les plus proches parents et les autres membres de la famille. Arrivés devant les sièges qui leur sont réservés, le marié se place à droite, la mariée à gauche. Les parents de chaque famille, les amis et les invités, se rangent dans le même ordre. À droite, ceux du jeune homme, à gauche, ceux de la jeune femme. À l'offertoire, le poil est tenu par les deux plus jeunes garçons de la famille. Si l'un d'eux est trop petit, on le hisse droit sur une chaise. Aux questions adressées par le prêtre, le marié et la mariée répondent à demi et en s'inclinant avec respect. Au moment de la bénédiction de l'anneau, les époux ôtent leurs gants et le marié prend de la main droite l'anneau que lui présente le prêtre et le passe au doigt annulaire de la main gauche de la mariée. La messe terminée, on se rend dans l'ordre suivant à la sacristie pour signer les actes du mariage. Le père du marié donne le bras à la mariée, la mère de la mariée au jeune époux, et ainsi de suite en intervertissant les rôles. Après la signature, le marié présente les personnes de sa connaissance à la mariée qui, autant que possible, adresse à chacune des mains aimable. Les parents de la mariée présentent leur gendre. Chacun adresse son petit compliment aux deux époux en leur serrant la main avec effusion, tout en passant assez vite. Un mot du cœur suffit. Il est bien d'attendre les mariés à la sortie de l'église. C'est un dernier hommage. Le marié donne le bras à sa femme. Le père de la mariée suit en donnant le bras à la mère du marié, puis le père du marié à la mère de la mariée, etc. L'on mêle et l'on confond ainsi les deux familles. Avons besoin de dire que les gens de bonne compagnie ne font pas de noces chez les restaurateurs. On invite moins de monde, mais l'on reçoit chez soi. Il s'est introduit depuis quelque temps un nouvel usage qui rend ouvertement en visière aux vieux à ses coutumes, si fatigant, si gênant pour les jeunes mariés. En sortant de l'église, ceux montent seuls dans une voiture et rentrent chez eux. C'est une manière de rapte de bon ton de la part du mari. La jeune femme reçoit alors la famille et les amis intimes, et nul autre que ceux qui ont été priés n'assistent à la réunion. Il arrive même aux nouveaux époux de se soustraire à cette dernière obligation et de laisser à leurs parents le soin de faire les honneurs du déjeuner ou du lunch que l'on offre à la famille. Après s'être esquivés, ils partent pour un voyage réel à l'étranger ou simplement pour une résidence peu éloignée, où ils pourront au moins jouir en liberté du premier quartier de la lune de miel. Les visites de noces ne commencent guère que dans le mois qui suit le mariage. Les nouveaux mariés ne rendent visite qu'aux invités avec lesquels ils veulent avoir et entretenir des relations. Aux autres, ils envoient leur carte. Les personnes ayant reçu une lettre d'invitation ou seulement une lettre de faire-part, qu'elles aient ou non assisté au mariage, sont tenues à remettre ou à envoyer dans la huitaine leur carte aux membres de la famille qui leur a adressé cette lettre d'invitation ou de faire-part. Si c'est par suite d'un cas de force majeure qu'elles n'ont pas paru à la cérémonie, les convenances veulent qu'elles le fassent savoir et sans excuse par lettre. On ne rend jamais de visite aux nouveaux mariés avant d'avoir reçu la leur. L'enterrement. Là, d'un enterrement, la funèbre ordonnance doit pas lugubrer l'envers l'église s'avance. B. Général, c'est le meilleur moyen de réparer les omissions qu'on peut commettre. Les hommes se rendent à la maison mortuaire. Les femmes vont directement à l'église. Les proches parents restent au domicile. Chacun sera vêtu de noir ou tout au moins de couleur foncée. Les hommes, autant que possible, en habit noir, cravate blanche et gants noirs. Il était d'usage autrefois qu'une femme n'assistât point au convoi de son mari, ni de son enfant le mari à celui de sa femme. Cet usage tend à disparaître à Paris, malgré tout ce qu'il peut y avoir de douloureux pour une épouse, pour une mère, d'accompagner à sa dernière demeure son mari ou son enfant. Au départ du cortège, les parents les plus proches sortent les premiers et se rangent derrière la personne qui conduit le deuil, puis viennent les invités, les amis et les connaissances. Si la température est douce, il faut, par respect pour le mort, tenir son chapeau à la main. S'il fait froid ou qu'il pleuve, on reste couvert, en ayant soin toutefois de se découvrir au moment où l'on descend le corps pour l'entrée à l'église. Les hommes se rangent à droite, les femmes à gauche. Elles n'accompagnent que fort rarement le convoi au cimetière. On ne monte dans les voitures de deuil qu'au sortir de l'église, et l'on y monte indistinctement avec des personnes qu'on ne connaît pas. Dans la première, se trouve le clergé, dans celle qui suit les parents, puis les gens de la maison, et enfin les invités. La famille devra toujours se pourvoir d'un nombre de voitures en rapport avec celui des invités, et ces voitures reconduiront à leur domicile tous ceux qui auront suivi le convoi jusqu'au cimetière. On donne un modeste pourboire au cocher. Le jour même ou le lendemain, au plus tard, les invités, hommes et femmes, remettront chez la personne de la famille qui leur a adressé le billet d'invitation leur carte pliée ou brisée à l'envers ainsi qu'il est indiqué à la rubrique carte de visite. Dans quelques maisons en bien petit nombre, il est vrai le veuf, la veuve ou les proches parents reçoivent le jour même de l'enterrement. On fera donc bien de se renseigner chez le concierge en déposant sa carte. Les personnes qui ont reçu une lettre de faire-part envoient leur carte par la poste. Si elles tiennent à témoigner de leur sympathie particulière, elles écriront une lettre de condoléance. Il est toujours très convenable de faire acte de cœur dans ces circonstances douloureuses. On est tenu, dans les 5 ou 6 semaines qui suivent, de renvoyer des cartes à toutes les personnes qui vous en ont adressé ou qui vous ont écrit. Quant aux visites, elles ne se rendent qu'à l'expiration du grand deuil. Chapitre complémentaire, nous avons réuni, sous ce titre, plusieurs sujets nouveaux qui sont du ressort du savoir, vivre, et d'autres qui, bien que traités déjà dans l'ouvrage, appellent un supplément pour réparer les omissions inévitables. Au dehors, la rue, les boulevards, la promenade. Il faut être poli, gracieux et serviable en tout lieu et en toutes circonstances. Si vous voyez venir à vous, sur le trottoir, une femme, un prêtre, un vieillard, un infirme ou un homme chargé d'un fardeau, vous leur céderez le haut du pavé, c'est-à-dire le côté des maisons. Donnez toujours le haut du pavé à la femme que vous accompagnez, réglez votre pas sur le sien, et veillez à ce qu'elle ne soit pas heurtée par les passants. Si vous êtes seul et que vous rencontrez un ami, saluez et remettez votre chapeau, quand bien même vous vous arrêteriez pour causer avec lui. Si c'est un supérieur ou un vieillard, restez découvert jusqu'à ce que l'on vous ait prié de remettre votre chapeau. Si vous entamez une conversation, parlez à voix basse pour ne pas attirer l'attention des passants. L'entretien doit être très court, et c'est à la personne la plus âgée ou la plus considérable à le rompre la première, et à prendre congé. Un homme qui rencontre une dame de sa connaissance, la saluera, mais ne s'arrêtera point à causer avec elle, surtout si l'un et l'autre sont jeunes. La discrétion veut que l'on ne salue pas un homme qui donne le bras à une dame, à moins qu'il ne vous y autorise par un signe. On saluera bien moins encore une femme qui serait accompagnée par un cavalier que l'on ne connaît pas. Les règles de la bonne compagnie s'opposent à ce qu'un homme donne le bras à 2 dames à la fois, et à ce qu'une dame se tienne au bras de 2 cavaliers. Il y a exception toutefois pour le premier cassé lorsque l'obscurité de la nuit et le pavé glissant et mauvais peuvent nécessiter un appui, un soutien. Un fumeur qui aborde une fenne doit jeter son cigare aussitôt. Il serait plus qu'inconvénient de le garder à la main en parlant à une personne qu'on respecte. Dans la rue à la promenade, un père peut donner le bras à sa fille au lieu de le donner à sa femme. Un jeune homme l'offrira à sa mère et non pas à sa sœur. Un oncle à sa nièce. Un neveu à sa tante et non à sa cousine. Un cavalier peut accompagner plusieurs dames à la promenade, mais il y aurait inconvénient de sa part à s'implanter en quelque sorte au milieu de la famille, à moins de prétendre à la main de la jeune fille. Il ne faut pas non plus quitter son monde avec trop de précipitation. Ce serait impoli. Le tact est le meilleur juge en pareilles circonstances. Montez en voiture pour accompagner nous plusieurs personnes. Faites, passez devant vous, offrez la main aux dames et soutenez les vieillards par le bras. À l'arrivée de la voiture, descendez le premier et usez des mêmes attentions. Quoi qu'il soit reçu aujourd'hui qu'un cavalier garde son chapeau dans une voiture, même fermée, il sera de bon ton d'en faire la demande. Maintenant, besoin d'ajouter que l'on doit toujours, par politesse, offrir les places du fond et s'installer sur la banquette du devant. Si vous vous trouvez en tête à tête avec une dame dans une voiture, ne vous asseyez pas à son côté avant qu'elle ne vous en ait prié. Agissez de même envers un supérieur ou un vieillard. Si l'on veut vous faire monter le premier, refusez d'abord. Si l'on insiste, montez. On ne doit même pas hésiter quand c'est un supérieur ou un personnage qui vous est convié. Un jour, Louis XIV avait invité un mortemart à l'accompagner à la promenade. À cette époque déjà, les mortemarts étaient réputés pour leur grand ton et leur manière élégante. On disait en parlant d'eux, l'esprit et la politesse des mortemarts. Le carrosse du roi s'étant approché, Louis XIV fit signe de la main au duc de passer le premier. Tout autre peut-être eût fait des cérémonies, le duc monta aussitôt, ce qui lui valut les félicitations du grand roi. L'invitation d'un souverain est un ordre, en famille devoir d'époux. Le savoir, en famille comprend les devoirs d'époux entre eux et envers leurs enfants, et les devoirs de ceux envers leurs parents. En bonne règle de conduite, les époux ne devraient jamais se départir entre eux des attentions, des petits soins qu'ils se prodiguaient avant et pendant les premiers temps de leur mariage. Se regarder comme affranchi de toute contrainte, se relâcher de l'observation scrupuleuse des égards et des convenances qu'on se doit mutuellement, c'est compromettre le bonheur conjugal. Un excellent moyen de le conserver sera toujours de suivre le précepte du fabuliste. Soyez l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. La vie privée, plus encore que la vie publique, exige ce maintien rigoureux des convenances, puisqu'elle nous place en tête à tête continuelle de la séconcession qu'il faut se faire de bonne grâce, sans acrimonie aucune, afin de ne blesser jamais l'amour propre qui pardonne si difficilement. Écartez avec le plus grand soin dans vos entretiens tout sujet sur lequel vous êtes en désaccord.
Ce serait une ainsi maladresse à un mari de chercher à détourner sa femme de ses devoirs religieux, surtout lorsque leur accomplissement ne nuit en rien aux devoirs domestiques. De son côté, la femme fera bien, dans l'intérêt de la paix et de la tranquillité du ménage, de ne point vouloir convertir son mari, qu'elle se contente de lui donner le bon exemple. De le rendre heureux dans son intérieur, le temps et les circonstances feront mieux que toutes les controverses. Bien d'autres sujets encore peuvent donner lieu à des altercations dans le ménage. Évitez, autant que possible, que jamais ces débats ne dépassent le seuil de la chambre à coucher. N'en rendez témoin, ni vos enfants, ni vos domestiques, ce serait diminuer d'autant votre autorité et le respect qui vous est dû. Les époux doivent toujours observer entre eux la décence, même dans leurs rapports les plus intimes. Beaucoup de maris ont le tort très grave de l'oublier, de perdre toute retenue après un certain temps de mariage. En cela, ils se montrent aussi inconvénients qu'imprudents. C'est courir de soi et mot, du danger, c'est ressembler à ce fou qui, après avoir mis le feu aux poudres, se plaignait de l'explosion. Si vous voulez qu'on respecte votre femme, commencez par la respecter vous-même, honorez. Si vous voulez qu'elle soit honorée, la femme, dans toutes les circonstances de la vie, obéira à son mari, à moins qu'il ne lui commande des choses contraires à l'honnêteté et à ses devoirs de mère et de chrétienne. De son côté, le mari ne doit pas oublier que sa femme est son égale devant Dieu et devant la nature. Il ne prendra donc pas à son égard ses airs de supériorité, ce ton impératif, qui sont le fait d'un homme sans éducation. S'il a des observations à lui faire, qu'il les présente avec toute la courtoisie possible, mais qu'il les maintienne avec d'autant plus de fermeté qu'elles sont justes et fondées, toute faiblesse de sa part serait coupable et pourrait avoir des conséquences désastreuses. Écoutez plutôt cette histoire toute moderne que racontait, il y a quelque temps, un chroniqueur du Figaro. J'étais, dit, très lié autrefois avec le baron de C, le plus charmant et le meilleur des hommes. Non illustre, fortune, esprit, savoir, il avait tout. Il se maria très jeune, suivant les inclinations de son cœur. Sa femme était pauvre, mais belle, de cette beauté qui en fit, en peu de temps, la femme la plus fêtée, la plus recherchée de Paris. Coquette, cela va sans dire, et jalouse des succès et du luxe de ses amis, son unique ambition était d'attirer à elle tous les hommages et de posséder le salon le plus suivi de Paris. Elle montait sa maison royalement, sans se préoccuper si tout son luxe se trouvait en rapport avec sa fortune 100 000 francs de rente, pas davantage. Mais pourvu qu'on parlât de ses chevaux, de ses voitures, de ses domestiques, de ses toilettes, de ses dîners et de ses bals, elle se tenait pour satisfaite. Un hiver, elle voulut éclipser les plus riches de ses amis et donner un bal costumé, où le comte des fleurs, seul, s'élevait à 40 000 francs. Le reste à l'avenant. Le baron essaya de parler raison à sa femme, lui montra le gouffre ouvert, au bout de toutes ses folies, lui dit qu'il avait dû vendre déjà des propriétés, et que si ses dépenses continuaient, c'était la ruine complète en 2 ans. Elle ne voulut rien entendre, et loin de restreindre son train de vie, elle le chargeait encore de nouvelles dépenses. Le baron adorait sa femme, il eût tout sacrifié pour elle. Il se résigna d'autant plus qu'il était convaincu que ses remontrances n'aboutiraient qu'à se faire détester par elle. Et ce qu'il désirait avant tout, c'est qu'elle l'aimât, c'est qu'elle lui sourit, c'est qu'elle l'enveloppât toujours de ses tendresses dont il avait tant besoin. Et puis on verrait quand le malheur serait venu. Il arriva vite, la baronne fut très étonnée, non seulement il n'y avait plus d'argent, mais il y avait des dettes. Que faire? Renoncer à cette existence. Elle n'y songeait pas un instant. Elle eut préférait se tuer. Il fallait prendre une décision, car les fournisseurs refusaient du crédit et commençaient à devenir insolents et à remplir l'hôtel du bruit de leur doléance. Va jouer, dit un matin à son mari. Va jouer. Hier encore, D a gagné 200 000 francs. Tu le sais bien. Le malheureux avait horreur du jeu. De sa vie, il n'avait touché à une carte. Le jeu lui semblait une chose sinistre. Et bien des fois, au club, il avait frissonné en contemplant cette salle spacieuse et cette longue table verte autour de laquelle des mains blêmes remuaient des piles d'or et des jetons. Il semblait qu'il entendit dans le tintement de l'or le fracas des fortunes qui s'effondrent et la voix du banquier abattant neuf lui donnait l'impression terrifiante d'un arrêt de cour d'assises. Va jouer, lui disait sa femme, comme la marquise de Presse disait à son mari. Va te battre. Il y a là. Je l'ai vu, le pauvre diable, et jamais spectacle ne fut plus navrant. Il passait toutes ses nuits au cercle, dans les tripes les plus ignobles, et il jouait. Ses paupières s'étaient cerclées de rouge, ses joues avaient pâli, ses mains amaigries ramassaient l'or et les plaques avec des mouvements tremblés, des mouvements de fou. Il enroulait ses jambes au barreau de sa chaise et se mordait les lèvres, comme s'il eût voulu s'empêcher de crier. Il gagna d'abord, puis perdit, puis regagna, puis perdit de nouveau. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, ses poches vides avaient des faits. Sa femme s'emportait tant de folle colère, lui reprochait de la ruiner. Quand il avait été heureux, elle le dépouillait. Cette existence dura 2 autres années. Finalement, la déveine fut complète. Chassé de son club, n'osant plus pénétrer dans les tripots où il devait à tout le monde d'importantes sommes. Voyant que tout était fini, il tenta de se brûler la cervelle, mais il ne mourut pas, hélas. Il s'est séparé de sa femme, ou plutôt sa femme l'a quitté, etc., etc. N'allons pas plus loin. Ce que nous voulions démontrer ressort surabondamment de ce récit qui n'est malheureusement pas l'unique en son genre. Le baron de C a fait preuve de la plus coupable faiblesse. Il a manqué à tous ses devoirs de chef de la communauté. Le jour où sa femme n'a tenu aucun compte de ses sages avertissements, il devait, sans attendre le lendemain, faire acte d'autorité souveraine. Il évitait ainsi sa ruine et son déshonneur. Pour la bonne gouverne de toute maison, dit un vieil adage fort sensé, il faut que le coq chante plus haut que la poule. Devoir des périmères, le grand point de l'éducation, dit Turgot, c'est de prêcher d'exemple. La première règle à observer par les parents sera donc de ne donner à leurs enfants que de bons exemples, soit en parole, soit en action. Élever, dans la connaissance de Dieu, déposer de bonheur dans leur âme le germe de toutes les qualités morales, la bonté, la charité, etc., etc., accoutumer à faire l'aumône, à s'imposer des privations pour secourir les malheureux. Combattez leurs mauvais penchants. Ne permettez jamais qu'en votre présence, ils tourmentent et fassent souffrir un animal. Comme le remarque Bernardin de Saint, les enfants qui sont barbares avec les bêtes innocentes ne tardent pas à le devenir avec les hommes. Tenez la main à ceux qu'ils soient polis envers tout le monde, forcez à demander pardon à celui qu'ils auront offensé. Cette petite humiliation leur sera très sensible et les empêchera très probablement de recommencer. Inspirez, autant que possible, l'horreur du mensonge qui est le père de tous les vices. Il faut apprendre à l'enfant l'amour de la vérité comme on lui apprend la poudre. Le plus difficile dans l'éducation des enfants, c'est le choix et l'application des punitions. Autant d'individus, autant de natures différentes. Tel moyen qui réussit avec l'un échouera avec l'autre. C'est une étude qui exige une patience, une égalité de caractère dont malheureusement peu de personnes sont douées. En thèse générale, il ne faut passer aux enfants aucun de leurs caprices, aucune de leurs fautes, sous peine de perdre sur eux toute autorité et d'en faire de mauvais sujets. Soyez donc sévères, mais juste autant que possible, car l'enfant a le sentiment de la justice. Toute punition infligée à tort, toute préférence accordée au détriment de l'un ou de l'autre, l'aigrisse et le décourage. Employez tous vos efforts à le ramener par le raisonnement, par la douceur. Ne le frappez jamais, vous obtiendrez plus par l'affection que par la crainte. Les remontrances d'un parfait doucement, dit saint François de Sales, ont beaucoup plus de pouvoir sur les enfants pour les corriger que non pas les colères et les courroux. Gardez bien toutefois de montrer de la faiblesse. Ne menacez jamais en vain. Ne revenez jamais sur une décision prise. Tout se résume enfin dans ces 2 mots, douceur et fermeté. À mesure que les enfants grandissent, nous ne parlons ici que des garçons. Ils appellent une attention plus active et plus étendue. Il faut surveiller leur passion qui se développe, leur interdire toute fréquentation dangereuse, toute lecture malsaine, s'occuper tout à la fois de leur instruction littéraire et scientifique, de leur éducation proprement dite, leur apprendre les règles et les usages du monde. Ce que l'on néglige beaucoup trop malheureusement. Quant aux filles, leur éducation appartient exclusivement aux mères, qui s'efforceront de la diriger au mieux des résultats. Le premier soin de la mère est d'inspirer à sa fille la pratique de toutes les vertus que commande la religion et que la société honore et respecte. Elle habituera sa fille, dès son enfance, à n'avoir point de secret pour elle, à lui faire ses petites confidences. Elle veillera très attentivement à la tenir éloignée de toute conversation qu'une jeune fille ne doit pas entendre. Toute lecture de roman doit être sévèrement proscrite. Nous signalons ce danger en première ligne, que d'union troublée et même rompue, parce que la jeune fille n'a pas rencontré dans son mari le héros imaginaire de ses lectures. Un autre écueil encore, c'est la passion du paraître, qui sévit de nos jours à tous les échelons de la société. Les parents sont en cela les premiers coupables. Ce sont eux qui donne l'exemple de cette funeste manie de briller. La jeune fille est en quelque sorte dressée, façonnée par tout ce qu'elle voit, par tout ce qu'elle entend autour d'elle. L'on y parle souvent toilette et plaisir, et on lui en inspire le gourineux, bien avant son entrée dans le monde. Une mère qui associe de l'avenir et du bonheur de sa fille se gardera de ses errements. Elle l'accoutumera de bonheur aux idées d'ordre et d'économie, elle lui enseignera à conduire sa maison, l'initiera aux plus minutieux détails du ménage. Tous ces efforts enfin auront pour but de faire de sa fille une digne et excellente compagne pour son futur mari, une digne et excellente mère pour ses enfants. Comme dit un poète, heureux est le mari dont la femme noble et sage élève ses enfants et règle son ménage.
Devoir des enfants. Le premier devoir des enfants est de ne jamais oublier l'amour et le respect qu'ils doivent à leurs parents. S'en affranchir, c'est se montrer ingrat. C'est commettre la faute la plus déplaisante à Dieu, la moins pardonnable aux yeux du monde. Quels que soient les torts des parents, il n'appartient pas aux enfants de les leur reprocher, qui nous prouve que nous ne nous trompons pas, et que ces torts sont réellement fondés. Ne jugeons pas, si nous ne voulons pas être jugés, a dit l'Évangile. Écartons tout nuage qui pourrait s'interposer entre nos parents et nous. Si nous leur venons en aide, que ce soit avec la plus extrême délicatesse, afin de ne point les blesser. Efforçons de leur complaire. Entrons dans leur goût et leur plaisir, de même que dans leur chagrin et leur souffrance. S'ils sont malades, prodiguons tous nos soins, ne laissons jamais entrevoir les incommodités que nous pouvons en ressentir. Entourons jusqu'au dernier moment de toute notre tendresse, de toutes les consolations possibles. Tout ce que nous ferons ici pour nos parents nous sera compté devant Dieu, à l'Église. Une des premières règles du savoir est de respecter les convictions de chacun, à plus forte raison ses croyances religieuses. Vouloir pour soi la liberté de conscience tout en portant atteinte à celle d'autrui, c'est faire acte de despotisme. Si vous entrez dans une église, dans un temple ou une synagogue, que votre maintien soit des plus convenables, il n'y a qu'un sot ou un homme mal élevé qui puisse faire parade de son incrédulité. Observez de tout point les pratiques des cérémonies auxquelles vous assistez, ne fût que par respect humain. N'est pas regrettable devoir de jeunes maris accompagnant leurs femmes à l'église, de grands écoliers accompagnés de leur instituteur, témoigner les uns et les autres par leur attitude distraite et ennuyée, qu'ils n'assistent au service divin que par complaisance ou contrainte, et que dire aussi de ces femmes qui arrivent avec fracas et en grande toilette, au milieu des offices en dérangeant tout le monde, comme si elles ne venaient absolument que pour se faire remarquer. La première obligation, en entrant dans une église, est de prendre de l'eau bénite. Si vous accompagnez une femme, c'est à vous de lui en offrir le premier. Vous agirez de même envers un vieillard, un pauvre ou un infirme. L'âge et l'infortune ont droit à cette déférence. Il serait inconvénient de refuser l'eau bénite parce qu'elle vous serait présentée par une personne d'un rang inférieur au vôtre. L'Église n'admet pas ces distinctions. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Les prêtres, de même que les ministres de toute religion, ont droit aux plus grands égards. À l'église comme ailleurs, on doit leur céder le pas. Ce n'est pas à l'homme que s'adressent ces hommages, mais aux fonctions qu'il remplit. Il n'est pas d'usage de donner la main à un prêtre, encore bien moins à un évêque et à un cardinal. On demande leur bénédiction, et l'on baise l'anneau des prélats. Les esprits forts, quand ils sont polis, ce qui ne se rencontre pas toujours, se bornent à un simple salut. À propos des présentations, revenons sur ce chapitre pour ajouter quelques conseillers renseignements nouveaux. Ne faites jamais de présentation à un personnage considérable sans qu'il vous y ait préalablement autorisé. En général, on ne doit présenter deux personnes l'une à l'autre qu'après les avoir consultées séparément. C'est toujours la personne la plus jeune qu'on présente à la plus âgée, l'inférieur à son supérieur. On présente un homme à une femme et jamais une femme à un homme, à moins qu'il n'occupe une position très élevée ou qu'il n'appartienne au clergé. Voici la formule en usage. Si c'est un homme qui fait la présentation, j'ai l'honneur de vous présenter monsieur ou madame, puis on ajoute les noms et titres de la personne. Si c'est une femme, elle dira permettez ou veuillez me permettre, etc. Et jamais j'ai l'honneur, etc. L'homme présenté saluera respectueusement, la femme s'inclinera gracieusement, et tous deux répondront par quelques paroles aimables à l'accueil qu'il leur est fait. Lorsqu'il règne une certaine familiarité, ou qu'il s'agit de procéder rapidement, on se contente de nommer les personnes l'une à l'autre. C'est ce qui a lieu le plus ordinairement. Quand on présente quelqu'un à un personnage élevé, on ne nomme jamais celui. Dès l'expresséance, nous avons eu déjà l'occasion de faire observer combien il est difficile, dans une grande réunion, de placer son nom de mieux et à la satisfaction de chacun. Entrons à ce sujet dans quelques détails. Les places d'honneur sont celles qui se rapprochent le plus du maître et de la maîtresse de la maison, en commençant par la droite. Ainsi la femme la plus notable ou la plus âgée s'assiera à la droite du maître du logis, et le personnage à qui l'on veut faire honneur, à la droite de la maîtresse. À leur gauche, prennent place les autres invités, par ordre de rang et d'âge, en ayant soin d'alterner les sexes. Rien de plus simple et de plus facile en apparence. Cependant, lorsqu'on vient à l'application de ces petites grandes choses, l'on est souvent fort embarrassé. En pareil cas, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de s'en référer aux règles prescrites par le décret de Messidor en 12. En voici un extrait succinct, mais suffisant pour se guider. La première place, la place d'honneur, appartient aux cardinaux, aux ministres de l'État, aux maréchaux, aux amiraux. Immédiatement après viennent le général commandant en chef, le premier président de cour, l'archevêque, le général de division, le préfet à moins que celui ne soit conseiller d'État, auquel cas il passe avant le général, puis l'évêque, puis le général de brigade, puis le maire de la localité. En ce qui concerne la magistrature, celle qui est assise à le pas sur la magistrature debout, c'est d'abord le président de la cour de cassation avec les membres de la cour, ensuite le conseil d'État et les procureurs généraux, puis la cour d'appel, ses avocats et ses avoués, les tribunaux civils avec leurs avoués, les greffiers et huissiers. S'il arrive qu'il y ait cumul de fonctions, c'est naturellement la plus élevée qui fait titre et passe la première, à égalité de grade dans l'armée. La préséance revient de droit à l'ancienneté du grade. Les femmes bénéficient de la position hiérarchique de leur mari. Notons en passant que si l'armée a le pas sur la magistrature, cette préséance est tout individuelle. En tant que corps constitué, dans les cérémonies publiques, l'armée ne vient qu'après la magistrature. C'est l'application du vieux principe. Ce dont Armatan Gallet, notons aussi que, dans les réunions privées, toutes deux, par un juste sentiment des convenances sociales, se font un devoir de toujours céder la place d'honneur à un prélat, et même à un simple curé. C'est un hommage respectueux que l'on rend à la robe du prêtre, au ministre du trait. L'entrée dans le monde, c'est le rêve que les jeunes filles caressent avec le plus d'amour. Elles soupirent après ce bienheureux jour, comme les collégiens après leur sortie du collège. Jusque-là, la jeune enfant a été tenue en charge privée. Elle a vécu fort retirée. C'est à peine si, à de rares intervalles, on lui permettait de paraître un instant au salon. Ses distractions, ses seuls plaisirs, se borner à quelques matinées, goûter et soirées, à quelques sauteries chez les camarades de son âge, mais le temps a marché. La petite fille est devenue une grande demoiselle. Il faut songer à l'établir, lui trouver un parti convenable, avantageux. Pour cela, il est indispensable de la mener dans le monde, de lui présenter. Grosse affaire d'État, qui demande une longue et laborieuse préparation. Chaque matin, on voit arriver le maître de danse et de maintien dont c'est la mission de parfaire sur ce point l'éducation de la jeune personne. Il lui fait répéter ses pas, lui enseigne le laisser aller des mouvements, les poses gracieuses, les différents saluts et révérences, la manière de tenir son mouchoir et son éventail, d'appuyer renversant le bras gauche sur l'épaule de son cavalier, etc. Puis, c'est la mère qui vient apporter l'appui de son expérience et de ses conseils. Elle initie sa fille au petit secret de la coquetterie permise, elle l'éclaire, la met en garde contre les surprises, contre les ruses et les propos des galants trop empressés, elle lui apprend le langage et les formules voulues dans telle ou telle circonstance. Toutes deux ensuite passent en revue les différentes toilettes, se creusent la tête pour en imaginer, en combiner une, dans la simplicité et l'élégance qui soit de nature à soulever l'admiration, à conquérir tous les suffrages. Quand on est à la veille d'affronter les feux de la rampe, l'on ne saurait trop soigner son entrée en scène. Enfin, le grand jour est arrivé. La jeune fille fait son entrée au bras de son père qui la présente à ses amis intimés et à ses connaissances. On l'entoure, on la fait avec l'enthousiasme qui accueille d'habitude toutes les nouveautés. À partir de ce jour, et la prirant sur la liste des demoiselles à marier, les candidats, Marie peuvent la rechercher et s'offrir. Il s'opère alors dans son existence une de ces métamorphoses aussi rapides qu'un changement a vu dans une pièce féerique. On la traite avec tous les égards, toutes les convenances que commande sa situation nouvelle. Elle est de toutes les réceptions, de toutes les fêtes, de tous les grands dîners. Elle est de sa mère à faire les honneurs du salon, elle l'accompagne partout, dans ses visites, au théâtre, au concert, etc. Désormais, lorsqu'on remettra une carte pour madame, on aura bien soin d'en joindre une pour mademoiselle. Son nom enfin sera inscrit sur toutes les lettres d'invitation. Maintenant que la voilà lancée dans le tourbillon du monde et des plaisirs, il ne nous reste qu'à former des vœux pour son bonheur, qu'à lui souhaiter de trouver le plus tôt possible un mari selon son goût et selon son cœur. Le BL, quel bonheur de bondir, éperdu en la foule, de sentir par le bal ses sens multipliés, et de ne pas savoir si dans la nuit on roule si l'on chasse, en fuyant, la terre, ou si l'on foule, un flotteur noyant à ses pieds. V. Madame ou mademoiselle oserait espérer que vous voudrez bien me faire l'honneur, etc. ou serait assez heureux pour obtenir la faveur, etc. La personne vous répondra affirmativement, ou, si elle était déjà engagée, elle exprimera ses regrets de ne pouvoir accepter. Elle se lève, vous déposez votre chapeau sur son siège, ou votre épée. Si vous êtes militaire, vous offrez votre bras droit et, tous deux, vous allez prendre place. Lorsque la danse est finie, vous reconduisez votre partenaire que vous saluez très respectueusement, elle répond à votre salut par une profonde révérence. Il serait indiscret à un cavalier d'inviter plus de 3 fois dans la même soirée une femme ou une demoiselle, à moins d'être en petit comité et qu'il n'y ait pénurie de danseurs.
Cette réserve qu'exigeant les convenances n'est pas obligatoire pour les jeunes gens qui sont fiancés. Un cavalier ne doit pas passer son bras autour de la taille d'une demoiselle. Cela n'est permis qu'envers une femme mariée. Il posera donc sa main à plat au milieu du dos et ne tiendra pas sa danseuse trop rapprochée de lui. Celle, de son côté, ne s'abandonnera pas sur l'épaule de son valseur, pas plus qu'elle ne se rejettera trop en arrière. Ces deux extrêmes sont à éviter. Toute danseuse est tenue d'agréer indistinctement ceux qui se présentent. Elle apportera la plus grande attention à ne pas prendre deux engagements pour la même danse, et si, par mégarde, elle avait commis cette maladresse, le seul moyen de la réparer serait de s'abstenir pour cette fois et de demeurer assise. Quant au cavalier, assez oublié pour laisser se morfondre une personne qui l'aurait invité, il s'exposa à de fâcheuses conséquences. Ainsi blessant oubli ne saurait s'excuser. Toilette des femmes, une parisienne pour se parer, dit Voltaire, ne craint pas de mettre à contribution les quatre parties du monde. Cette profusion de richesse ne suffit pas toutefois à constituer la véritable élégance, il faut savoir en outre assortir avec goût ces éléments divers, et en former un ensemble harmonieux qui est son style à soi, son cachet particulier. Toutes les femmes possèdent ce secret à un degré plus ou moins intime, et toutes en font un usage plus ou moins raisonnable, plus ou moins dispendieux. L'on ne saurait donc leur recommander avec trop d'insistance la modération en matière de toilette, que toujours elles la règlent sur la fortune qu'elles ont, sur la position qu'elles occupent. Ni trop de luxe, ni trop de simplicité, ni trop d'avance, ni trop de retard sur les modes courantes. C'est entre ces extrêmes qu'il est sage de se placer. Toilette des hommes, le vêtement des hommes n'exige pas de folles dépenses, il demeure toujours aussi noir, aussi triste, aussi disgracieux. Mais c'est précisément cette uniformité désespérante qui le rend si difficile à porter. Quelle élégance fine, quelle recherche laborieuse ne faut pas pour se distinguer du commun des martyrs. Le vulgaire satif se charge, se bat, l'homme du monde seul sait s'habiller. L'homme du monde a des grâces de tenue comme d'autres ont des grâces d'état. Il part ses vêtements, les chiffonne, les assouplit à tous les mouvements de son corps. Il s'est imprimé à son habit, à son gilet chic, un je ne sais quoi qui lui appartient en propre. Très sobre de bijoux, il abandonne volontiers ce faux éclat. Cet affichage de chaînes et de breloques courtiers enrichi. À ce propos, que vont devenir ces pauvres airs si on leur enlève cet unique moyen qu'ils ont de se faire remarquer? Voici ce qu'on lisait. Il y a quelque temps, dans un journal de haute paille, c'est une faute de goût de porter une chaîne, quelque précieuse qu'elle soit, dès qu'on se met en habit noir, car paraître s'inquiéter de l'heure dans un salon est une impolitesse à l'égard du maître et de ses hôtes. Et le chroniqueur concluait en ces termes. Un manquement à cette règle de haute convenance suffit à classer, ou pour mieux dire, à déclasser son homme. Il y a peut-être là toute une révolution sociale, mais il est bon d'attendre pour savoir si l'arrêt ne sera pas cassé. Et maintenant, quelques indications sur le vêtement des hommes. Dans certaines réunions et cérémonies, l'habit, le gilet et le pantalon noir avec la cravate blanche sont de rigueur dans les grands dîners, les bals et les soirées, les représentations théâtrales. Toute réunion enfin où les femmes se montrent coiffées en cheveux et en robe décolletée, même tenue pour les messes de mariage, d'enterrement et autres solennités officielles, pour une visite de condoléances, la redingote noire croisée et les gants foncés. Une visite de jour qui n'est pas officielle se fait en redingote. Le gilet blanc a été abandonné dans toute toilette de cérémonie, on ne le porte plus qu'avec la redingote croisée. Visite et carte de visite. Les visites du jour de l'an, les plus intimes comme les plus cérémonieuses, se font le jour même. Il est admis, pour ce jour-là seulement, que les dames reçoivent à partir de 10h du matin, les hommes doivent être en habit noir et cravate blanche. Dans la matinée, les parents verront les enfants présenter leurs vœux et bons souhaits à leurs ascendants, ainsi qu'aux parrains et marraines. Au cours d'une visite, quand une autre personne se présente, ne vous levez pas immédiatement, attendez 2 ou 3 minutes. Ne sortez jamais en même temps qu'une jeune femme pour ne pas donner prise à la médisance, si la personne que l'on va voir a un jour déterminé pour ses réceptions. C'est ce jour naturellement qu'il faut prendre. À moins d'intimité, l'on ne fera point de visite le vendredi, le jour des morts, le mercredi des cendres, et même la veille des grandes fêtes religieuses. C'est un usage reçu dans la société. Une visite de cérémonie ne doit pas se prolonger au-delà de 20 minutes. Quand on se présente dans une maison, on doit soulever son chapeau en s'adressant à la personne qui vient ouvrir, et l'ôter en entrant dans l'antichambre. C'est une marque de respect envers les maîtres du logis, à laquelle il serait inconvénient de manquer. Les fonctionnaires civils qui arrivent dans une ville pour s'y fixer, les militaires pour y tenir garnison, sont tenus de rendre visite à leurs supérieurs. Dans le plus bref délai, il n'en est pas de la remise des cartes de visite comme des visites LM. L'envoi des cartes doit toujours être fait pour le premier de l'an, à moins d'un empêchement sérieux. Nous avons déjà dit que la carte ne dispensait pas de la visite, mais on ne saurait trop le répéter. La politesse veut que l'on dépose sous enveloppe autant de cartes qu'il y a de personnes dans la famille, avec les noms et prénoms de chacune d'elles. Une femme n'en remet que pour les personnes de son sexe. Le mari et la femme doivent avoir des cartes séparées et des cartes collectives. Un homme ne fera jamais précéder son nom du mot monsieur, il mettra l'initiale de son prénom et ajoutera sa profession. Une femme, au contraire, placera toujours le titre de madame avant son nom, et ne prendra jamais d'autre prénom que celui de son mari. La carte collective portera monsieur et madame, on doit porter soi-même sa carte chez un supérieur ou un personnage important. Chez les hauts fonctionnaires, les dignitaires de l'État, il y a un registre ouvert chez le concierge où les hommes s'inscrivent, une femme peut envoyer sa carte. Si l'on a oublié quelques personnes sur la liste de ces visites, il faut réparer cet oubli aussitôt qu'on s'en aperçoit. Une carte que l'on dépose par simple politesse ne doit porter ni corne ni pli. C'est seulement lorsqu'on se présente avec l'intention de faire une visite et que l'on ne rencontre personne qu'il faut marquer sa carte d'un pli transversal. Sur le côté gauche, pour une visite de condoléances, après décès. Ce sera de l'autre côté, à droite, et en sens contraire. À toutes les politesses que l'on peut recevoir, telles qu'invitation, lettre de faire part pour un événement quelconque, on doit répondre par une visite ou tout au moins par la remise d'une carte. Si, après une visite qu'on a reçue, on juge à propos de ne pas lier de relation avec le visiteur, on lui envoie simplement sa carte. Quittez votre résidence pour un laps de temps assez long, remettez une carte chez vos amis et chez vos connaissances, avec ses 3 lettres bas P, C, c'est-à-dire pour prendre congé. On fera connaître son retour par l'envoi d'une nouvelle carte avec son adresse. ATABLE, nous ne rééditerons pas ici toutes les infractions au savoir. Notez dans la conversation si connue de l'abbé de l'Isle avec l'abbé Cosson, les usages se modifient sans cesse. Pour n'en citer qu'un exemple, il était admis alors qu'on devait briser sur son assiette la coquille d'un œuf mangé à la coque. Aujourd'hui, cette petite opération, assez déplaisante et mal propre en soi, serait fort mal vue. Nous nous bornerons donc aux recommandations les plus essentielles, aux choses que peut ignorer un écolier en rupture de banc ou de banc. Dès que vous vous êtes assis à table, prenez une attitude décente et convenable, évitez de gêner vos voisins par des mouvements trop brusques, ne mettez pas vos coudes sur la table, ne vous balancez pas sur votre chaise, ne vous appuyez pas sur le dossier, n'agitez pas vos pieds sous la table. Si votre potage est trop chaud, attendez qu'il soit refroidi, ne soufflez pas dessus, laissez votre cuillère dans votre assiette et soulevez toujours celle, pour faciliter son enlèvement par le domestique de service. Quand on vous présente un plat, servez avec discrétion, n'ayez pas l'air de faire un choix. Tenez votre fourchette de la main gauche et votre couteau de la main droite. Coupez votre viande par petits morceaux et mangez au fur et à mesure. Ne portez jamais la lame du couteau à votre bouche, ne coupez pas votre pain, pompez haut de votre assiette. N'essuyez jamais la sauce qui est sur votre assiette avec de la mie de pain. Ne parlez ni ne buvez la bouche pleine. Ne mangez ni trop vite ni trop lentement, mais n'eussiez pas fini. Laissez enlever votre assiette quand le domestique se présente. Si l'on renouvelle l'argenterie à chaque service, comme cela se pratique dans certaines maisons, déposez votre fourchette et votre couteau sur l'assiette, en cas contraire, replacez à côté de vous, mais de manière à ne pas salir la nappe. N'essuyez jamais votre verre avec votre serviette. Ce serait une accusation tacite de malpropreté contre le service de la maison. Si vous arrivez de trouver un cheveu dans un mets, gardez de le faire remarquer afin de ne point dégoûter les convives. Le gibier vous paraît trop faisandé, le poisson un peu avancé. N'en mangez pas, et si l'on vous demande la raison, dites que vous n'aimez point cette espèce de gibier ou de poisson. Ne vous servez jamais des mots de bouillie au lieu de bœuf, de volaille, au lieu de poulard ou de dinde, de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne, au lieu de vin de Bordeaux, vin de Bourgogne, vin de Champagne. Quand le maître ou la maîtresse de la maison font les honneurs de la table et que l'un d'eux vous envoie une assiette servie, conservée, ce serait une impolitesse que de l'offrir à votre voisin. Ne critiquez jamais un plat, n'établissez jamais de comparaison avec un mets semblable que vous auriez mangé ailleurs et qui vous aurait paru de meilleur goût. Ne buvez pas sans vous être bien essuyé les lèvres, afin de ne pas graisser les bords de votre verre, ce qui est très mal propre à voir.
Ne faites ni tartine de beurre, ni tartine de confiture. La tartine de beurre n'est admise qu'au déjeuner avec le thé. Ne flairez pas votre vin. Ne le dégustez pas à petite gorgée comme un marchand de l'entrepôt. Il n'y a que les commis qui frappent avec la paume de la main un verre à vin de champagne pour en faire jaillir la mousse, au risque de casser le verre et de se blesser grièvement. Ne vous avisez pas de faire brûler votre eau vie dans la tasse à café ou dans la soucoupe. Cela n'est de mise qu'au cabaret ou à l'estaminet. Au dessert, ne mettez jamais ni bonbons ni friandises d'aucune sorte dans votre poche. C'est contraire à toutes les convenances. Une poire ou une pomme ne se pèle jamais en spirale. On les divise longitudinalement d'abord, puis en 4 quartiers que l'on pèle à mesure qu'on les mange. Gardez d'offrir à une dame de partager un fruit que vous auriez sur votre assiette. Ce procédé serait trop cavalier. Il peut arriver cependant qu'il n'y ait pas assez de fruits pour tout le monde. Dans ce cas, c'est la plus forte partie de la poire. C'est à laquelle adhère la queue que l'on doit offrir. Ne parlez jamais bas et d'un air mystérieux à l'oreille de votre voisine. C'est tout à fait de mauvais ton. Ajoutons qu'il ne faut jamais désigner personne avec le doigt. Si un usage vous est inconnu, observez comment font les autres convives, ne vous exposez pas à commettre quelque incongruité par trop de précipitation. Rappelez, ce pauvre garçon fraîchement émoulu du collège, à qui l'on avait servi à la fin du repas un bol d'eau tiède, parfumé d'un peu d'essence de menthe, et qu'il avalait d'un trait en croyant faire comme tout le monde. Au théâtre, le respect d'autrui devrait être la mesure et la règle de toute liberté. Malheureusement, par ce temps de démocratie dévergondée, une foule de gens se figurent qu'être libre, c'est pouvoir agir à sa guise et sans aucun égard pour les convenances des autres. Ainsi, au théâtre, le rideau est levé. Un monsieur arrive en retard. Il dérangera sans vergogne 15, 20 assistants, vous rideau les genoux pour gagner sa place. Si vous vous permettez la plus petite observation, il vous répondra qu'il a payé sa place et qu'il a le droit d'arriver à son heure. Autre exemple. Le spectacle tire à sa fin. Il y a encore 2 ou 3 scènes à jouer. Cependant 20, 40, 100 personnes se lèvent à la fois, font un vacarme d'enfer et empêchent les autres spectateurs d'entendre le dénouement. Ces messieurs le connaissent et ils vous brûlent la politesse. À leurs yeux, le fait d'avoir payé en entrant implique tout, répond à tout. Ainsi le veut la liberté républicaine. Que d'autres grilles et filles auraient encore à porter au compte de ces fâcheux mâles. Les uns mâchent impurs pendant toute la représentation, sans pitié pour vos nerfs, les autres battent la mesure à faux, au détriment de vos oreilles. Ceux fredonnent à satiété l'air du chanteur. Ceux se mouchent à grand bruit. Tandis que l'amoureuse et l'amoureux s'évertuent à moduler leurs plaintes ou leurs tendres déclarations, etc., etc. Elle serait longue la liste des EKETRA. Vraiment, c'est à vous faire prendre le tête en aversion. Fumeurs et priseurs, les parents ne sauraient apporter trop de soins, trop de vigilance à empêcher leurs enfants de priser ou de fumer. Ceux le font d'abord par amusement, puis ils s'y accoutument, et il leur devient fort difficile par la suite, pour ne pas dire impossible, de se défaire de cette funeste habitude. Les priseurs sont tenus à une excessive propreté, ils doivent toujours se munir de 2 mouchoirs, l'un de couleur, pour leur usage particulier, l'autre en toile blanche qu'ils peuvent exhiber au besoin. Il est très impoli de prendre ou de demander une prise, de même qu'il est de très mauvais ton d'en offrir une. On doit s'abstenir de priser à table, et si toutefois on ne peut s'en dispenser, prendre bien garde alors de ne pas laisser tomber du tabac sur la nappe. Quand vous êtes chez quelqu'un, ne posez jamais votre tabatière sur un meuble, pas plus que votre chapeau. Un jour, M. de Corbière, ministre de l'Intérieur, était venu soumettre à Louis XVIII un projet de loi dont il s'efforçait de faire ressortir les avantages. Entraîné par la chaleur de l'argumentation, il s'oublia jusqu'à déposer sa tabatière et son mouchoir sur le petit meuble qui servait de bureau à Sa Majesté. Ah ça, mon cher ministre, s'écria tout à coup le roi qui était très sévère sur l'article de l'étiquette. Vous n'allez pas, je pense, vider toutes vos poches devant moi, sire, répondit M. de Corbière après s'être excusé. Je le pourrais en tout bien tout honneur, car l'on ne m'accusera point de les avoir remplis au service de votre Majesté. C'est bien, reprit Louis XVIII avec bonté, continuons la lecture. Quant aux fumeurs, que pourrions ajouter à ce que nous avons déjà dit, leur recommander de s'abstenir de fumer dans tout lieu public où des femmes peuvent se présenter, quand bien même ils n'y en auraient pas pour le moment. Ils ne l'ignorent point, et s'ils n'en font rien, c'est qu'il leur plaît de passer outre envers et contre toutes les convenances. Le temps n'est plus, hélas, où une dame a pu répondre à la personne qui lui demandait si la fumée l'incommodait. Je n'en sais rien, monsieur, car l'on n'a jamais fumé devant moi. Aujourd'hui le cigare a pénétré partout. Il a conquis le boudoir, la salle à manger, on prétend même qu'il a forcé les portes de quelques salons. Ce n'est peut-être là qu'une calomnie, mais gare que demain ce ne soit une vérité. En voyage. Les voyageurs sont astreints à des égarés à des concessions réciproques par politesse d'abord, et ensuite par intérêt personnel s'ils veulent alléger les ennuis et les fatigues du parcours. Chacun doit ranger ses bagages dans les filets, grillages, ou sous la banquette. Il n'a droit qu'à l'espace correspondant au et au de la place qu'il occupe. Abstenez de manger en wagon ou en voiture publique, à moins d'une nécessité absolue, et faites alors avec discrétion et le plus promptement possible. Vous n'êtes pas libre, en effet, d'incommoder vos voisins de l'odeur et de la vue de vos victuailliers plus sûrs. Vous ne l'êtes pas davantage de les interroger à tout bout de champ, non plus que d'entamer à haute voix des conversations sur vos propres affaires, qui ne peuvent intéresser d'aucune manière les assistants. Il s'élève assez fréquemment des contestations au sujet des glaces que les uns veulent tenir ouvertes et les autres fermées. Beaucoup de gens se figurent qu'ils ont la libre disposition de la fenêtre près de laquelle ils sont placés et cela arrive sur tout en wagon. Eh bien, c'est une erreur complète. Votre vis-à-vis, qui est là au même titre que vous, a parfaitement le droit d'être d'un avis contraire au vôtre. Il faut donc que chacun y mette du sien. 2 choses seulement sont exigibles, la fermeture de l'une de 2 fenêtres quand il y a un courant d'air, et, d'autre part, l'abstention de fumer. Du reste, la politesse la plus élémentaire nous fait devoir de déférer sur chante à la demande d'une dame ou de toute personne qui se déclarait incommodée. Il est toujours galant et de bon ton d'offrir le coin que l'on occupe à une dame ou à un vieillard, mais on peut s'en dispenser lorsqu'on se trouve en famille, et placé à côté de l'un des siens. Oxo, les os sont devenus un des besoins impérieux de la vie moderne. Cela s'explique. Il y a de si bons arguments, de si excellentes raisons en faveur de ce déplacement annuel. Le docteur n'a-il pas ordonné l'eau et les senteurs de la mer, l'usage de telle ou telle source thermale, pour refaire la santé affaiblie de madame, et fortifier la complexion si frêle des enfants? Les hommes pour cela nul ne l'ignore des qualités spécifiques, des vertus souveraines. Elles guérissent de toutes les maladies, même de celles qu'on n'a pas de celles-là surtout. Autre considération non moins prépondérante. Dans les stations balnéaires, les femmes n'ont plus à s'occuper des soins fastidieux du ménage, elles sont en pleine possession des lezèmes, affranchies du contrôle marital, en un mot, libres comme l'air. Les maris sont retenus à la ville par leurs affaires, quelques par d'autres obligations qui, pour être plus légères, n'en sont pas moins attachantes. Tout au plus, peuvent se permettre une visite hebdomadaire, ou semi, ou seulement mensuelle, cela dépend de la distance. Ils montent en chemin de fer, le samedi, en sortant de la bourse, et s'en reviennent. Le surlendemain ou plusieurs jours après, reprendre le harnais. C'est ce que l'on appelle, en langage boursier, mener de front les affaires et les convenances conjugales. Donc, en présence de la liberté si complète et de l'isolement que cette situation fait aux femmes, peut-être n'est pas hors de propos de soumettre ici quelques observations et recommandations. La première de toutes, c'est de s'observer rigoureusement, de ne se lier qu'avec des personnes dont on connaît l'origine, ainsi que la situation présente. Mais, s'écrira-on, l'on ne va pas aux eaux pour se condamner à la vie claustrale et se priver de relations plus ou moins agréables. Qu'après tout on n'est pas tenu d'emporter avec soi, bouclé dans sa valise. Eh bien, c'est ce qui vous trompe. Vous envisagez les choses trop légèrement. Parmi ces rencontres fortuites, il se trouvera naturellement des gens honorables. Vous les avez admis par circonstance. Pour les besoins et les distractions du moment, quoique n'étant pas de votre monde, eux ont pris cet accueil au sérieux et, de retour à Paris, ils ne manqueront pas de vous rendre visite. Comment ferez pour les évincer? Si vous leur refusez votre porte autant d'ennemis mortels, leur amour, blessé ne vous le pardonnera jamais. Mais ce n'est pas là que gît le plus grand danger. Admettons pour un instant que vous avez eu le malheur de tomber sur un ménage interlope, ou sur quelqu'un de ses aigrefins. Hommes ou femmes, qui font métier de capter la confiance des familles pour s'emparer en public et exploiter le reflet de leur honorabilité. Vous vous êtes laissé prendre à des dehors séduisants, vous avez été circonvenu, sans aller toutefois jusqu'à l'intimité. Toutes les apparences sont contre vous. Vous voilà compromis, vous en subirez les conséquences. L'on ne saurait donc être trop circonspect dans ces relations de villégiature. Même les plus passagères, se tenir sur une extrême réserve, apporter beaucoup de tact et de jugement dans sa conduite, telles sont les règles à suivre. Ne vous modelez pas sur ce qui se pratique dans les salons de Paris, les conditions de la vie balnéaire sont tout autres. Ainsi, par exemple, une jeune personne ne devra point accepter, dans un bal de casino, l'invitation d'un cavalier qui n'a pas été présenté à ses parents. Jamais elle n'ira seule au salon, elle n'y restera que très peu de temps, afin de n'être pas exposée à entendre certaines conversations et à se voir adresser la parole par le premier venu. Même recommandation en ce qui concerne les tables d'hôtes, où il règne un ton familier de mauvais goût et parfois très embarrassant. Toute mère prudente, toute jeune femme qui n'est pas accompagnée, feront bien de prendre le repas dans leur appartement.
Table des matières, l'étiquette, une journée de Louis XIV, de la politesse, le tutoiement, le costume ou vêtement type de l'élégance parisienne, lion et tigre civilisé, la loge des lions du salut et de son importance, la poignée de main, les visites, la carte de visite, la présentation, les salons, la conversation, de la propre, la réplique. Les nuances des écueils à éviter, lettres de demande, pétition, lettres de remerciement, lettres de félicitations, lettres de condoléances, des billets d'invitation, lettres de faire part des dîners en général, les grands dîners, le dîner entre gastronomes, le dîner bourgeois, les déjeuners, du tabac, cérémonie du baptême, le mariage à la mairie, le mariage à l'église, l'enterrement, chapitre complémentaire. À propos des présentations, des préséances, l'entrée dans le monde, le bal, toilette des femmes, toilette des hommes, visite et carte de visite à table, au théâtre, fumeurs et priseurs, en voyage. Ozo, End of the Project, Gutenberg e-book, manuel de la politesse des usages du monde et du savoir. Ubdat d'édition will replace the preview one the world d'édition will be renamed. Creating the works from print edition not protected by US copyright law that no one in the United States copyright into the works, so the foundation and you can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rules set forth in the general term of use of this license apply to copying and distributing Project Gutenberg Gem Electronic Works to protect the Project Gutenberg Gem concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for ebook, except by following as a term of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg may be modified and print and give away make the practical anything in the United States with not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. STRT, FULL license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work. To protect the Project Gutenberg TM mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg TM license available with this file or online at www.gutenberg.org/license, Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg TM Electronic Works. 1a. By reading or using any part of this Project Gutenberg TM electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property trademark copyright agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg TM electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg TM electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1e, 8, 1b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg TM electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg TM electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg TM electronic works. See paragraph 1e below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg TM electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg TM mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg TM works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg TM name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg TM license when you share it without charge with others. 1d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg TM work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1e. Unless you have removed all references to Project Gutenberg.